Un jour, quelqu'un partagea avec notre protagoniste les contours du monde qui prévalait avant sa naissance. C'est quoi ce truc flippant sur le sol? Faites chier! Ça s'agrandit! Nom d'un chien! C'est un trou noir! Fuyez! C'est foutu! C'était On va l'ère tous y passer! précédant l'avènement des trous noirs. Non, pas comme ça! Pas aujourd'hui, s'il vous plaît! S'il vous plaît! Vous abandonnez pas! Samuel, cours! Ne te retourne pas! Un monde empreint de quiétude, semble-t-il. Maman, j'ai peur! Me laisse pas! Ce trou noir ne cesse de croître! Sa taille est sans précédent! Il est clairement plus grand que celui de l'année terrible! L'Old Force a déployé ses troupes sur les lieux! Mais elles ne suffisent pas pour venir en aide à tout le monde! C'est pas possible! L'hélico a explosé! Vous me croyez maintenant? Je vous ai dit qu'on était fichus! Vous entendez? Il y a un gosse qui pleure! Petit, c'est fini. N'aie pas peur, ils ne peuvent rien te faire. Je suis là maintenant. En effet, il était là. Il était arrivé à temps pour remettre de l'ordre. Il demandait au gosse de fermer les yeux un instant. Il était clair qu'il prévoyait faire un massacre. Et ça n'allait pas être beau à voir. Cette histoire est celle d'un monde hors du commun. Dans le ciel, sur la mer, sur le sol, on observait des portails noirs connectés à l'autre monde. Leur apparition était constatée sur l'entièreté du globe terrestre, et personne ne sait pour quelle raison ces trous noirs sont apparus. Cependant, ce n'était que le feu de départ, lequel a laissé place à des envahisseurs qui sortaient de ces trous. Et sans aucune once de pitié, ces créatures extraterrestres massacraient tout sur leur passage. Pour ainsi dire, le monde tel qu'il était connu était devenu un véritable purgatoire. La Terre était condamnée, mais heureusement à cette même époque, 4 races spéciales firent leur apparition. Une race utilisant des pouvoirs surnaturels liés à la psychokinésie, le feu, l'eau et la foudre, j'ai nommé les télépathes. Une race qui ne pouvait mourir, même en subissant les pires dégâts physiques possibles, j'ai nommé les immortels. Une race capable de se transformer en loup ou en ours, j'ai nommé les métamorphes. Et une race humaine dotée de pouvoirs magiques, les mages. Tous ces êtres spéciaux ont livré une multitude de combats acharnés contre ces envahisseurs, permettant au monde de retrouver peu à peu sa stabilité. Et c'est ainsi que l'année des premières apparitions de portails fut nommée plus tard l'année terrible. Cependant, comme toujours, avec leur ingratitude absolue, une fois l'ordre rétabli, les humains ont commencé à discuter du sort à réserver aux races spéciales. Pour être plus clair, ils ont décidé qu'il était préférable de les isoler du monde, car ces derniers représentaient une source de danger potentiel pour eux. Cette décision due à la peur a provoqué une confrontation entre ces deux parties, humains ordinaires et races spéciales. Toutefois, afin de vivre tranquille, les spéciaux ont décidé de s'allier aux humains. C'est ainsi que les immortels ont décidé de formé une coalition avec le gouvernement et ont créé l'Old Force. Les métamorphes ont créé une firme multinationale, Excuracy. Les télépathes, eux, ont préféré créer leur propre organisation, Psionique. Les mages ont choisi de faire profil bas et se sont cachés afin de se protéger des humains. 20 ans ont passé depuis l'année terrible. Les races spéciales se sont fondues dans la société. Elles vivent paisiblement parmi les humains en cachant leur véritable identité. Un jour ordinaire, dans un supermarché ordinaire, notre héros apprend une nouvelle extraordinaire. « Fiston, j'ai quelque chose à te dire. Ne sois pas trop surpris. Tu es un immortel », lui disait son père dans la plus calme des ambiances, comme s'il était en train de dire « Tiens, prends un bonbon ». Cette information a mis quelque temps avant d'arriver au cerveau de ce dernier. C'est alors que son père lui explique qu'il est un immortel et que son sang coule dans ses veines. Par conséquent, vous l'aurez deviné, notre héros aussi est un immortel. Mais ce n'est pas le genre de choses à balancer en achetant des poireaux, non ? Lui demande notre protagoniste. Mais cela n'avait pas l'air d'inquiéter son père, lequel continuait en demandant à son fils de ne rien raconter de ce qu'il venait d'apprendre à qui que ce soit, même pas à sa mère. Et le dire dans un supermarché ne pose pas un problème ? Ok les gens, on retient l'astuce. Si vous avez une grosse nouvelle à annoncer à vos enfants, faites-le en achetant des poireaux au supermarché. Apparemment, on digère vite. Notre héros demandait à son père s'il était réellement un immortel. À ce qu'il paraît, ceux-ci sont réputés pour leur beauté sans pareille. Et lui, enfin, vous avez compris. Son père confirmait le fait qu'il est bel et bien un immortel, même s'il ne se ressemble peut-être pas physiquement. Il ajoutait que le sang d'un immortel s'éveille lors de son 20e anniversaire. Et donc, c'était le jour J pour notre protagoniste. Et ça se passera aux alentours de 23 heures. Il faut bien admettre que la sérénité avec laquelle son paternel débitait cette révélation surnaturelle le laissait quelque peu dubitatif.
négatif, comme si on lui servait une potion magique difficile à digérer. Le patriarche persistait, arborant une détermination à toute épreuve. La mère, dans cette affaire, devait rester dans l'ignorance la plus totale. « Ta mère ne doit surtout pas être au courant de cette situation cosmique », martelait-il, avec la crainte viscérale qu'une découverte de ce genre mène droit au divorce. Après tout, il avait l'air convaincu que si elle apprenait sa condition immortelle, elle exigerait sans doute un acte de séparation. Le fils, un brin curieux, suggérait à son père de discuter de cette affaire en chemin vers la maison, tout en récupérant les sacs d'achat comme s'ils ne pesaient rien. Le paternel observait avec une certaine surprise la robustesse de son rejeton. C'est à ce moment-là qu'il entreprenait une explication surréaliste. Les immortels, dans leur essence, devraient être pourvus d'un physique plutôt chétif. Piqué par la curiosité, le père demandait alors si son fils passait beaucoup de temps à la salle de sport. Un sourire gêné se dessinait sur le visage du protagoniste, avouant qu'il n'était pas particulièrement un amateur de sport. Son physique, dévoilant une force inhabituelle, était le résultat de son premier secret. De retour à la maison, une belle femme, la mère de la famille, accueillait les deux hommes. À les observer, il était évident que l'amour régnait en maître dans cette demeure. Notre protagoniste, un tantinet embarrassé par cette démonstration d'affection parentale, se rappelait alors son premier secret. Sa mère était une métamorphe. Elle lui avait révélé cela 2 ans auparavant, le jour de ses 18 ans, qui se trouve être le moment où leur sang s'éveille. Un détail crucial, il ne devait en aucun cas révéler cette vérité à son père, par peur d'un divorce imminent, exactement comme son père avait sa propre raison de garder son secret. Malgré les parents voulant célébrer l'anniversaire de leur fils avec un cadeau, celui-ci déclinait poliment en remerciant simplement ses parents pour l'existence qu'ils lui avaient redonnée. La maison était imprégnée de joie, bien que notre héros restait perplexe quant à la raison pour laquelle ses parents se cachaient mutuellement leur véritable identité. La nuit tombante, il se remémorait la conversation avec son père sur le chemin du retour, où il avait demandé si l'éveil du sang faisait mal. Les explications de son père laissaient entrevoir un éveil tumultueux plutôt calme, oscillant entre chaleur intense, froid glacial et l'acuité sensorielle éveillée à un niveau indescriptible. Il était inquiet, car il avait failli y passer à sa transformation en métamorphe. Intrigué, le fils se demandait s'il pouvait, lui aussi, devenir immortel, même si sa mère ne l'était pas. Les explications de son père sur la puissance du sang immortel le laissaient avec des questions en suspens. Dans sa chambre, l'inquiétude grandissait quant à la manière dont il expliquerait à son père s'il ne devenait pas immortel, étant déjà métamorphe. Peu après, les cris d'agonie retentissaient à 23 heures, et notre protagoniste, en proie à une douleur intense, se disait que son père lui avait menti, la transformation s'avérant être une expérience douloureuse. Kwang Ik avait franchi le seuil pour devenir un métis de 2 races spéciales, plongé dans une métamorphose déchirante. Le lendemain, notre protagoniste s'est retrouvé propulsé dans le royaume des immortels, s'interrogeant sur la nature de la douleur dans cette nouvelle existence. La réponse, évidente dès les premiers instants, était un oui retentissant. Pourtant, malgré cette transformation spectaculaire, le monde semblait inchangé à première vue, à l'exception du fait qu'il pouvait désormais voir dans l'obscurité et que ses sens étaient amplifiés à l'extrême, surtout son ouïe. Ah, mais c'est trop bruyant là! En tant que métamorphe, il avait déjà maîtrisé 16 sens, rendant cette transition apparemment facile. Ouf, c'est beaucoup mieux. Donc c'est ça être un immortel? Vais-je réellement pouvoir garder ce secret? Outre le sens de l'odorat et de l'ouïe développé en tant que métamorphe, cette transformation avait également doté notre héros d'un corps robuste et énergique, un spectacle qu'il appréciait en toute modestie. Sa mère l'avait une fois pris en flagrant délit de contemplation. Waouh! Ça, un petit déjeuner? Au petit déjeuner, une abondance de mets délicieux attendait notre protagoniste, le rendant le plus heureux du monde. La famille, qui avait une capacité gastronomique exceptionnelle due à leur métabolisme de race spéciale, partageait un moment de joie à table. Le père de notre protagoniste lui suggérait de passer le concours de la fonction publique, une proposition qui a surpris sa mère et lui. La divergence d'opinion parentale était inhabituelle. Bien que sa mère insistait sur l'université, son père, travaillant pour le gouvernement, voyait la fonction publique comme un choix plus adapté. Cette situation laissait notre protagoniste perplexe, se demandant pour quelles raisons ses parents avaient des opinions si divergentes. Waouh, c'est rare qu'ils aient des opinions différentes comme ça. Mais je pense comprendre. La majorité des immortels travaillant pour le gouvernement, papa souhaite probablement que je suive la même voie. D'un autre côté, maman semble avoir d'autres projets en tête, compte tenu de l'entraînement intense qu'elle m'impose depuis que je suis métamorphe. Elle envisageait de l'envoyer
envoyé dans une entreprise de métamorphes après 16 études pour une formation approfondie, lui expliquant que les métamorphes ont un autre point fort à part leur force, leur instinct. Et pour le contrôler, il faut qu'ils s'entraînent sans relâche. Face à ces options, les parents demandaient l'avis de leur fils, attendant avec impatience sa réponse. Kwang Ik surprenait tout le monde en exprimant son désir de rejoindre les forces spéciales, une information, comment dire, qui ne passait pas inaperçue. Sa mère, particulièrement contrariée par cette idée, envisageait de lui donner une leçon mémorable. Son père, bien que trouvant l'idée d'un fils soldat excellente, espérait que ce choix n'était pas motivé par le simple désir d'être cool aux yeux des autres. Notre protagoniste réfutait ces propos. Ainsi, le père de Kwang Ik parvenait à convaincre son épouse de laisser leur fils suivre cette voie. Notre protagoniste restait abasourdi par la persuasion de son père. Cependant, avant de se lancer dans cette aventure, son père insistait pour qu'il passe d'abord le concours de la fonction publique. Il proposait qu'après, Kwang Ik pourrait réaliser son rêve de devenir soldat. Je connais quelqu'un qui pourra bien te former pour le concours à Hwaseong. Tu iras là-bas les week-ends. Le fils acceptait cette proposition avec joie. Le lendemain, notre héros se rendait à Hwaseong, se demandant quel expert son père avait déniché. Toutefois, en réalité, être soldat n'était pas son but ultime. Son véritable objectif était d'explorer les portails. Il en existe deux sortes. Les portails noirs sont des entrées pour les envahisseurs, tandis que les portails blancs conduisent vers un autre monde, lequel regorge de métaux, de plantes, d'animaux et d'une multitude de ressources inconnues du commun des mortels. Un coup de téléphone inattendu évoquait des inquiétudes au sujet de leur fils. Sans détour, la réponse était donnée. D'accord, ne vous inquiétez pas, je le formerai parfaitement jusqu'au bout. Notre protagoniste, alors, n'avait aucune idée des péripéties qui l'attendaient. Plus tard, le maître et l'élève se rencontrèrent. Il y avait comme un malaise dans l'air. Celui-ci lui demande qui il est réellement. Il n'a vraiment pas le physique d'un immortel. Notre protagoniste affirme être le fils de son père. Après un moment de discussion, le maître demandait à Kwang Ik de le suivre et les deux hommes commencèrent à s'avancer dans les profondeurs de la forêt pour débuter la formation. Notre protagoniste était un peu perplexe quant à l'endroit où ils étaient. Cependant, il trouvait que son formateur avait la carrure et la beauté des immortels. Après un moment de marche, ils étaient arrivés à destination. Wow. Papa, mais qu'est-ce que tu comptes enseigner à ton fils? Les explications prenaient place et Kwang Ik était très attentif. Son formateur lui expliquait les bases en faisant des croquis sur le sol. Puisque ton sens est déjà éveillé, on va commencer. Bref, écoute-moi bien. Je ne connais pas le principe de régénération, mais je sais au moins comment ça marche. En premier, il y a la force physique. Un immortel en bonne forme physique se régénère plus vite. En deuxième, les sens. Plus on est sensible, plus on ressent la douleur. Mais si on les contrôle bien, on peut mieux localiser les blessures et ainsi accélérer la régénération. En gros, en améliorant sa force physique et ses sens, on a une meilleure régénération. Notre protagoniste ne captait rien au dessin de son professeur. Celui-ci lui demandait s'il avait une question. Eh bien, il y avait une chose qu'il ne comprenait pas. C'est quoi le rapport entre ce que vous dites et la raison pour laquelle je dois courir là-dessus? Demandait-il. On lui expliquait que c'était pour améliorer sa forme physique et mieux maîtriser son corps d'immortel. Mais il ne comprenait toujours pas. Mais quel est ton problème? Tu ne vas pas passer le concours? Si, justement, c'est quand qu'on va étudier. C'est ça ce que tu dois étudier. En général, on le fait avec des livres et des stylos, non? Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas postuler, non? Aux forces spéciales des immortels. Notre héros était sans voix. À ce qu'il paraît, son père ne lui avait rien expliqué. Le formateur lui demandait si oui ou non il allait s'entraîner. Il ajoutait que c'était à peu près la même chose que de devenir un soldat. Kwang Ik était finalement pris dans le jeu. Il allait s'entraîner. Bon allez, c'est parti. Mais attends. C'est quoi ces couteaux? Ce sont plutôt des machettes, oui. Bon, pas le choix, je me lance. Pendant qu'il criait de douleur, il n'avait pas le droit de s'arrêter. T'as fait exprès d'esquiver certaines lames, n'est-ce pas? Tu bouges plutôt pas mal comparé aux autres. Waouh, pas mal la régénération. Plus tu te blesseras, plus tu auras une meilleure régénération. N'évite pas les lames, marche dessus. Fais de sorte que les blessures soient plus graves. Marche dessus comme si tu voulais les écraser. Notre protagoniste était choqué par les propos de son professeur. Suis sûr qu'il doit manquer un boulon à ce type. Qui voudrait volontairement se blesser? L'entraînement continuait sous la surveillance du maître, lequel était intrigué par les performances de notre jeune héros. Mais il est fait en quoi ce gamin?
Kwang Ik voulait se reposer, mais le professeur insistait pour qu'il continue. Lui, il voulait savoir jusqu'à quand ça allait durer. Tu es un immortel, tu ne mourras pas avec ça. Tu vas continuer jusqu'à tomber en état de choc. En réalité, si tu reçois un choc, tu peux rapidement évaluer le niveau de douleur que tu peux supporter. Cela t'évitera de t'évanouir en plein combat. Cet exercice est le test parfait pour cela. Cependant, le professeur était intrigué par le fait qu'il n'était pas tombé en état de choc depuis le temps. J'ai avant tout un corps de métamorphe. Avec un tel corps, je ne recevrai jamais de choc. Il voulait savoir s'il y avait un autre moyen de passer le test. La réponse du professeur était claire. Si tu traverses le terrain en moins de 6 secondes, tu passes le test. Vous avez bien dit moins de 6 secondes. C'est sûr? Oui. C'est compris. Arborant un sourire confiant, notre héros disait « Tenez bien votre parole ». En réalité, Kwang Ik pouvait le faire en moins de 6 secondes. C'était du gâteau pour lui. Il s'était élancé avec le sourire aux lèvres, sur le terrain inhospitalier de la vie des immortels, sous le regard émerveillé de son entraîneur. C'était fait. Il avait mis moins de 6 secondes. Le professeur était stupéfait. C'est un drôle de gamin, toi. Notre héros était déjà debout. Sa vitesse de régénération était bien plus rapide. Le professeur tentait de le taquiner. Et mince, cours encore une fois. J'ai oublié de chronométrer. C'est le moment de passer au deuxième entraînement. Le professeur tient une sorte de chaîne dans ses mains qu'il remet à Kwang Ik. C'est quoi ce truc? Un collier pour chien? Mets-le autour de ton cou. Tu en auras besoin pour l'entraînement. Notre héros était un peu perplexe quant à l'utilité de ce collier. C'est un exercice d'apnée. Notre protagoniste était choqué en entendant cela. Il pouvait déjà imaginer ce qui l'attendait. Dès que j'aurai appuyé sur ce bouton, le collier t'étranglera. Kwang Ik n'était plus tout à fait sûr de vouloir faire ce deuxième entraînement. Tu veux rentrer chez toi alors que tu as même couru sur des lames? Mais je ne pourrais pas le faire dans l'eau à la place. Tu penses que ça te servira à quelque chose? Avec cet exercice, tu peux également t'entraîner à supporter la pression. Si tu t'évanouis pendant un combat, c'est la mort qui t'attend. N'oublie pas qu'avec la guerre des races, les humains ont appris à nous faire face. Avant cet appareil, on faisait cet exercice en se suspendant par le cou à un arbre. On vit dans un monde meilleur maintenant. Notre protagoniste prenait finalement la décision de continuer après avoir entendu 16 explications. Il voulait savoir combien de temps il devait tenir. Le professeur lui répondait en disant qu'il n'y a pas de limite de temps. L'exercice se poursuivra jusqu'à son évanouissement. Mais au moins 5 minutes devraient suffire. Et il n'a pas intérêt à tenter d'enlever le collier ou de vouloir lui prendre la télécommande. Kwang Ik acquiesçait. T'es prêt? À l'instant même où la télécommande était appuyée, on pouvait entendre les cris d'agonie de Kwang Ik. La souffrance était telle qu'il remettait sa vie en question, à se demander pourquoi il voulait devenir un soldat à la base. Quand il tentait de retirer le collier, il recevait des coups de fouet sur les mains. Il avait été prévenu. 5 minutes semblaient être une éternité. Le professeur était surpris du fait qu'il tienne si longtemps sans s'évanouir. Toutefois, lui aussi était curieux de savoir combien de temps notre protagoniste pouvait tenir. Et mince, la télécommande est foutue. Tu vas devoir supporter encore un peu. Mensonge! Finalement, Kwang Ik avait passé le deuxième exercice. Tu as réussi le test. Pour être plus exact, tu as tenu 12 minutes et 47 secondes. Kwang Ik était inquiet. Il craignait que le prof ne lui fasse reprendre le test puisqu'il ne s'était pas évanoui. Ce dernier arborait un sourire mesquin à l'écoute de ses propos. Le soir venu, c'était l'heure du repas. Notre protagoniste était très déçu par ce qu'il devait manger. Lui qui était habitué à la haute gastronomie de sa mère. Mais là, il n'avait pas le choix. Pendant qu'il faisait sa toilette, il se disait que la prochaine fois, il allait prendre les devants et cuisiner avec les recettes de sa mère. Pas croyable. Même pour manger, je dois souffrir. Il n'était pas au bout de ses surprises. Une chambre pleine de compagnie l'attendait. Dire que je pensais avoir tout vu. Monsieur, pourquoi vous ne mettez pas de lampe? Demandait-il. À cela, le professeur répondait qu'il pouvait vivre sans, et de plus ça ne fait qu'attirer les insectes. Kwang Ik s'installait sur son lit rugueux et hyper dur pour se reposer. C'est un entraînement pour bloquer le sens du toucher. Avec un toucher sensible, tout te paraîtra désagréable. Au début, tu ne pourras même pas t'endormir. Apparemment, notre protagoniste n'avait pas de mal à trouver le sommeil dans cette situation. Le jour levé, un repas plutôt étrange servait de petit déjeuner. Il est clair que le professeur n'était pas doué en cuisine. À table, on lui expliquait l'exercice du jour, lequel était le saut de falaise, un autre entraînement extrême. Le but est de rester en apnée dans les airs et de contrôler ses sens pour se préparer au choc. Il lui expliquait qu'en dehors du choc et de l'évanouissement qui sont les situations auxquelles les immortels doivent faire face, ceux-ci doivent également faire attention à ne pas perdre leur mobilité. Les bras sont les boucliers d'un immortel. Si ton ennemi essaye de te trancher les jambes, tu dois sacrifier tes bras. Il en va de même quand on vise ta tête. C'est pourquoi les lames sont plus dangereuses que les armes à feu pour les immortels. Et aussi, tu dois faire attention aux mines explosives.
Ce jour-là, notre protagoniste avait sauté d'une falaise avant de rentrer chez lui comme si de rien n'était. Dans le bus, il recevait un coup de fil de son père, lequel s'assurait que la formation se déroulait dans de bonnes conditions et lui souhaite de bien se reposer une fois à la maison. Notre héros imaginait déjà son repos planifié. Prendre d'abord une bonne douche, jouer aux jeux vidéo, manger les repas délicieux de sa mère, puis dormir 12 heures d'affilée dans une chambre sans moustiques, le repos de rêve. C'était sans compter les prévisions que celle-ci avait faites pour lui. Elle lui avait trouvé un professeur pour l'aider à étudier pour l'université, lui disant qu'il ira étudier là-bas 2 jours par semaine. Bizarrement, avec une valise, en un instant, ils étaient déjà arrivés. Il n'avait pas compris à quel moment les choses avaient si mal tourné et son repos dans tout ça, il avait un mauvais pressentiment. Sa mère lui disait en le laissant devant la porte de son professeur. À quoi ça sert d'être intelligent? C'est plus important d'avoir un bon physique. À ce moment-là, il a eu la certitude que ceux qui l'attendaient n'étaient pas une préparation pour l'université. L'ascenseur arrivait alors à l'étage du professeur. Kwang Hik sortait et découvrait un espace dont il n'imaginait pas. On aurait dit une immense salle de sport. Dans sa contemplation, il se faisait interpeller par quelqu'un. Alors c'est donc toi. Notre héros faisait dès lors la rencontre de son professeur, une femme métamorphe imposante. T'es le fils de Seul Hai, n'est-ce pas? Oui, c'est bien moi. Par contre, je ne comprends toujours pas pourquoi ma mère m'a envoyé ici. Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as fait qu'étudier pendant 2 jours, d'après ce qu'on m'a dit. Quel gâchis de laisser pourrir ton corps de métamorphe. Si seulement je pouvais tout lui dire. Mais vraiment, c'est trop injuste. En réalité, notre protagoniste subissait une éducation particulière de la part de sa mère depuis sa naissance. La pédagogie de cette dernière était nette et précise. Lorsque ça n'allait pas à la maison, au lieu de le punir ou le gronder comme des parents ordinaires, à la place, il se retrouvait sur le ring avec sa mère. Celle-ci ne rigolait surtout pas, et s'il faisait le malin, c'était lui qui allait y passer. Kwang Hik avait compris que sa prof était du même calibre et que ça ne servirait à rien d'essayer de résister. Hé, attrape ça. Elle lui avait lancé une sorte de bracelet, mais notre héros ne comprenait pas de quoi il était question. J'ai une sorte de traumatisme avec les engins comme ça. Vous pouvez me dire ce que c'est? C'est un tracker d'activité. Mets-le sur ton poignet et l'autre sur ta cheville. Il s'exécutait. La prof lui disait qu'il allait faire un test, lequel était de courir sur un tapis roulant. Ce qu'il ne savait pas était qu'il devait courir jusqu'à l'évanouissement. Allez plus vite que ça. On accélère le rythme. On m'a dit que tu ne t'entraînes pas. T'es vraiment un naze. Côté poule ça passe. Apparemment t'as un bon physique. Mais comment ça se fait que tu ne fasses pas mieux? La vie est belle ces temps-ci, hein? Mais quel fainéant. Je vais devoir te faire renaître, mon petit. Cours! Kwang Hik se demandait pourquoi il devait faire face à toutes ces reproches. De plus, il trouvait que son professeur n'était pas plus âgé que lui, quoique les immortels et les métamorphes vieillissent lentement. Donc celle-ci pouvait être plus âgée qu'elle n'en avait l'air. Il devait à la fois compter le temps de sa course, écouter ce qu'elle lui disait, répondre à ses commentaires et apprendre les mouvements projetés sur l'écran en face de lui pendant qu'il courait. Quelle torture, mais c'est encore faisable. Il se souvenait alors d'une astuce de son professeur immortel. Tu arrives bien à bloquer tes sens, mais ça ne suffit pas. Fais disparaître les sens que tu veux bloquer et en même temps concentre-toi sur les autres. Un multitasking des sens en quelque sorte. Je dois vérifier le temps. Je dois retenir les gestes de la vidéo. Je dois ouvrir mes oreilles pour écouter et je dois courir. C'est alors que notre protagoniste réussissait à contrôler l'intégralité de ses sens et parvenait ainsi à courir pendant 24 heures d'affilée. Ah, enfin terminé. La prof regardait alors le chrono, lequel indiquait exactement 24 heures. Et de fait, il était temps de passer aux étirements. Elle disait lui montrer les gestes qu'il avait regardés dans la vidéo seulement une seule fois. Il avait plutôt intérêt à être très attentif. Kwang Hik était surpris de la souplesse de sa prof, étant donné son armature corporelle. Venait son tour de pratiquer le même geste. De prime abord, il n'y arrivait pas. La prof lui disait de ne pas forcer puisque cela prend du temps de gagner en souplesse. En réalité, il doit déchirer ses muscles au fur et à mesure afin de les étirer. Avec son corps d'immortel, notre protagoniste n'avait alors pas besoin d'autant de temps pour gagner en souplesse puisqu'il peut se régénérer instantanément. C'est ainsi qu'il avait effectué à la perfection le geste de la prof sous le regard inquiet de cette dernière. T'es sûr que ça va? Je t'ai pourtant dit de ne pas forcer. Mais qu'est-ce qui te prend? À cela, notre héros disait qu'au moins, il pouvait y arriver maintenant. Ah, t'es un drôle de gamin, toi. Ça suffit pour aujourd'hui. Passons à table. Un énorme morceau de viande
attendait notre protagoniste et il n'en revenait pas. Apparemment, le repas faisait aussi partie de l'entraînement. Entre autres, il devait apprendre à emmagasiner le plus d'énergie possible en un repas. Les deux métamorphes se mirent à manger à une vitesse incroyable et il n'était pas question d'en laisser une seule miette. La prof lui demandait de prendre une douche après le repas et d'aller directement se reposer. Pour Kwang Hik, au moins l'espace dans lequel il se trouve est bien mieux que de dormir dans une chambre avec plein de moustiques dans la montagne. Et de plus, il pouvait utiliser son téléphone contrairement à l'entraînement des immortels. Allô fiston, alors dis-moi, comment ça se passe là-bas? Elle a dû beaucoup s'inquiéter pour moi. Maman, tout va? Je lui ai dit des dizaines de fois d'y aller franco avec toi. Mais là, ça m'inquiète un peu quand même. J'espère qu'elle n'est pas trop gentille avec toi, hein? Pardon? N'hésite pas à lui dire de monter le niveau si elle y va trop mollo, d'accord? Quoi? Et mince, papa arrive. Raccroche, je suis occupée là. Mais maman, tu n'es pas inquiète pour ton fils? S'il y a une chose que notre protagoniste avait compris au deuxième jour de sa formation, c'est que contrairement aux immortels qui ont tendance à s'entraîner comme des fous furieux, les métamorphes, eux, Quel faiblard. s'entraînent comme des brutes Allez, mes à Iludiens. vouloir repousser les limites de leur capacité physique. La prof lui disait qu'il n'avait pas assez de réflexes et lui donnait une barre de 60 kilos avec laquelle il devait courir sur une sorte de planche. Pour notre protagoniste, c'était sa deuxième course de folie après celle avec les lames chez les immortels. La prof insistait qu'il devait le faire jusqu'à ce qu'il y arrive. Kwang Hik, d'un air détaché, s'était élancé sur la planche tel un fou furieux, au risque de se blesser s'il tombait, à la grande surprise de son professeur. Grâce à son sens du toucher, il pouvait percevoir chaque pression à travers ses chaussures, ce qui lui permettait de maintenir son équilibre. C'est ainsi qu'il avait traversé l'obstacle comme un jeu d'enfant. Il pensait que cet exercice de sens était un jeu d'enfant pour les immortels et qu'il ne risquait pas de se faire percer par des lames cette fois-ci. Il disait à sa prof qu'il avait fini, ça c'était sans savoir que ce n'était qu'une préparation pour le véritable exercice, lequel était de courir sur un câble. Kwang Hik était choqué à la vue de cela. La prof lui expliquait qu'elle l'avait un peu sous-estimé, mais puisqu'il a un bon équilibre, autant mieux passer aux choses sérieuses. Notre protagoniste se concentrait pour effectuer sa performance, confiant de sa capacité à la réaliser malgré la complexité de l'épreuve. Il jaugeait la stabilité du câble tout en avançant prudemment avant de s'élancer une fois de plus dans une course folle, laquelle a failli lui faire perdre son équilibre. Mais il s'était rapidement repris avant de rebondir tel une antilope. Ce jour-là, la prof le regardait avec satisfaction. Après tout, il n'était pas mauvais. Le lendemain, sa mère venait le chercher. En chemin, elle lui expliquait la raison pour laquelle elle lui faisait faire tout cet entraînement, laquelle était qu'il était trop faible, et elle ne pourrait pas supporter que son fils se fasse frapper par tout le monde. Qui est faible, maman? Si mes amis entendaient ça, ils seraient tous stupéfaits. Tout ce qu'il espérait au fond de lui était qu'on le laisse rejoindre les forces spéciales. À la maison, il mangeait tellement que sa mère se demandait s'il n'avait rien mangé de toute la journée. Forte était sa surprise quand il lui demandait des recettes de cuisine. Un beau gosse qui cuisine, c'est pas si mal. Mais tu ne devrais pas d'abord devenir un beau gosse? Sinon, tu seras simplement un cochon qui cuisine, hein? Notre protagoniste riait d'un air gêné. Il ne pouvait pas lui avouer pour quelle raison il voulait apprendre à cuisiner. Dans le même temps, il se demandait quel genre d'exercice ces deux professeurs lui préparaient pour la semaine suivante. Notre protagoniste revoyait le prof immortel après 3 jours de repos. À ce qu'il paraît, l'entraînement qu'il avait suivi la semaine d'avant n'était que les bases, lesquelles n'avaient rien à voir avec les critères de passage du test. Et il venait de finir avec la révision du saut de falaise. Je ne sais pas pourquoi, mais je préfère ces entraînements-là car, mis à part la douleur, ça se termine rapidement. Grouille-toi de monter si t'as fini. Le problème était que Kwang Hik n'était qu'à l'échauffement pour le moment. Comme tu le sais déjà, le point fort des immortels est la régénération. Les armes à feu ne posent pas de problème. Soit les balles te traversent, soit tu les refais sortir en te régénérant. Par contre, avec les lames, c'est une autre histoire. Si tu perds un membre, tu auras besoin de beaucoup de temps pour te régénérer. Ah, je vois. C'est à cause de ça que vous m'avez dit d'y faire attention. Si c'est une attaque qui inflige un dégât sur une petite surface, prends-la. Mais ça, tu dois à tout prix l'esquiver. Il a vraiment l'air d'un psychopathe avec ce sabre. Tiens-toi prêt, j'arrive. Kwang Hik esquivait avec peine les attaques de son prof, lequel n'y allait pas de main morte. Ton but, c'est d'apprendre à éviter les blessures mortelles en acceptant d'en prendre des légères. On dirait que tu t'es entraîné, mais cela ne te mènera à rien si tu esquives tout. Comme si c'était facile de se laisser trancher par un sabre. Notre protagoniste se rendait compte qu'en réalité, c'était plutôt un entraînement sur comment bien se prendre les lames. Si on vise ta cuisse ou tes mollets, repousse l'attaque
avec ton tibia ou bien fais en sorte que ça t'effleure seulement. Notre héros était heureux d'être passé par l'entraînement de l'âme avant cela. Toujours pas mal la régénération. On continue. Il s'élançait sur Kwang Hik et lui infligeait des blessures sévères. Le point faible des immortels, c'est l'anémie. Je devrais alors me trimballer avec des poches de sang, n'est-ce pas? En principe, oui, mais avant ça, tu dois d'abord arrêter l'hémorragie. Mais attends, c'était censé être une blague. Il était temps de prendre une pause repas préparée par le chef Kwang Hik avant de retourner à l'entraînement. Le professeur avait l'air d'aimer sa cuisine. Le prochain exercice consistait en la régénération des organes. Arrête l'hémorragie. Les organes prennent plus de temps à régénérer. C'est pourquoi il te faut une bonne forme physique. Je ne l'ai pas vu venir. Je n'ai absolument rien senti. D'une voix tremblante, notre protagoniste posait la question à son professeur « Comment avez-vous fait ?» À cela, l'entraîneur répondait avec fierté « C'est l'effacement de présence ». Il lui expliquait qu'il devait effacer sa présence au cas où l'ennemi aurait des sens affûtés. Kwang Hik avait l'air très intéressé par cette technique. Tu veux apprendre l'effacement de présence? À cela, il répondait oui sans aucune hésitation. Chez la prof métamorphe, Kwang Hik était accueilli par un tout autre exercice, quelque chose comme une partie de jeu de survie. Sans savoir ce qui se passait, il sentait un courant d'air le traverser et taper dans le mur derrière lui. C'était comme pour lui dire que ce n'était pas un exercice à prendre à la légère. « Essaye d'esquiver », lui disait la prof avant de vider son chargeur sur notre protagoniste, lequel était en train d'esquiver du mieux qu'il pouvait. Dans le feu de l'action, la prof lui donnait des instructions, lesquelles il respectait à la lettre. Fais toujours attention aux armes à feu. Dès qu'on en pointe une sur toi, bouge. Cherche un abri et s'il n'y en a pas, reste toujours en mouvement pour qu'on ait du mal à te viser. Ne cours pas en ligne droite. Change tout le temps de direction et fais en sorte qu'on ne puisse pas anticiper tes mouvements. Malgré toutes ces instructions, Kwang Hik s'était quand même fait effleurer par une balle. Ce qui inquiétait la prof, laquelle lui disait qu'une balle suffit à mettre un métamorphe hors combat et que s'il n'avait pas le choix, il devait en prendre une, mais sur une partie moins fatale. Notre protagoniste se souvenait que c'était semblable aux enseignements donnés chez les immortels. En quelque sorte, les deux races ne lui apprenaient pas à se battre, mais lui apprenaient plutôt la survie. L'entraînement était fini et notre héros se demandait combien de temps il allait prendre pour ranger toutes ces balles par terre. Juste après, c'était l'exercice du câble et cette fois-ci, Kwang Hik avait senti une intention on ne peut plus meurtrière dans son dos, laquelle le fit perdre l'équilibre et il se retrouvait au sol se demandant ce qu'il s'était passé. Tout en sueur, il regardait sa prof, laquelle était aussi surprise que lui. Ne me dis pas que tu l'as senti. Il demandait à la prof ce que c'était. Elle lui expliquait que c'était l'aura du prédateur. Elle était vraiment surprise par le fait qu'il ait pu la ressentir. Kwang Hik lui demandait de ne plus jamais faire cela. Il avait eu l'impression que son cœur allait exploser. C'est supportable une fois qu'on s'y est habitué. Et puis ça le sera davantage si tu arrives à la maîtriser. Kwang Hik continuait de s'entraîner sous le regard de la prof qui lui faisait ressentir son aura. Les entraînements faisaient rage des deux côtés, entre la constitution de la forme physique de notre protagoniste chez les métamorphes avec des haltères aux poids insensés, aussi bien que le maniement des armes à feu. La lutte, c'est bien, mais tu peux l'apprendre par toi-même en regardant des vidéos. Par contre, pour le maniement des armes à feu, il te faut de l'entraînement. Apparemment, il n'avait pas tant que ça besoin d'entraînement afin de pouvoir les manier. Essaye de te prendre le moins de dégâts possible. Avec les trappes, il faut être très vigilant. Non seulement ça fait atrocement mal, mais la douleur qui persiste t'empêche d'interpréter la situation là-dedans. En général, les immortels se battent en acceptant de se prendre la plupart des dégâts. C'est pourquoi tu dois t'habituer à la douleur. On lui apprenait également le maniement des sabres. Mais étant donné son côté métamorphe, c'était d'une évidence pour lui. Waouh, il est vraiment bon ce petit. Notre héros était enfin retourné à la maison après les derniers entraînements des deux races. Comme tu es costaud, alors que tu es mon fils. C'est bon d'être costaud. Kwang Hik lui-même n'en revenait pas de la quantité de muscles qu'il avait pris entre-temps. Les téléphones des parents étaient en train de sonner. C'étaient les deux profs qui venaient au rapport. Hello, hello! Avant de continuer, dites-moi en commentaire lequel des deux entraînements vous avez le plus préféré entre celui des métamorphes et des immortels. Après sa douche, notre protagoniste entamait une conversation avec sa mère avant de se rendre compte de l'absence de celle-ci. Sur son téléphone, il recevait de la part de son père les informations concernant la localisation du centre d'examen des forces spéciales des immortels. À ce qu'il paraît, ses amis étaient tous bouche bée quand il leur avait dit qu'ils ne devaient pas aller à l'université.
Notre protagoniste se remémorait alors 9 ans auparavant, le jour de l'ouverture du grand portail noir, où il avait rencontré son héros. C'était à ce moment-là qu'il avait pris la décision de devenir comme lui. J'imagine que maman sera déçue. Le jour de mes 18 ans, elle m'avait dit qu'elle voulait que je vive une vie paisible. Mais au fait, où est-elle passée ? Sa mère était allée à la rencontre de sa professeure. Les deux dames se saluèrent et prirent place pour discuter. Tu n'es pas curieuse? Bah, de quoi? Au sujet de ton fils, bien sûr. Tu ne m'as jamais rien demandé. Bof, je n'espère pas grand-chose, tu sais. Je souhaite juste qu'il soit capable de faire au moins la moitié de ce qu'un sang pur peut faire. De l'autre côté, son père discutait avec l'entraîneur immortel. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux que je te jette dans le Pacifique après t'avoir démembré? Mais vous ne le saviez vraiment pas? Je pensais que vous ne m'aviez jamais appelé parce que vous le saviez déjà. Qu'est-ce que tu racontes? C'est un irrégulier. Quoi? C'est pourquoi je n'ai osé rien te demander. Parce que j'avais peur. Je ne veux juste pas qu'il se fasse kidnapper par un groupe de savants fous. Ça me suffirait largement qu'il soit capable de se protéger par lui-même. Tu sais que ces déjantés ont tenté à tout prix de créer des irréguliers et que tous les résultats étaient catastrophiques. Au final, ils n'ont pu donner vie qu'à des monstres aux capacités de chaque race. T'as bien de la chance, toi. Ton fils, c'est le vrai loto gagnant. Quoi? Un irrégulier? Tu veux dire que son niveau n'atteint même pas le quart de celui d'un immortel? Son père espérait qu'avec un sang aussi fort que le sien, son fils aurait au moins pu avoir la moitié du pouvoir des immortels. Non, c'est le contraire. Il est surdoué. Je n'ai jamais vu un tel prodige. J'ai même dû lui enseigner l'effacement de présence, tu t'imagines? Il était bouche bée à l'écoute de cette révélation. Je lui ai enseigné l'aura du prédateur, tu t'imagines? Sa mère arborait la même expression face à cette révélation. Les deux parents tentaient de se rassurer du fait que ses propos n'étaient pas des blagues de mauvais goût, mais les deux entraîneurs maintenaient leurs propos. Votre fils est un vrai prodige. Il était possible d'observer un sourire de fierté se dessiner sur leur visage. C'est bien mon fils, ça. Le lendemain, à son réveil, un copieux petit déjeuner attendait notre protagoniste. C'était à se demander quel événement il fêtait. Il se souvenait alors que c'était le jour de l'examen des forces spéciales des immortels. Et dans son esprit, plein de sang allait gicler ce jour. Sa mère lui souhaitait bonne chance pour l'examen. Cependant, elle était très inquiète à l'idée qu'il puisse ne pas réussir au concours. Mais il la rassura, lui disant que ce serait du gâteau. Et celle-ci lui faisait comprendre que dans ce cas, s'il rate l'examen, un rendez-vous avec elle sur le ring l'attendait. Non merci, disait-il. Pendant que notre héros attendait l'ascenseur tout confiant, grâce à ses sens, il pouvait entendre le son d'une musique qui se rapprochait de lui. C'était sa jeune élève, qui était également sa voisine. Cette dernière, très amoureuse de lui, ne manquait jamais l'occasion de lui montrer l'intérêt qu'elle portait à son égard. Opa, si tu veux m'inviter à sortir, pas besoin de chanter, tu sais. Pas besoin de chanter avec un visage aussi mignon que le tien. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne vas pas me faire ta demande? Bien sûr que non. Pourquoi? Je t'ai déjà dit qu'elle était mon genre de femme des milliers de fois. Mais voyons, tu penses vraiment que tu pourras si facilement trouver une fille aussi belle et intelligente? Ne raconte pas n'importe quoi quand tu es dehors. Tu ne sais pas dans quel monde on vit. Tu veux me faire passer le restant de mes jours derrière les barreaux? Je suis dans un lycée pour filles, mais ça ne sera pas le cas quand je serai à l'université. Il y aura un tas de gars qui vont me draguer à cause de ma beauté. Tu devrais plutôt t'inquiéter pour tes notes. Tu n'as qu'à m'aider pour étudier. C'est ça l'avantage d'avoir un copain intello. Moi, ton copain? Mais jamais de la vie. Tu comptes bousiller ma vie ou quoi? Eh ben, cette fille ne va jamais changer. Elle frappe quand elle ne sait pas quoi répondre. Quelque temps après, Kwang Hik arrivait dans le bâtiment de l'examen. Il se renseignait au niveau de l'accueil sur la salle du concours quand il se faisait aborder par une voix grave, laquelle lui demandait s'il était un candidat. L'homme en question était vraiment suspicieux vis-à-vis de notre protagoniste et lui demandait son dossier de candidature. Au bout du chemin, il croisa une autre dame qui lui demandait également son dossier de candidature pour vérification. Comme c'est compliqué, ils sont tous comme ça les concours des immortels. Après tout, on verra bien. Enfin, devant la porte de la salle d'examen. Bon, ok. À partir d'ici, qui sait ce qui peut arriver? Je pourrais très bien recevoir une lame dès l'ouverture de la porte. Bon, allez. Kwang Hik reste concentré comme aux entraînements. Il s'imagine les pires scénarios possibles et pendant que la porte s'ouvrait... Hein? Je me suis trompé de salle ou quoi? En fait, il s'agissait d'un examen écrit des plus standards, et les entraînements pratiques qu'avait subis notre protagoniste étaient un moyen d'étudier pour cet instant. Il avait l'air serein comme ça, mais en réalité, Kwang Hik était on ne peut plus stressé. Que se passe-t-il là? C'est vraiment ici alors? Oh mon Dieu, je suis fichu, c'est clair. Tout le monde dit que c'est extrêmement difficile. Je voulais courir, moi. Donnez-moi une chance, je peux vous montrer comment je cours sans me tailler les chevilles. Le silence était réclamé dans la salle, pendant que les instructeurs distribuaient les sujets. Tant qu'à faire,
il faut y aller à fond. Hein? Mais attendez. Les questions s'adressent aussi à toi, cher viewer, alors sois attentif. Question numéro 1. Vous venez d'avoir une blessure causée par une balle dont le diamètre équivaut à celui d'une pièce. Quel est votre premier réflexe? 1. J'utilise une poche de sang. 2. Je vérifie l'emplacement de la blessure. 3. Je cherche un abri. 4. Je compresse la blessure. 5. Je prie Dieu pour fuir la réalité. Mais c'est quoi ça? J'ai pourtant entendu dire que c'était difficile. En réalité, les réponses peuvent varier selon chaque race, mais s'agissant des immortels, la réponse à cette question était ridiculement évidente pour notre héros. Question numéro 2. Pour tomber en état de choc, quelle proportion de sang doit-on perdre? 1. De 5 à 10%. 2. De 10 à 15%. 3. De 15 à 20%. 4. De 20 à 25%. 5. De 25 à 30%. Tu n'es jamais tombé en état de choc, mais si cela arrive, sache que les humains et les immortels sont sur le même pied d'égalité sur cet aspect. Question numéro 3. Vous ne pouvez pas esquiver le sabre de votre adversaire. Quel est votre choix? Kwang Ik comprenait qu'en réalité, à travers cet examen, le jury cherche à savoir dans quelle mesure les candidats connaissent leur corps d'immortel. Dernière question. Hormis la noyade et l'enterrement, comment peut-on éliminer un immortel? La réponse à cette question était une fois de plus évidente pour notre héros. Asphyxie, congélation, broyage et incinération. C'est bon, j'ai terminé. Ils ne se sont pas trompés de sujet par hasard? Avant de partir, notre héros signait obligatoirement une clause de confidentialité à propos de l'examen. Waouh! Ça ne rigole vraiment pas ici avec les secrets. L'instructeur en charge de la correction de l'examen était quelque peu troublé par les réponses de notre protagoniste. C'est très étrange. Ce type ne ressemble pas du tout à un immortel. Il est arrivé en premier et a rêvassé pendant 1 heure. Il n'a même pas emmené de stylo, et il est parti en premier. 2 semaines plus tard, Kwang Ik montrait à sa mère la notification sur l'annonce des résultats. Celle-ci lui arrachait le téléphone des mains, elle n'en croyait pas ses yeux. Allô amour, devine quoi? Notre fils a été admis et tiens-toi bien, en tant que major de sa promotion, Ça avec sent la mention viande, là. très bien. Tu t'imagines? Rentre à la maison, c'est la fête. Apporte la meilleure viande possible, ok? Youpi! Salut papa, comment s'est passée ta journée? Il n'avait qu'une chose en tête. La viande, la viande, la viande, la viande. Oh, fiston, tu pourrais au moins me regarder quand tu me parles. À table, son père lui rappelait qu'il venait de franchir la première étape. La deuxième et dernière étape consistait à passer un entretien. Et il devait se préparer. Encore? Et moi qui pensais avoir fini? Notre protagoniste avait tellement de préoccupations à propos des fonctions des immortels pour le gouvernement. Il voulait aussi que son père lui passe quelques tuyaux à propos de l'entretien. Mais ce dernier s'était entêté à ne rien lui révéler. Désolé, je ne suis au courant de rien. La réjouissance d'avoir été major à l'examen écrit fut de courte durée, car peu de temps après, le jour J pour notre protagoniste de faire face à son destin était arrivé. Bien qu'un peu stressé, Kwang Ik gardait le sourire face à sa mère qui lui souhaitait bonne chance. Un peu plus tard, il se rendait au point de rencontre défini et il était tout de même surpris de constater que l'entretien prenait place dans le même centre que celui de l'examen écrit. Notre héros faisait alors la rencontre des candidats qui, comme lui, avaient été retenus à cet effet. En particulier, celui qu'il appelle le prince charmant, qui semble être le plus beau des candidats. Ce dernier avait par contre une attitude, méprisable. Retiens-toi, Kwang Ik. Tous attendaient leur tour dans le couloir quand le numéro 48 se faisait appeler. C'était Kwang Ik. 2 examinateurs étaient présents dans la salle. Un homme aux cheveux rouges vifs que notre protagoniste pensait appeler la bougie, et une femme, laquelle se trouve être celle qui contrôlait les candidatures lors de l'examen écrit. Pour commencer, dites-nous pour quel motif vous avez postulé. J'imagine qu'ils ne vont pas me prendre si je leur dis que c'est mon père qui m'a demandé de postuler. En premier lieu, cet examen étant réputé pour sa difficulté, je souhaitais mettre mes capacités à l'épreuve. J'ai également postulé dans l'optique de réaliser mon rêve. Votre rêve, vous dites? Je veux me battre pour ma patrie. Es-tu prêt à te sacrifier pour tes camarades de combat? Et si oui, dans quelle mesure? Je ne saurais le dire. Tout dépendra de la situation.
Cela signifie-t-il que tu n'es pas prêt à le faire? Là n'est pas la question. Je chercherai la solution la plus efficace. Est-ce que j'y suis allé un peu trop fort? Dernière question. Il ne te reste plus qu'une balle. Et tu fais face à 2 ennemis. Je tirerai sur l'un d'entre eux et je lancerai le pistolet sur l'autre pour l'assommer. Sur cette réponse se clôturait l'entretien de Kwang Ik. À l'issue de ce deuxième test, les nouveaux admis devaient passer 1 mois ensemble dans un camp d'immortels. Pour notre héros, cela semblait être un genre de sortie scolaire et il en était impatient. Cependant, sa mère était inquiète à l'idée qu'il puisse passer autant de temps loin d'elle sans préparation. Il faut dire que si un métamorphe n'arrive pas à contrôler son instinct, les conséquences peuvent être catastrophiques. De fait, elle lui donnait quelques conseils pour avoir un séjour agréable, bien qu'elle aurait souhaité qu'il repousse son affectation. À cela, une douce mélodie résonnait en notre héros. Salaire annuel 65 000 €. L'argent, aide financière pour le développement physique, prime versée en dehors du salaire. L'argent, appartement privé après la fin de la période d'essai. Apart. Aide financière pour tout. Aide pour ceci, aide pour cela. Il faut dire que le contrat qu'il avait signé battait toutes les offres d'emploi qui puissent exister. Il n'était pas question de faire machine arrière. Kwang Ik disait « Maman, ton fils souhaite tenter sa chance pour devenir le chef de cette entreprise rattachée au ministère de l'Intérieur. » Elle était heureuse d'entendre cela. Bon, il est tout de même vrai qu'avec toutes les informations que je vois à la télévision à propos des crimes des races spéciales en hausse, elle a raison de s'inquiéter. Cependant, elle n'a pas à s'en faire pour moi. J'ai un sang bien mélangé. D'un autre côté, si j'ai accepté de travailler pour cette merveilleuse boîte, c'est parce qu'elle a su m'apprécier à ma juste valeur. Je ne fais pas ce choix à cause de l'argent et de l'appart. Croyez-moi, pas du tout. Le jour du départ arrivé, notre héros était plus que prêt. Il faut dire qu'il sifflotait en attendant le bus. Kwang Ik se souvenait des conseils de son père la veille de son départ. « Fiston, ne rejette pas les gens à cause de ta première impression sur eux. Retiens bien ce que je vais te dire. Quelquefois, tu seras surpris de constater que la personne que tu n'aimes pas du tout soit une meilleure personne comparée à celle que tu appréciais à la base. » Les immortels sont extrêmement sensibles, alors ne sois pas très dur avec eux. Il tentait alors de les mettre en pratique et de se faire de nouveaux amis. Il essayait de saluer le prince charmant, lequel le gratifia d'une attitude, comment dire, enfin, bref, les carottes sont cuites pour lui, plus aucun espoir. Elles sont tellement cuites qu'elles n'ont plus de forme. Notre héros s'essaya à sa voisine de derrière, pensant qu'il aurait plus de chance. Qu'est-ce que tu regardes? Espèce de naze sans aucun tact. Face à ces réactions, notre protagoniste envisageait trouver un moyen pour se venger, quand soudain... Salut Kwang Ik, c'est moi, ton gaz préféré. Est-ce que tu me permets de sortir voir le monde extérieur? Il lâcha un paix silencieux, une arme d'une efficacité sans pareille contre ces immortels hautains. Quel gros dégueulasse. Ah, ça fait du bien. La vengeance est une vapeur qui se renifle. Les bus avaient vite fait d'arriver à destination. La sensation forte que notre héros avait laissé échapper dans le bus lui valait la reconnaissance de 2 admirateurs, 2 jeunes sans mêlés. Les 3 jeunes hommes faisaient connaissance quand ils entendaient hurler « Regroupez-vous en rangée de 5, bougez vos fesses !» Tous se mettaient à courir, tels des enfants à qui on venait de promettre un cadeau. Il faut croire que cette petite course les avait énormément essoufflés, ce qui surprenait notre protagoniste, lequel n'en revenait pas de la faiblesse de ses camarades. « Regardez-moi ces faiblards! Vous avez à peine couru quelques mètres. Vous êtes vraiment sérieux ?» Les recrues venaient de faire la rencontre de leurs instructeurs, lesquels étaient les mêmes que ceux du premier examen et de l'entretien. À partir d'aujourd'hui et pendant 1 mois, vous aurez beaucoup d'obstacles à surmonter pour développer vos capacités. Quelle déception! Pourtant, on ne fait que commencer. Si vous êtes essoufflé pour si peu, ça ne vaut même pas la peine de rester. Regardez derrière vous! Vous voyez les 3 arbres là-bas? Je prends les 15 premiers. Les autres, bon retour. Qu'est-ce que vous attendez? Courez! Faites chier! Au même instant, on assistait à une course folle des nouveaux. Ils se donnaient vraiment à fond, à ce qu'il paraît. Toutefois, notre protagoniste n'avait guère l'intention de se faire remarquer dans ce camp. Je ne peux pas être dernier! Pour lui, le moins il attirait l'attention, le mieux c'était.
Sans exagérer, je pourrais être parmi les 15 meilleurs même si je cours comme une tortue. Était-ce grâce à la rudesse des entraînements qu'il avait reçus? Notre héros était très calme dans une telle situation. Je vais essayer d'arriver 14e. Sa mère l'avait mis en garde contre le fait de révéler qu'il était un métamorphe. La cause était que les humains considèrent les métamorphes comme des criminels à surveiller de près. Tel que prévu, Kwang Ik était arrivé 14e. Il essayait même de jouer le gars essoufflé pour ne pas éveiller les soupçons. L'instructeur en chef était vraisemblablement déçu des capacités physiques des nouveaux et tel qu'annoncé, il renvoyait ceux n'ayant pas réussi le test d'être parmi les 15 premiers à la surprise de ceux-ci. Quoi? Vous avez quelque chose à me dire? L'entraînement se poursuivait sous la rude surveillance des instructeurs lorsque l'un des nouveaux se faisait prendre en train de jurer. Ah ah! Je vois que vous insultez votre instructeur dès le premier jour! Il hurlait, disant que c'était un malentendu. Arrête de crier sans mêler! Tu comptes bousiller le tympan des sangs purs qui sont là? À moins que tu ne sois une merde qui veut nuire à tout le monde. L'instructeur lui donnait le choix, rentrer chez lui ou accepter la punition. Ce dernier s'empressait d'accepter la punition. Notre protagoniste était scandalisé par le bruit qu'il venait d'entendre. C'était clairement le son d'un bras qui venait de craquer. Il était curieux de voir la scène. « Eh mince, je me suis fait prendre. » T'as un problème dans ta tête ou quoi, recrue? Tu veux que je t'aide à suivre le rythme? Désolé, chef. Wow, il faut que je fasse attention. En effet, les instructeurs avaient brisé le bras de la recrue et lui disaient de ne pas faire le moindre bruit, malgré la souffrance qu'il endurait. L'instructeur en chef avertissait les recrues qu'enfreindre les règles entraînera une punition similaire. Il est clair que même étant immortel, ça reste tout de même rude comme punition. « Tu as apprécié le spectacle, jeune recrue ?» disait-il à notre héros, lequel était tout en sueur, se demandant ce qui allait lui arriver. La chance, j'ai échappé belle. Kwang Ik ne cessait d'être surpris par la faiblesse des immortels. Ils sont si faibles que ça? C'est quand même bizarre de les voir trembler comme ça. Je devrais peut-être faire pareil. Après un certain temps, c'était la fin de l'échauffement et les instructeurs se présentèrent aux recrues. Le chef leur demandait de l'appeler instructeur Lee. Il sera responsable de leur entraînement physique dans l'optique d'améliorer leur capacité de régénération à un niveau acceptable. La dame, elle, se présenta sous le nom de Park Daram et sera chargée de leur enseigner les techniques. L'instructeur Kim Han, la bougie, d'un air terrorisant, disait qu'il allait littéralement tous leur faire la peau. Pour clarifier ses dires, il leur était expliqué qu'il allait leur apprendre à mieux contrôler leur corps d'immortel. « Ce n'est pas la peine de faire semblant, madame. Il a clairement une tête flippante. » Sur ces présentations, il leur était souhaité la bienvenue en enfer. Les recrues étaient au nombre de 100 et étaient réparties en groupes de 10 par chambre, sans distinction de sexe. Notre héros était heureux d'être dans le même groupe que ses deux amis de départ. Cependant, la présence du prince charmant et de la jeune blonde malpolie ne l'enchantait guère. La présence d'un membre particulier faisait comprendre à Kwang Ik que les immortels ne sont pas tous de petite corpulence. Dans l'optique d'une coexistence harmonieuse, le groupe décide à l'unanimité d'établir des règles de base puisqu'ils seront condamnés à être ensemble pour un mois entier. Les regards étaient posés sur notre protagoniste, lui conseillant de maintenir une hygiène appropriée. Il est clair qu'il avait fait une sensation forte plus tôt dans le bus. D'un air gêné, il pensait « Moi aussi, l'hygiène me tient à cœur, vous savez. » Le prince charmant ne le lâchait pas du regard, et notre protagoniste, d'un air sérieux, il acquiesçait. Lors du repas, un instructeur ordonnait à chaque équipe de choisir un chef. La fille malpolie suggère que le prince charmant soit leur chef. Cependant, notre héros n'était pas d'avis. Pour lui, le chef devrait être quelqu'un digne de respect avec une grande ouverture d'esprit. Ces propos agacèrent la fille, laquelle affirmait qu'ici, le sang était le plus important. De fait, celui ayant la plus grande pureté de sang immortel devrait être le chef. Tous acquiesçaient, sans tenir compte des propos de notre protagoniste. Après le dîner, les instructeurs faisaient comprendre aux recrues qu'ils devaient avoir une courte séance d'éducation avant de dormir. Des équipements leur étaient distribués à cet effet. L'instructeur en charge de cette éducation était l'instructeur Lee, lequel apparaissait à l'écran pour les entretenir. Il leur explique que leur entreprise
Warim est une entreprise d'information et de communication subventionnée par l'État. Et bien qu'ils semblent être de prime abord des fonctionnaires, ils travaillent en réalité pour la sécurité de la nation. De fait, les entraînements rigoureux qu'ils recevront dans ce camp sont ceux par lesquels passent tous les employés de Warim. Les critères d'embauche en ce moment sont bien bas. De mon temps, on ne pouvait pas espérer être embauché si on ne savait pas faire la course de l'âme. Ça me rappelle des souvenirs. Dans la chambre, notre héros était très embêté par l'hystérie de ses camarades immortels, lesquels n'arrivaient pas à dormir. Il se proposait alors de les aider dans cette optique. Une aide, qui se trouvait on ne peut plus radicale, ce qui surprenait l'un d'eux, lequel ne tardait pas aussi à trouver le sommeil grâce au somnifère Kwang Hik. « Qui d'autre veut rêver de moi ?» disait notre protagoniste. À cela, tous, y compris la jeune blonde malpolie, acceptaient à contre-cœur l'aide de Kwang Hik. Bien qu'il voulût refuser d'aider les 2 carottes cuites au début, il venait de voir en cela une occasion de se venger. C'est ainsi que, d'un coup tranchant, il envoya la jeune blonde au pays des rêves. À la vue de cela, le prince charmant n'était plus partant pour recevoir l'aide de Kwang Hik, ce qui lui valut une nuit on ne peut plus blanche. J'ai tellement hâte d'être à ce soir, mon petit. Le lendemain débutait la première session d'entraînement avec l'instructeur Lee qui leur demandait de courir. Les autres avaient déjà l'air très exténués. Pourtant, ce n'était que le début des hostilités d'après l'instructeur. Après l'exercice physique, suivait l'entraînement technique dirigé par l'instructrice Park Daram. C'était un entraînement au combat rapproché. Désolé, bro. Kwang Hik devait exécuter une démonstration avec une recrue, lequel le mettait en garde car il avait pratiqué un peu de lutte, disait-il. Ce dernier confiant s'était élancé sur notre protagoniste, tentant de le plaquer. Mais d'un simple coup, il était balayé tel un moustique devant Saitama. Je pense que j'ai eu de la chance. L'instructeur Kim Han était en charge de la 3e partie d'entraînement. Il leur demande de courir sur des lames. Tous étaient choqués par cet entraînement. De quoi vous plaignez-vous? Il s'agit là de l'exercice traditionnel des immortels. Pour notre héros, ce choc était tout autre. Ce sont de vraies lames? En effet, les lames étaient ridiculement petites comparées aux machettes auxquelles il avait eu droit avec son coach personnel. Sans exagération, c'était comme si je recevais un massage des pieds. Ce n'était pas évident, mais j'ai dû faire de mon mieux pour faire semblant d'avoir mal. Une semaine plus tard, notre héros remarque une ambiance, comment dire, plutôt tendue dans leur chambre. Son ami lui explique que le prince charmant, incapable de dormir, avait quitté la chambre et s'était embrouillé avec des gars d'une autre équipe dans la même situation que lui. Et donc, ils étaient tous en train d'attendre leur venue en question. Au même instant, un groupe de garçons à l'allure de zombies venait d'ouvrir la porte. Il était clair que ces derniers n'avaient pas eu de nuit de sommeil depuis un moment déjà. D'un regard menaçant, l'un d'eux demandait « Parmi vous, qui est Yu Kwang Hik ?» Notre protagoniste répondait très intrigué. « Notre carotte cuite se serait servie de mon nom par hasard ?» La tension était palpable quand soudain, l'autre recrue s'approche en lui disant tout émoustillé d'un air gêné. « Moi aussi, j'ai envie de rêver de toi. » Dans la gêne que cette situation venait d'occasionner, notre héros répondait « Désolé, mais j'aime les femmes. » Celui-ci s'empressait de dissiper le malaise en lui faisant comprendre qu'il souhaitait juste que Kwang Hik les aide à dormir. Ils allaient mourir de fatigue à cette allure. Notre héros essayait de comprendre comment ils avaient eu vent de cette rumeur. La recrue lui faisait comprendre que le prince charmant avait la langue bien pendue. Cette nuit-là, j'ai aidé son équipe à s'endormir avec mes coups tranchants. Dors bien, dors bien, dors bien, dors bien. Le lendemain, la recrue de la veille remerciait amicalement notre protagoniste au petit déjeuner. Il était clair qu'il avait passé une bonne nuit de sommeil. Les exercices d'entraînement ne changeaient pas. L'entraîneur Lee était toujours impitoyable. Jusqu'à quand vous comptez galérer juste pour un échauffement? Vous ne savez pas ce que veut dire le mot progresser? Bande de merdeux! Courez! Notre protagoniste remarque l'une des recrues en difficulté, lequel semblait ne plus pouvoir tenir le coup pendant bien longtemps.
Kwang Hik lui demande s'il va bien. À cela, il répondait de ne pas s'en faire pour lui et de continuer. Il avait déjà baissé les bras et était prêt à abandonner. Inspiré par un personnage d'un manga, notre protagoniste prenait une pose charismatique et lui disait « Sois un homme qui ne sait pas abandonner camarade ». Il était perplexe, se demandant si notre héros se moquait de lui. Kwang Hik lui disait qu'il n'aurait pas dû commencer dès le début s'il avait l'intention d'abandonner pour si peu. « Allez, je vais t'aider. Allons jusqu'au bout. » Les deux recrues couraient ensemble afin de finir le trajet. Au même moment, Kwang Hik lui donnait des conseils pour qu'il s'améliore. « Contrôle ta respiration. Ne traîne pas les pieds, ça te fatigue plus. Si tu n'y arrives pas, marche au pas de course. » Malheureusement pour eux, ils avaient dépassé la limite de temps. Vous sortez ensemble ou quoi? Ça fera 5 points de pénalité pour vous deux. Notre héros rassurait son camarade, lui disant qu'ils tâcheront de finir l'exercice le lendemain dans le temps imparti. Le gamin surpris demande à notre protagoniste pour quelle raison l'avoir aidé. À cela, Kwang Hik répondait qu'il n'a pas besoin de raison pour lui venir en aide. Il préfère plutôt mourir que de perdre son sens de la justice. Il n'est pas nécessaire d'avoir une raison pour venir en aide à quelqu'un dans le besoin. Il a sûrement dû se dire la même chose à ce moment-là, donc moi non plus, je n'ai pas besoin de raison. Dans les vestiaires, l'un des amis de notre héros lui demandait s'il allait de nouveau endormir la première équipe et il répondait par l'affirmative. Son autre ami Kuitae avait l'air perturbé. Kwang Hik était curieux de savoir ce qui le mettait dans cet état. On lui expliquait qu'apparemment il aurait trouvé le portefeuille de la jeune blonde à la cafétéria et a essayé de le lui rendre, tout en tentant une approche de drague. Mais elle l'a repoussé. Il broyait du noir depuis lors. Kwang Hik essayait de lui remonter le moral, mais apparemment c'était un cas désespéré. Il était déjà entré dans le Sharingan, amoureux de la fille. Il disait d'un air très amoureux « Tu ne trouves pas que son nom Wu Mio est aussi joli que son visage ?» Ah oui, il était vraiment atteint. Sur le chemin de retour vers leur chambre, ils rencontrent une autre équipe, laquelle réclamait avec désespoir l'aide de notre héros. Pour assommer efficacement quelqu'un, il est important de bien contrôler sa force et de l'adapter en fonction de l'état de la personne qui reçoit le coup. À force de pratique, notre protagoniste était devenu un expert en la matière, à en juger par le nombre de pauvres immortels qui faisaient la queue tous les soirs afin de recevoir son coup tranchant. Les instructeurs n'étaient pas particulièrement contre, puisque cela était bénéfique pour le plus grand nombre. Notre héros avait même fini par acquérir le surnom de Tranche Hik. La fin de la période d'essai au camp arrivait à grands pas, au grand bonheur des recrues. Plus tard, il recevait des cours liés aux envahisseurs. Ainsi, notre protagoniste acquérait des connaissances capitales à leur propos. Kwang Hik comprenait alors parfaitement à quoi servaient tous ces entraînements et ce cours sur les envahisseurs et pour quelles raisons ils étaient si bien payés. L'entreprise Hwarim, rattachée au ministère de l'Intérieur, est chargée d'explorer les trous blancs et éliminer les envahisseurs qui proviennent des trous noirs. Il était ravi par cette situation, étant donné qu'elle converge vers son but. Cependant, il se demandait pour quelles raisons son père l'avait envoyé dans cette entreprise. La leçon sur les envahisseurs était suivie d'un cours sur les équipements de support pour immortels, dispensé par l'instructrice Park Daram. Celui-ci est un injecteur de sang. Si vous avez perdu trop de sang, il vous suffit juste de l'ouvrir et le planter sur votre bras. Il se chargera du reste pour vous en fournir. Quant à celui-ci, considérez-le comme un booster qui augmente vos capacités physiques pendant un certain temps. Les recrues étaient très émerveillés en entendant cela. Cependant, ils l'étaient moins quand ils l'entendaient parler des effets secondaires en cas d'utilisation abusive. Il faut dire qu'elle a tendance à parler de choses extrêmement dangereuses avec un air très mignon. S'il vous plaît, arrêtez de dire des choses pareilles avec un sourire aussi adorable, que c'est affreux. Le cours suivant était le maniement des armes à feu, dispensé par l'instructeur Tête de Bougie. Restez concentrés. Ce n'est pas la même chose de ne pas savoir et de ne pas utiliser ce qu'on sait faire. Vous comprenez ? Plus tard, il reprenait avec les entraînements physiques et ainsi de suite. Les immortels finissaient par s'adapter à l'environnement et notre protagoniste se servait de moins en moins de son coup tranchant. D'un autre côté, leur endurance s'était considérablement améliorée et la plupart des recrues pouvaient terminer la course sans difficulté. Il en était de même pour Pu Rohom, l'immortel précédemment en difficulté.
Un mois plus tard, c'était la fin de la période d'essai au camp. Vous avez terminé tous les entraînements. Vous qui avez terminé ces entraînements sans qu'aucun de vous ne soit éliminé ou ait abandonné. Devenez dès à présent les nouveaux membres de Warim. Toutes mes félicitations! C'était le jour tant attendu des recrues. La joie pouvait être perceptible dans l'air. L'instructeur Kim expliquait que les résultats de leur orientation prenaient en compte leur performance d'entraînement et leur examen écrit afin de déterminer leur classement final. Et aussi, une prime sera remise aux 3 meilleurs de la promotion. La 3e place allait à la recrue Ki Hyo-min. Apparemment, notre protagoniste ne l'avait jamais rencontré depuis le début des entraînements. À la 2e place, Jang Ki-nam, le prince charmant. Et à la 1re place, Woo Mi-ho, la jeune blonde malpolie. Kwang-hik, bien qu'il n'appréciait pas trop les 2 carottes cuites, il était tout de même impressionné par la détermination et le caractère de vainqueur de ces deux-là. Notre héros et ses amis prévoyaient organiser une fête après la cérémonie de classement. Kwang-hik avait gagné bien plus que des points de classement lors de cette période d'essai. Il avait créé un nombre incalculable de relations, à en juger par tous les numéros et les invitations qu'il recevait à tout bout de champ. Je me demande si la personne qui a mis en place ces sessions d'entraînement n'aurait pas quelque chose d'autre en tête. J'ai fait tellement de connaissances ici. Notre protagoniste était ravi de cela. Pendant que les recrues étaient en train de discuter dans leur chambre, quelqu'un était entré sans qu'aucun d'eux n'ait pu remarquer sa présence, jusqu'à ce qu'il ne parle. Waouh, ce sentiment! C'est certain, il a utilisé l'effacement de présence. C'est ici, monsieur, disait-il. D'une voix charismatique, on entendait « J'ai ouï dire qu'il y avait pas mal de talent dans la promotion de cette année. Ah, oui, j'ai oublié de me présenter, je suis Nam Myong-jin, le président de Warim Information et Communication. Heureux de vous rencontrer. » Ils s'étaient tous mis au garde-à-vous dès l'entrée du président. Le groupe avait pu avoir des infos à son propos sur la tablette. Nam Myong-jin, né en 1973, il a servi pendant 8 ans dans la troupe d'opération d'urgence. Il est non seulement de la première génération d'immortels, mais est également le symbole même de l'histoire de sa race. Il fait partie des 10 immortels les plus puissants de la branche coréenne de l'Old Force. Il leur demandait de se détendre et ceux-ci s'exécutaient. Il félicitait le prince charmant et la jeune blonde pour leur performance, sans oublier Kwang-hik qui avait aussi attiré son attention. En partant, il faisait un clin d'œil à notre héros, lui disant qu'ils se reverront à l'entreprise. Notre héros était mal à l'aise par cette situation. Le groupe avait reçu un cadeau du président. Ces derniers se disaient qu'il s'agissait de l'alcool. Cependant, en l'ouvrant, ils ont découvert qu'il s'agissait en fait de Blunt, le cocktail mental préféré des immortels, qui permet à ceux-ci de se détendre et de trouver le sommeil comme des nouveau-nés. Il y avait exactement 10 dans la boîte, donc une canette pour chacun. Notre prince charmant avait déjà fini la sienne, laquelle avait eu un effet instantané sur lui. Il faut dire qu'il n'avait pas dormi depuis 1 mois. La jeune blonde remerciait Kwang-hik pour son aide, tout en lui remettant une note qu'il devait lire seul. Cela avait le don de rendre jaloux son ami, et notre héros s'empressait de se foutre de lui. La note révélait que le président de Warim avait l'habitude de suivre de près certains stagiaires de chaque promotion. Et si ceux-ci lui conviennent, il les garde près de lui. Dans le cas contraire, les stagiaires se retrouvent dans une situation bien difficile. Une information capitale. Notre protagoniste restait surpris de l'efficacité de la fille. Les autres s'étaient aussi écroulés en un claquement de doigts après avoir pris le blunt. Le premier jour de notre protagoniste chez Warim était arrivé. Il était assigné à la 3e équipe de la sécurité extérieure. Kwang-hik faisait la rencontre de celui qu'il supposait être son chef d'équipe et des 2 autres membres. Un homme avec des cernes bien prononcées qui répondait au téléphone. Apparemment, il était très surpris par le fait qu'on leur avait envoyé une recrue inexpérimentée. Notre héros était sans voix dans une telle situation. La femme aux cheveux roux, elle, faisait comme s'il n'existait pas. Kwang-hik comprenait alors qu'il n'avait pas été envoyé dans la meilleure équipe. Elle lui a remis un instant plus tard une liste des employés à apprendre par cœur en une seule journée et la détruire par la suite tout en lui faisant un récap des fonctions de base avant de s'en aller. À la pause,
notre héros rencontrait ses amis et s'empressait de leur demander s'ils étaient aussi maltraités de leur côté. Apparemment, ce n'était pas le cas. Cependant, des informations intéressantes lui étaient données. À ce qu'il paraît, le président lui-même s'était chargé de l'affectation de Kwang Hik dans la 3e équipe. Ce n'était pas la première fois qu'il interférait dans l'affectation du personnel. Cependant ici, le problème était l'équipe même de notre protagoniste. La 3e équipe de la sécurité extérieure, affiliée à la branche d'expédition extérieure, où on n'y prend que l'élite de l'élite. Cette équipe dispose de critères de sélection très sévères à ce qu'il paraît. Kwang Hik apprenait que son équipe était réputée pour massacrer les nouvelles recrues. Son chef d'équipe avait même le surnom du mixeur, tellement il écrabouille les nouveaux de son équipe. Celui qui ressemble à un panda agit comme la tour de contrôle de l'équipe. Il est apparemment très compétent. Quant à la fille Kim Jong-a, elle est un surhomme, un produit de l'élixir, une substance inventée par les humains pour faire face aux races spéciales, lequel dote son utilisateur d'un pouvoir surhumain. Ces élixirs étaient le résultat d'un projet gouvernemental provenant de la magie et de l'alchimie. Cependant, les expérimentations avaient pris fin. Kim Jong-a était aussi surnommée le sabre, car elle découpe les nouveaux en morceaux avant que le chef d'équipe ne les écrabouille. Dans leur discussion intéressante, il se faisait prendre par le sabre en question, laquelle lui disait d'un air terrifiant « Je t'ai donné l'ordre de mémoriser la liste des employés, pas de faire des recherches dans notre dos », avant de partir, laissant les 3 amis morts de frayeur. La dame de la cafétéria compatissait au sort de notre pauvre Kwang Hik. La réputation de Tranche Hik l'avait suivi jusqu'à l'entreprise, lui permettant d'en apprendre davantage sur les membres de son équipe en l'absence de ces derniers. Le chef Lee Jung-bong, un sang pur, qui ne croit pas à la supériorité des sangs purs, considéré comme le meilleur combattant de Hwarim, est reconnu pour sa maîtrise incontestable des arts martiaux. Lee Dong-hun, assistant manager, sang mêlé, ne possède aucun talent en combat et en armes à feu. Par contre, c'est un génie dans son domaine de gestion, la tour de contrôle. Kim Jong-a, staff, surhomme, l'un des rares humains qui travaillent pour Hwarim. Ex-membre des forces spéciales, dotée des capacités de combat distinguées. Elle est de classe A en combat rapproché et B en maniement des armes à feu. En vrai, la plus puissante des êtres humains. Une semaine après le début du stage, l'équipe de notre héros était appelée dans une salle de contrôle de la gravité utilisant une nouvelle technologie trouvée de l'autre côté du portail. Le prince charmant était en train de morfler dans la machine qui n'était qu'à 2G. Kwang Hik était curieux de savoir ce qui se passait et on le lui expliquait. Le principe est de tenir le plus longtemps possible dans la machine à mesure que la gravité augmente, tout en effectuant des mouvements simples comme 10 courses sur place, 10 pompes, 3 tours de la salle avec la main collée sur le mur. Le record actuel était de 9G, soit 9 fois la gravité de la Terre. Et c'était le chef Lee qui détenait ce record. À 5G, le prince charmant était fini. Kwang Hik prenait plaisir à le voir morfler. Il avait fini par s'évanouir. Venait le tour de notre héros et il s'avançait confiant vers la machine. C'est un gamin comme lui qui aurait dû venir dans notre équipe. Son chef d'équipe disait cela à propos du prince charmant et Kwang Hik l'avait entendu. Dans l'appareil, Kwang Hik attendait les instructions. Il faut qu'on le fasse abandonner par lui-même au plus vite. Je pense que c'est mieux pour tout le monde. Il vaut mieux ça que d'être atteint du trouble sensoriel sadomasochiste, TSS. En réalité, ses coéquipiers étaient plutôt inquiets à son égard. En effet, le TSS est un trouble mental qui n'apparaît que chez les immortels. Lorsqu'un immortel est atteint par ce trouble, il perd le contrôle de son corps et la seule manière pour lui de ressentir quoi que ce soit est de faire souffrir son entourage. Il devient de fait l'équivalent d'un métamorphe devenu fou à cause de son instinct. Ce test était la situation parfaite pour faire abandonner Kwang Hik. Lorsque le chef sortait de ses pensées, il était stupéfait par la scène à laquelle il assistait, et pas que lui. En effet, c'était comme si la gravité n'avait aucun effet sur notre protagoniste. Pourtant, elle était déjà passée à 4G. Waouh! Il n'a pas changé de rythme depuis le début? Impressionnant.
Le contrôleur était tout aussi surpris par la scène. C'est normal? Notre protagoniste bougeait à la même vitesse qu'en 2G. Un instant. Il décidait de monter de niveau. 5G, 7G, 8G, 10G. Rien à faire. C'était du menu fretin pour Kwang Hik. Notre héros était aussi plongé dans ses pensées, se disant que ses coéquipiers, tous autant qu'ils sont, ne valent pas mieux que les carottes cuites, toujours en train de le prendre de haut. Au fait, vous savez que je ne sais toujours pas ce que fait notre équipe? Bande de carottes pourries. Il se souvenait qu'un immortel non entraîné avait les mêmes capacités physiques qu'un humain normal. De fait, une gravité pareille devrait lui donner l'impression de se faire écrabouiller les intestins. Il faut dire que Kwang Hik en avait un peu marre. Bon, si on veut épater, autant s'y donner à fond. Ça me rappelle l'entraînement final chez les métamorphes. De l'autre côté, ils étaient bouche bée face au spectacle auquel ils assistaient, se demandant s'il fallait augmenter ou pas la gravité. Il lui était demandé d'effectuer des opérations de multiplication pendant qu'il bougeait, afin de déterminer s'il était toujours conscient. Il répondait correctement aux questions, même avec des chiffres plus compliqués, à la stupéfaction de ses collègues, lesquels se demandaient s'il n'avait pas pris une drogue pour immortel. Le chef Lee demandait à Kim A de faire passer un contrôle antidopage à notre protagoniste après le test. Il était un peu trop fort, ce stagiaire. C'était la fin du test. Notre héros ressentait instantanément les progrès de cet exercice. Il se disait que cela était probablement dû à son côté métis immortel et métamorphe. À sa sortie de la machine de gravité, il retrouvait une Kim Jong-a qui lui tendait une serviette et lui disait qu'il avait fait du bon boulot. Kwang Hik était un peu perplexe par ce qu'il se passait. L'attitude de tous avait changé vis-à-vis de lui depuis la fin du test. Le chef lui disait de retourner au bureau, mais pas à son habitude. Hein? Même lui? Il se passe quoi en fait là? Même le responsable de la machine se présentait à notre héros. Une présentation comme pour dire « Je te veux dans mon équipe ». Je vous ai demandé de me montrer les résultats de tout le monde, non? La nouvelle attitude de ses coéquipiers lui faisait chaud au cœur. Waouh! C'est le début de ma carrière? Ça veut dire que je suis à présent un vrai membre de l'équipe alors? Cool! Eh ben, il devait toujours mémoriser les documents par cœur. Et cette fois-ci, c'était le panda qui était impitoyable. Mais il est fou ce panda! Il n'a pas eu sa dose de bambou aujourd'hui ou quoi? Il demandait à quoi ça servait de mémoriser tous ces documents quand le chef Lee faisait son entrée. Celui-ci lui faisait comprendre que la maîtrise des documents est la base. Et s'il n'était pas content, il pouvait toujours abandonner. Notre héros n'avait pas ce mot dans son vocabulaire. Il allait le faire. Ils avaient l'air normaux comme ça dans leur expression, mais ils étaient très fiers de lui. Dans le flashback du responsable de la machine de gravité, il expliquait au chef Lee que Kwang Hik avait battu le record de l'appareil et il était maintenant le premier de tous, à la surprise de son chef d'équipe qu'il avait pris pour un faiblard. Il est rare pour un immortel d'avoir une forme physique aussi exceptionnelle. Il ne pouvait qu'imaginer à quel point il allait évoluer au fil de ses entraînements. Ah, c'était encore la période d'essai pour notre protagoniste, une période pendant laquelle les stagiaires apprennent le maximum d'informations sur leur travail afin de jauger si ou pas celui-ci les convient. Il répondait à toutes les questions qui lui étaient posées sur les documents. Cependant, à chaque erreur, il devait faire un tour en salle d'entraînement, et apparemment c'était très fréquent. Il rencontrait à chaque fois l'instructrice Park Daram, laquelle était heureuse de voir une de ses recrues se donner constamment à fond. Ce n'était pas juste de l'entraînement physique, il y avait aussi la résistance à la souffrance, où il rencontrait le plus souvent l'instructeur Kim, suivi de l'entraînement de vision dynamique, l'entraînement de contrôle sensoriel, l'entraînement de combat contre des hologrammes, etc. Les responsables des entraînements avaient commencé par le prendre pour un taré maso. Non mais vous êtes sérieux là? Son équipe continuait de lui faire mémoriser les informations, même si Kwang Hik n'était pas ravi de cela. À la maison, sa mère lui avait une fois demandé comment se passait le boulot, étant donné qu'il rentrait très souvent en mode zombie. Il ne pouvait en aucun cas lui révéler une information, étant donné l'entretien régulier anti-divulgation
que passent les employés avec un télépathe. Elle lui avait une fois suggéré de démissionner s'il le voulait, mais pour Kwang Ik, il était plus proche de son but en faisant cela. C'était la voie qu'il avait choisie. Les semaines qui ont suivi étaient similaires aux précédentes, toutefois notre héros en apprenait davantage sur leur rôle dans l'entreprise. Les équipes de la sécurité extérieure ont 3 rôles principaux. Le premier étant d'intervenir en cas de désastre, comme par exemple à l'ouverture d'un portail dans une zone. Le deuxième étant celui d'intervenir contre un acte mené par une race spéciale, pouvant porter atteinte à la sécurité nationale. Et le dernier étant le rôle d'assistance. Contrairement aux autres équipes constituées de sang pur, la nôtre est constituée d'un chef sang pur, de 2 sangs mêlés dont moi, et d'un surhomme. En gros, un mélange. Du coup, notre rôle est celui d'assistance. Mais quand même, c'est normal d'avoir si peu de boulot pour une équipe. Ce n'est pas net ça. Notre protagoniste pensait aller s'entraîner plutôt que ne rien faire. En chemin, il rencontrait son chef d'équipe et la jeune blonde malpolie. Les 2 hommes entamaient une discussion, notamment sur la période du lycée de Kwang Ik. Regardez qui voilà. Je suis sûr que tu étais un cas social à l'école. Non. D'où il me sort ça? Tu es sûr que tu ne te bagarrais pas? Pourtant, on ne dirait pas. Il n'y avait aucune bagarre dans mon école. Vraiment? Oui. Pourquoi? Je leur disais d'arrêter. D'arrêter quoi? De chercher les embrouilles. Et ils t'obéissaient? Ils n'avaient pas le choix. Ils savaient ce qui allait arriver s'ils continuaient. Les autres étaient en sueur face à cette scène. La tension était palpable à l'œil nu. Ah, et aussi ceux qui jurent à tout bout de champ. Il était clair que Kwang Ik cherchait à faire quelque chose, peut-être provoquer sa destinée. Nul ne sait. On dirait que le nouveau s'est bien amusé à l'école. Tu sais te battre par hasard? Oui, un peu. Tous étaient surpris par la question du chef Lee. Laquelle était? Ça te dit de faire un petit combat avec moi? À cela, notre héros répondait avec ardeur et détermination, avec plaisir. Il était clair qu'il n'attendait que ça. Le chef d'équipe esquissait un sourire de satisfaction et demandait à tous ceux qui pouvaient de venir voir le match à 15h en salle d'entraînement. Il désignait Mi-Oh comme arbitre pour le combat. Il espérait que Kwang Ik n'allait pas décamper par peur, mais cela ne pouvait arriver. Ce dernier était déterminé. Mi-Oh était curieuse de savoir la raison pour laquelle Kwang Ik avait fait ce qu'il venait de faire. Pour notre protagoniste, c'était l'occasion rêvée de tester le niveau du chef Lee, considéré comme étant le meilleur combattant de Hwarim. À 15h, tous étaient sur le terrain d'entraînement. Le surhomme demandait au chef d'équipe d'y aller mollo avec notre protagoniste. Du côté de Kwang Ik, Mi-Oh lui demandait de simplement se défendre le plus longtemps possible. Le combat était sur le point de commencer. Le chef Lee laisse l'honneur à notre héros de lancer les hostilités. D'un simple échange de regards, il s'était élancé à une vitesse ahurissante et enchaînait une combinaison de coups, lesquels étaient tous esquivés sans effort par le chef Lee. Il est clair que ce n'est pas avec ce genre d'attaque qu'il allait lui faire quelque chose. Tu vas réussir à me frôler au moins? Disait le chef, comme pour lui faire prendre conscience de la différence de niveau. Ok, j'admets qu'il est bon. Mais il suffit que je lui donne un seul bon coup. Je vais essayer de l'attirer avec un grand mouvement pour ensuite frapper. Il s'était de nouveau élancé, confiant de sa stratégie. Mauvais calcul Kwang Ik. C'était sans connaître le chef Lee, lequel observait ses gestes avec attention. Les 2 combattants s'envoyaient simultanément un coup au même moment, à se demander lequel sera atteint en premier, lorsque tous étaient surpris par un grand bruit de craquement. L'un des 2 était quasiment dans les vapes. Lequel des 2, vous vous demandez, n'est-ce pas? Eh bien, c'était notre protagoniste qui venait de se faire balayer à l'état pur. Et il n'en revenait pas de ce qui venait de se passer. J'ai un bras cassé et la tête qui tourne. Il s'est passé quoi à l'instant? Kwang Ik voyait littéralement les étoiles. C'était terrible ce qui était en train de se passer. Qu'est-ce que vous faites? Vous comptez l'achever? Kwang Ik voyait littéralement les étoiles. Fils! Fils! Qu'est-ce que tu fais? Ressaisis-toi et remets-toi en position. Madame,
vous ne trouvez pas que vous y allez un peu trop fort avec votre fils? Ne vous en faites pas. Je n'élève pas un faiblard. Et puis, il doit être puni. Il sait ce qu'il a fait. Il doit endosser ses responsabilités. Le punch étoilé qu'avait reçu Kwang Hik avait fait ressurgir en lui un souvenir presque oublié. Un jour de ses 15 ans, où sa mère l'avait éteint en salle de gym après qu'il se soit mis en colère contre elle pour un rien à cause de la puberté. C'était la première fois qu'il se faisait frapper aussi fort par quelqu'un d'autre que sa mère. Il n'en revenait pas. Que venait-il de se passer? Notre héros analyse le schéma du poing du chef Lee qui l'a atteint. Tout s'est passé si rapidement et avec une précision chirurgicale lors de leur affront simultané. Le chef Lee a changé de trajectoire et lui a attrapé le bras, qu'il a ensuite brisé, avant de lui envoyer une frappe bien précise à la tête avec son coude. Kwang Hik ne pouvait rien faire face à cette démonstration d'expérience de combat. Il se demandait s'il allait pouvoir réellement lui mettre un coup, même si son bras se régénérait. Quoi qu'il en soit, son regard laissait entrevoir sa détermination face au chef Lee qui tentait de le taquiner. Déjà réveillé? Ou tu veux encore faire dodo? Je vois, j'ai été trop arrogant de penser pouvoir le battre facilement. Et dire que je voulais tester son niveau, ça reste tout de même un combat entre un métamorphe et un immortel. Je vais devoir m'y mettre plus sérieusement. Notre protagoniste se repositionne. Il était paré pour une suite du combat sans précédent. Le chef Lee affichait une expression satisfaisante, arborant un sourire face à la décision de Kwang Hik de continuer le combat. C'était reparti, avec de multiples attaques de notre héros, lesquelles étaient toutes esquivées par son chef. Mais ce n'était pas cela qui allait refréner ses ardeurs. Il envoie un coup de poing violent, lequel est barré sans difficulté. Les autres le trouvaient plutôt bon pour un nouveau. Le chef Lee essayait des attaques psychologiques pour perturber la concentration de Kwang Hik, lui posant diverses questions sur sa venue dans cette entreprise d'immortels. Était-ce pour de l'argent? Pour jouer au héros? Ou pour se faire acclamer par les filles? Notre protagoniste n'en avait cure. Il restait concentré dans ses attaques, cherchant à anticiper les mouvements de son chef. Quand il pensait l'avoir atteint, le chef Lee avait soudainement disparu de son champ de vision. C'était l'effacement de présence. Notre héros savait qu'il devait rapidement se concentrer afin de le repérer. Il esquivait de justesse un coup de pied vertical du chef, lequel allait l'envoyer valser. Ce n'était pas fini. Le coup de pied redescendait et Kwang Hik devait de nouveau reprendre ses distances. Il n'en revenait pas. Il lui était impossible de contre-attaquer. Il n'y avait aucune ouverture dans la défense du chef. Pourquoi les mouvements du chef Lee étaient si rapides comparés aux siens? Telle était la question qui lui trottait en tête. Ce n'est pas normal. Je suis métamorphe, je suis censé lui être physiquement supérieur, pensait-il, avant de se souvenir de ce que lui avaient dit ses deux profs. Tu n'as appris que les bases. Je voudrais bien te donner des cours plus approfondis, mais on n'a pas assez de temps. Ah oui, c'est vrai. Et par-dessus le marché, le chef est un sang pur avec une réelle expérience de combat de classe S. Mais ce n'est pas pour autant que je vais me laisser faire. Notre protagoniste n'avait pas l'intention de perdre. Il se prépare à asséner un coup fatal à son adversaire, lequel est facilement arrêté par ce dernier. Et celui-ci profite encore de l'occasion pour lui poser des questions déstabilisantes. Mais ce n'était pas ça qui allait empêcher Kwang Hik de continuer d'attaquer sans relâche. C'est vraiment tout ce que tu as dans le ventre? Il pensait, je suis ici pour faire le travail que je veux et pour devenir la personne que je veux. Quelle déception! Dans son élan, il avait manqué d'esquiver un coup du chef, lequel caressait son visage, faisant gicler du sang. Toutefois, dans le feu de l'action, Kwang Hik saisit son patron par la taille, tentant de le presser tel du jus d'orange. Il lui demandait aussi « Et vous, pourquoi êtes-vous ici ?» À ton avis, sale gamin. C'est ma vocation. En réalité, notre héros se fichait de sa réponse. Il n'avait qu'une chose en tête, briser en deux la proie qu'il avait étreinte. Mais soudain, un bruit sourd se faisait entendre, à la surprise générale. Kwang Hik était allongé au sol devant son chef. Et oui, notre protagoniste était vaincu. Face à cette scène, quelqu'un s'exclamait « Cette fois-ci, le massacre des nouvelles recrues a atteint son paroxysme. » Ce n'est pas la première fois? Le massacre des nouvelles recrues est le baptême traditionnel de la 3e équipe de sécurité extérieure. Il a pour objectif de calmer l'arrogance des nouveaux et leur montrer qu'il existe des personnes bien plus fortes qu'eux. Le chef Lee pensait « Quel
brute. Il a réussi à me briser un bras et aussi quelques côtes. À vrai dire, il envisageait vous donner une fessée, chef. Il demande ensuite à ceux que notre protagoniste soit emmené à l'infirmerie. Kim Jong-a était curieuse de savoir ce que le chef pensait de Kwang-ik après l'avoir testé et le lui demandait. Le chef Lee pensait... Il a esquivé mon attaque malgré l'effacement de présence. Il a su réagir à toutes mes autres attaques non conventionnelles et a même failli me briser en deux. À vrai dire, je n'avais encore jamais vu un gamin comparable à lui. Il trouvait cela très intéressant. Qu'il s'agisse du potentiel, de la détermination ou de la combativité, il ne fallait pas se voiler la face, c'était évident. Kwang-ik est brillant. Le chef pensait... C'est à croire qu'il a été bien entraîné depuis l'enfance. Cette capacité de combat n'est pas une chose que l'on acquiert du jour au lendemain. Le chef Lee n'en revenait pas d'avoir utilisé jusqu'à 3 techniques secrètes sur ce gamin au sang mêlé, y compris la perturbation des sens. Qui sont les fous qui racontent partout que Ki-Nam est le meilleur? Le véritable génie, le vrai surdoué se trouve ici, pensait-il, en arborant un sourire plus que satisfait. Plus tard, les recrues étaient appelées à prendre des cours. Kwang-ik était déjà remis sur pied à la surprise de ses camarades, lesquels essayaient de converser avec lui en vain. Notre héros prenait place avec rage, il était plongé dans ses pensées. La seule chose qu'il avait en tête à ce moment était de comprendre ce qui s'était passé pour qu'il se soit fait étaler tel un sac de bananes, sans pouvoir rien y faire. Il était allé voir son chef pour que ce dernier lui explique ce qu'il lui avait fait. Avait-il triché? Avait-il utilisé une arme cachée? Tels étaient le genre de questions qu'il lui posait. Kwang-ik était sur les nerfs. Le chef Lee arborait un sourire. Il était clair qu'il n'allait rien lui dire. Ce n'était pas parce qu'il était venu demander des réponses qu'elle allait lui tomber dans les oreilles. Le chef lui demandait de réfléchir et de trouver par lui-même la réponse à la manière avec laquelle il lui avait botté les fesses et de rédiger un rapport à cet effet. Et bien évidemment, ce rapport, il devait le faire sans aucune aide, auquel cas cela ne servira à rien. Dans la salle de cours, il était expliqué la raison pour laquelle l'équipe d'analyse a été mise sur pied. En effet, celle-ci traque les facteurs de risque et met aussi en étude l'ensemble des hypothèses et des prophéties qui lui sont rapportées. Et si une situation concerne la disparition d'une personne avec l'implication d'une race spéciale, alors cela nécessite une analyse momentanée de l'événement et ce le plus rapidement possible avant d'engager une quelconque action. Kwang-ik, lui, était toujours plongé dans ses pensées. Il était clair que la pilule de la perte était difficile à avaler. Comment lui, un sang mêlé, qui plus est un métamorphe, a été mis KO de la sorte? Il se le demandait. L'instructeur poursuivait son explication aux recrues avec un projet qui tenait à cœur à l'entreprise, j'ai nommé le projet Oracle. Il avait été aboli. Cependant, c'était un projet plutôt intéressant, lequel essayait de mettre en place un système pour prédire le futur. L'équipe d'analyse découle de cette tentative. Mi-ho, la main levée, expliquait avoir connaissance de l'existence des prophètes et des prophéties, et donc le projet Oracle aurait pu être un succès d'après elle. L'instructeur expliquait qu'effectivement les prophètes existent. Cependant, leur existence n'a rien à voir avec l'idée qu'on peut se faire d'eux à partir des manois de fantaisie. Le futur change constamment. Tous les prophètes s'accordent pour le dire. En réalité, dès l'instant où on parle d'une prophétie, le futur de celle-ci est déjà en train de changer. Pour Mi-ho, tant qu'on n'en parle pas, ou à défaut que très peu de personnes soient au courant, alors le futur peut se réaliser. C'est pour ça que j'ai craqué. Sa magnifique théorie était approuvée par l'instructeur, lequel expliquait d'ailleurs que c'était l'essence même du projet Oracle, mais n'empêche qu'il avait échoué. Tous étaient curieux de connaître la raison de cet échec, et l'instructeur le leur révélait. La cause était le cerveau humain. Les pensées qui résident dans nos esprits ne sont pas toujours des faits avérés. Plusieurs prophètes se sont trompés par des faits qu'ils pensaient plausibles, mais qui pourtant étaient sans fondement, causant ainsi des pertes astronomiques à l'entreprise. En réalité, il y a trop de superflu dans les prophéties, et les êtres humains sont souvent trompés par leur perception. Cette dernière phrase avait fait écho dans l'esprit de notre protagoniste. Trompé par ses perceptions? Il se le demandait, et soudain, un souvenir de son professeur immortel refait surface. Je
te l'ai déjà expliqué. Le principe de base de l'effacement de présence est de tromper les sens de son adversaire. Les immortels sont extrêmement sensibles, à tel point qu'il est même possible de bloquer les sens de l'autre. Souviens-toi de ça. Kwang Hik prenait conscience qu'il était passé à côté de quelque chose. Il venait de comprendre que ses sens avaient été altérés lors de son combat. Un bruit se faisait entendre et notre héros avait disparu de la salle, se précipitant vers son bureau pour rédiger son rapport. Mais il ne comprenait toujours pas. Pour que ce coup marche sur lui, il aurait fallu que le chef Lee puisse anticiper son attaque. En réalité, lors de son étreinte, il pensait avoir saisi les deux mains du chef, mais c'était le but de la perturbation des sens dans l'optique de le mettre KO. En réalité, la main droite du patron était bel et bien dégagée. Cette aptitude de prédiction se rapproche de l'instinct, une capacité que seuls les vétérans ayant vécu un nombre incalculable de combats réels peuvent développer. Notre protagoniste comprenait que son patron était à un autre niveau de lui, qui n'était encore qu'un novice en combat réel. Cependant, son cœur battait à la chamade face à sa découverte. Il n'avait qu'une chose en tête à ce moment précis, tester sa théorie sur le chef Lee. Il se retourne, et en une fraction de seconde, Kwang Hik avait bondi tel un puma vers le chef, prêt à en découdre. Le chef l'avait senti arriver et, en un instant, il se propulsait vers l'arrière en prenant appui sur la table de son bureau. Il faut dire que son instinct était vraisemblablement surdéveloppé. Kwang Hik était comme entré dans la zone de Kuroko no Basket, concentré au maximum, bloquant tous les bruits qui l'entouraient et se focalisant uniquement sur le chef Lee dans son champ de perception. Il venait alors d'anticiper le prochain mouvement de son chef, lequel était vers la gauche et, ce faisant, la masse de son poing gauche allait épouser la morphologie du visage du chef Lee. Eh bien, c'était ce qu'il croyait. Notre protagoniste sentait quelque chose s'approcher de lui à grande vitesse. C'était le poing du chef Lee qui embrassait sa mâchoire avec amour. Eh oui, l'élan cosmique de Kwang Hik était brisé net par un barrage infranchissable. Les autres collègues étaient perplexes face à la situation. Ils ne la comprenaient pas. Le chef lui demande ce qu'il est en train de faire, et à cela, notre héros lui faisait comprendre que c'était son rapport. C'était sa façon à lui de le rendre plus explicite, sans aucune ambiguïté dans les contours. Derrière son air confiant, notre protagoniste était tout de même inquiet face à la réaction que pourrait avoir son chef. Cependant, l'atmosphère s'est rapidement détendue. Kwang Hik était surpris par les propos du chef Lee, lequel lui disait qu'il venait de donner la bonne réponse pour le rapport. Mais là, actuellement, quelqu'un va devoir ranger tout le bazar que la tête brûlée de gamin vient d'occasionner. La journée de travail touchait à son terme. Le chef demande à tous de rentrer chez eux. Quant à Kwang Hik, il était puni. Le patron lui demande de rapidement remettre les lieux en état avant de bouger. Gamin, j'ai une excellente mémoire. Tu as plutôt intérêt à remettre tout à l'endroit exact avant de bouger. Je vérifierai tout demain matin, disait le chef en partant. Kim Jong-ha et Lee Dong-hun étaient confus. Ils avaient compris que Kwang Hik venait de réaliser la perturbation des sens. De fait, ils se demandaient si c'était le chef qui le lui avait enseigné en cachette, mais ce dernier réfutait leur dire. Toutefois, ça avait le mérite d'être percutant, disait le chef avec une expression de fierté. Il demandait à Kim Jong-ha ce qu'elle pensait du physique de notre héros. À cela, elle affirmait qu'il est parmi les meilleurs de Hwarim. Le chef Lee pensait « C'est clair, ce petit est prometteur. Mettre en pratique une technique qu'il vient à peine de comprendre et, en plus, pas sur n'importe qui, mais sur moi, un combattant de classe S. Je me demande comment vont évoluer les choses à partir de maintenant. » C'est injuste. Il me demande de ranger alors que c'est lui qui a poussé le bureau. Le lendemain, le chef Lee demande à Kim Jong-ha de se faire assister par Kwang Hik pour une mission de classe D, puisqu'elle est à la recherche d'un assistant. À l'arrière, notre héros était surpris par ce qu'il venait d'entendre. Le surhomme demande à notre héros de la suivre et ils descendent au 6e sous-sol, la salle de l'artillerie lourde. Pas de temps à perdre, les deux se préparent immédiatement avec les armements et les combinaisons adaptées et se dirigent vers la zone de mission. Sur place, les sirènes résonnaient à plein régime. Notre équipe venait d'arriver à destination et recevait un rapport de la situation par radio. Apparition d'un envahisseur numéroté 1 confirmé. Probabilité d'apparition d'un autre envahisseur confirmé. Vitesse d'ouverture des trous noirs confirmée. Séquence de sortie un par un des envahisseurs confirmés. Sirènes opérationnelles. La vue du trou
trou noir faisait ressurgir un souvenir vieux de 9 ans chez notre protagoniste, un moment de terreur pendant lequel il avait failli y passer. Depuis ce jour, j'ai décidé de bastonner toutes les créatures qui sortiraient de ces trous. Aujourd'hui, je fais mes débuts vers mon objectif de vie, pensait-il en observant le trou devant lui. Pendant qu'il se prépare en vérifiant leurs armes et leurs munitions, le trou noir se met à grossir soudainement. C'était un état d'urgence. La mission n'était plus de classe D. Elle venait de passer au rang C. Sans tarder, Kim Jong-a demande des renforts et, au bureau, le patron en ligne leur demande de quitter les lieux immédiatement, disant que l'équipe de fermeture sera bientôt là pour s'occuper du trou noir, lequel ne cessait de s'agrandir considérablement. Cependant, un village peuplé se trouve à environ 4 à 5 km du lieu d'ouverture du trou noir. Si Kim Jong-a et Kwang Hik rebroussent chemin maintenant, les envahisseurs n'en feront qu'une bouchée des habitants de ce village. L'énergie émise par le portail devenait de plus en plus intense et inquiétante. Il était possible d'observer un envahisseur qui tentait de forcer le passage. C'était une créature connue sous le nom du Blind Poison, un chien aveugle. Il leur était hurlé par radio de retourner à la base, mais l'équipe feignait ne rien entendre. L'année dernière, le nombre de décès dus à des accidents de la route était en baisse, tombant en dessous du millier grâce aux avancées de l'intelligence artificielle et des technologies émergentes trouvées dans les trous blancs. Ces progrès ont significativement réduit le nombre de pertes de vie. Cependant, chaque année, le nombre de décès causés par des attaques d'envahisseurs reste élevé, se situant entre 5 000 et 10 000 personnes. Bien que des efforts aient été déployés pour réduire les décès liés aux accidents et aux maladies, les attaques d'envahisseurs demeurent une préoccupation constante. Warim ne peut se permettre la perte d'une unité de soldats immortels, même au prix de la vie de milliers de citoyens. En cas de danger imprévu comme présentement, il est préférable de retourner à la base. Cependant, Kim Jong-a ne pouvait s'y résigner. Elle était déterminée à tenir bon, surtout que les renforts allaient tarder d'environ 15 minutes. Le fameux chien aveugle venait d'émerger du portail, hurlant à plein régime, mais aussitôt sorti, il recevait avec une délicate attention un plomb dans la tronche. Eh bien, il faut dire que le surhomme n'était pas d'humeur légère. Elle avait éteint sa radio. Cette décision, Kwang Hik rêvait qu'elle la prenne. Il devait agir. Aussitôt, lui aussi s'était mis à canarder les monstres. Les deux avaient désobéi aux ordres. Les chargeurs se vidaient à une vitesse fulgurante et les monstres ne cessaient d'émerger. Bon sang, ils n'en finissent pas! Même si au début ils étaient confiants, ils n'avaient pris que quelques pistolets et peu de cartouches pour affronter une dizaine de monstres. Mais là, ils devaient faire face à une vague, autrement dit une centaine d'envahisseurs. Comment allait-il gérer la situation? Ce n'était pas cette réflexion qui allait changer les choses. Les chiens devenaient de plus en plus nombreux. Notre protagoniste demande à sa coéquipière quel est le plan. Et à cela, elle répond « Je les élimine pendant que tu te fais déchiqueter. » Comme c'est touchant. Il faut dire que c'est une femme sensible. Ha ha ha. Blague à part, elle insinuait que Kwang Hik devait servir d'appât, ce qui est plausible vu qu'il est un immortel. Dans le feu de l'action, un monstre s'était élancé sur notre héros, et ce dernier se faisait éteindre par un coup de poing marteau de Kim Jong-a, lequel l'accompagnait au sol, avant d'être achevé par un poignard. Aussitôt ses munitions terminées, elle s'élançait dans une bataille ardue au corps à corps avec les monstres. Notre héros était capable, grâce à ses sens d'immortel, de ressentir les changements qui s'opéraient dans le corps du surhomme. Il en était époustouflé. Elle dépassait clairement les limites humaines. Notre héros continuait de tirer afin d'épauler Kim Jong-a. Cependant, ses munitions aussi ne tardaient pas à s'achever. Et il était temps pour lui de rejoindre sa coéquipière pour avoir une conversation musclée avec les monstres. Même si Kwang Hik était à l'aise dans le combat, allait-il pouvoir gérer autant de monstres? Notre protagoniste saisissait fermement la patte de son adversaire et se servait de lui comme d'une batte de baseball pour assommer ses congénères. Il faut croire que sa technique de combat était très efficace. De l'autre côté, les compétences réelles de combat de Kim étaient d'un autre niveau. Parvenant à esquiver en un instant les bonds des monstres, elle leur infligeait des attaques fatales instantanées, changeant constamment de position afin de trouver la plus optimale pour ses futures attaques. Kwang Hik en était bouche bée. Il pensait « Wow, ce n'est pas pour rien qu'elle est classée A en combat rapproché. » Dans sa distraction, notre protagoniste se faisait mordre le bras par un chien aveugle
mais il sort instantanément sa dague et lui inflige une attaque à la tête. Le monstre n'avait pas le temps de tomber qu'il se faisait dégager avec un coup de pied, tel un ballon dégonflé. Il s'adresse à lui-même disant « Kwang-Hik, reste concentré ». Notre protagoniste se décide à jouer l'appât à proprement parler. Il propage ainsi sa présence imprégnée de l'aura du prédateur. L'astuce a un effet immédiat. Les monstres se ruent tous sur lui, à la surprise de Kim Jong-a. Kwang-Hik se faisait certes mordre, mais il réagissait aussitôt. Il commençait à développer son instinct de combat sur le terrain. Il se faisait encercler par les chiens, lesquels attaquaient au même instant. Dans cette situation critique, notre protagoniste se souvenait des paroles de son professeur immortel, lequel lui disait « Efface la douleur en contrôlant tes sens. Garde ton sang-froid. Repousse les attaques fatales et encaisse les plus faibles tout en combattant. » Il n'était pas question de laisser un seul monstre s'échapper, se disait-il, car cela signifiait condamner le village voisin. Kwang-Hik était en transe. Des coups de feu étaient tirés, lesquels abattaient les monstres restants. Kim Jong-a était sans voix. Notre protagoniste était debout dans une position charismatique, avec des restes de tête de chien à quelques endroits de son corps. Après qu'on lui ait confirmé qu'aucun monstre ne s'était échappé, notre héros tombait de fatigue. L'équipe de secours était stupéfaite. À en juger par ceux qu'il voyait, il y avait au moins 200 cadavres de chiens aveugles. Avec une goutte de sueur sur le visage, l'un d'eux demande à Kim Jong-a si c'est juste eux deux, elle et la nouvelle recrue qui ont géré la situation. À cela, elle pensait « Nous deux ? Non ! Il l'a fait tout seul !» Le héros était évanoui, allongé au sol, en train de récupérer. Une conversation musclée les attendait à leur retour de mission. Le chef Lee était en rogne en entendant les excuses bidons de Kim Jong-a et Kwang-Hik, lesquelles étaient que la ligne radio faisait « psss » avant de se couper, et c'était la raison pour laquelle il n'avait pas entendu l'ordre de retour à la base. Bzzz, hein? J'aimerais aussi que ma conscience fasse bzzz et qu'elle s'éteigne pour que je puisse te tabasser et dire que j'ai oublié, disait le chef avec un air flippant. Kim Jong-a disait prendre l'entière responsabilité de ce qui s'était passé. Ah oui? T'as oublié ton rang? T'es une employée de première classe. C'est le licenciement assuré pour toi. Le chef Lee s'inquiétait en réalité du comité de sanctions qui devait être tenu à leur égard. Il renvoyait Kim Jong-a chez elle, lui demandant de passer directement voir l'équipe d'inspection le lendemain avant de venir au bureau. Quant à Kwang-Hik, il devait rédiger une lettre d'excuse tous les matins, jusqu'à nouvel ordre. De retour au bureau, le portable de Kwang-Hik chantait dans tous les sens. Les rumeurs à son sujet et ce qu'il avait fait avec Kim Jong-a avaient déjà atteint leur paroxysme dans l'entreprise. Son ami sang mêlé Kim Yo-han lui faisait comprendre que les stagiaires ne recevaient aucune sanction, même pas de baisse de salaire. Dans une situation pareille, Kim Jong-a devra vraiment endosser l'entière responsabilité. Notre héros n'était pas à l'aise avec cette présentation des choses. C'est vrai que Hwarim reste une entreprise à part entière qui doit faire des bénéfices, même si elle est affiliée au gouvernement. En ce sens, il est clair qu'il faut instaurer des sanctions dignes de ce nom quand on enfreint le règlement. Cependant, nos héros n'ont fait que sauver des vies, même si pour cela il fallait enfreindre les ordres, pensait notre protagoniste. Il est clair qu'ils ont pris la bonne décision, il le fallait. En fin de soirée, Kim Jong-a et Kwang-Hik se rencontrent sur le chemin de retour. Elle le complimentait pour sa performance lors de la mission, lui disant avec le sourire aux lèvres qu'il avait fait du bon boulot. Même s'il le savait déjà, ses paroles étaient placées au moment opportun. Cela lui réchauffait le cœur, lui arrachant un sourire sincère. À la maison, la mère de Kwang-Hik était curieuse à propos de sa collègue de travail qu'il complimente tant. « Une potentielle belle-fille ?» se demandait-elle. « C'est juste une collègue de travail, maman, et rien de plus », répondait-il à sa mère. Le lendemain, la réunion du conseil de discipline avait débuté. Kim Jong-a était sévèrement réprimandée pour sa désobéissance à l'ordre de retour lors de sa mission passée. Pendant qu'elle se faisait passer un savon, notre protagoniste faisait irruption en tant que témoin. Il arborait avec fierté les propos selon lesquels ils avaient fait ce qu'il fallait. Après tout, ils avaient sauvé des vies. Le jury était saisi par ces dires. Le chef Lee essaye une tentative d'aide et défend les membres de son équipe. Cependant, il se fait stopper par le chef du comité, lequel lui demande de surveiller ses paroles.
La discussion dans la salle était horrible, laissant des sueurs froides à notre protagoniste. Il était clair que les autres aînés n'appréciaient vraiment pas l'attitude du chef Lee. Sim Moo-young de la deuxième équipe d'évaluation extérieure demandait à Kwang-ik de le suivre. « Les stagiaires ne doivent pas assister à ce genre de discussion chaude, disait-il, tout en raccompagnant notre héros vers son bureau. Arrivé à destination, le panda demande à notre héros comment ça s'est déroulé, s'il y avait eu quelque chose de spécial. Kwang-ik lui faisait comprendre que le chef était en train d'assurer. Cependant, il ne faisait pas mention de la tentative de Sim Moo-young de le recruter dans son équipe. En effet, il s'était passé quelque chose sur le chemin vers le bureau qu'il fallait mieux garder secret. Peu de temps après le retour de notre protagoniste, le chef Lee et Kim Jong-a arrivèrent aussi. La sanction de Kim Jong était l'exclusion des missions pendant 30 jours. Cependant, l'ambiance qui régnait faisait comprendre à Kwang-ik qu'il s'était passé quelque chose d'autre étant donné que la sanction n'était pas très grave. Tous se remettaient au boulot comme d'habitude. Kwang-ik continuait à rédiger les lettres d'excuses chaque matin et il se faisait engueuler par le chef Lee lors des vérifications car il exprimait très mal ses excuses. Le surhomme de son côté aidait notre héros en lui donnant des leçons de combat en 1 contre 1, partageant avec lui des astuces pour affronter le chef Lee. À chaque fois que Kwang-ik formulait mal ses lettres d'excuses, le chef Lee exprimait son mécontentement non seulement verbalement, mais aussi physiquement, et notre protagoniste s'ajustait en conséquence. Les attaques du chef ne suivaient aucun schéma particulier, et même s'il semblait qu'il en existait, c'était une illusion. Kim Jong-a le lui avait déjà notifié, et notre héros l'avait assimilé. Sauf que c'était insuffisant pour gagner contre le chef. Kim Jong, il a tenu 10 minutes cette fois-ci. Ça se fait, non ? Disait le panda, tandis que notre protagoniste souffrait le martyre. Personne ne prêtait attention à lui. Cette routine s'est poursuivie jour après jour, jusqu'à ce qu'un jour le chef Lee, très énervé, décide de questionner Kwang-ik sur ce que Sim Moo-young lui avait raconté, ce membre de la deuxième équipe d'évaluation extérieure. Quelques jours plus tôt, il avait tenté de recruter Kwang-ik, mais avait ajouté que c'était simplement une plaisanterie. Kwang-ik ne savait de quelle manière le chef avait été tenu informé de cela, mais il devait répondre. À son expression, il était clair que le chef était en rogne. Oh, alors comme ça, monsieur a reçu une proposition de recrutement ? Disait-il d'un air terrifiant. Au même instant, Sim Moo-young venait d'entrer dans leur bureau. Il était tout radieux, faisant un geste de la main pour saluer Kwang-ik. Sans comprendre ce qu'il se passait, il était envoyé valser d'un coup de pied colérique du chef Lee. Notre héros aussi n'avait rien pigé à ce qui venait de se passer. Le chef demande à Sim Moo ce qui lui a pris de faire cette proposition. Sim Moo, le bras cassé, expliquait que c'était juste une blague. Ah oui ? J'ai soudainement envie de blaguer moi aussi. Il allait se faire de nouveau allumer par le chef Lee quand ce dernier se faisait arrêter par quelqu'un. Tu ne changeras donc jamais. C'était le chef de la deuxième équipe d'évaluation extérieure, Park Pil-ro. C'était apparemment lui le responsable de toute cette situation, cette tentative de recruter notre protagoniste. Ah, je vois. J'aurais dû m'en douter. Pour lui, Kwang-ik perd son temps à être dans la troisième équipe de la sécurité extérieure, surtout avec un chef comme Lee. Et il insistait pour recruter Kwang-ik sous les yeux du chef Lee, ce qui avait pour effet de mettre ce dernier en rogne. Ça suffit maintenant, hurlait le chef Lee. Il était clair qu'il ne plaisantait pas. Il faisait comprendre que Kwang-ik est à lui, quoi qu'il fasse avec ce dernier. Apparemment, depuis le dernier incident avec la vague de monstres où notre protagoniste avait fait des exploits, tous les autres départements tentent de le recruter. Les autres ne pouvaient qu'observer ce qu'il se passait. Il en était de même pour notre héros, lequel pensait « Je n'appartiens à personne ». Park Pil-ro faisait comprendre au chef Lee qu'il n'a aucun pouvoir de décision sur cette affaire. Seul l'avis de Kwang-ik doit être pris en compte. Sur cette base, il se tourne vers ce dernier et lui demande clairement s'il veut changer d'équipe. Notre protagoniste était perdu. Il ne s'attendait pas à ce que la situation prenne cette tournure. Après une réflexion rapide dans son esprit, notre protagoniste affirme vouloir rester dans son équipe actuelle. Park Pil-ro était sans voix. Il est vrai que Park Pil-ro fait partie de l'élite parmi les élites. Il a été promu chef de l'équipe d'évaluation à seulement 30 ans. Cependant, pour Kwang-ik, ce dernier n'est pas à la hauteur du chef Lee. Pil-ro ne voulait pas lâcher l'affaire. Il voulait savoir pour quelle raison notre héros ne veut pas changer d'équipe. À cela, notre protagoniste disait avoir encore beaucoup à apprendre de son chef. Le chef Lee était apparemment très satisfait de la situation. À la vue de son expression enfantine, il tirait la langue. Park Pil-ro et son assistant
décidaient de partir. Mais le chef Lee n'avait pas encore fini de se foutre de lui. Après leur départ, le chef fait un sourire à Kwang Hik, lui disant « Pourquoi tu sembles être content? C'est normal que tu veuilles rester. » Peu après, le panda informe le chef de l'arrivée d'une nouvelle mission. Et étant donné que Kim Jong est sanctionné, Kwang Hik sera en charge de cette mission, annonçait le chef. Notre protagoniste était tenu de se rendre à l'aéroport et de servir de détecteur humain. L'objectif de la mission est d'attraper une femme, une télépathe changeur de forme. Elle a la capacité de prendre la forme de toutes les choses qu'elle a en mémoire. Le panda explique à notre protagoniste qu'il s'agit d'un espion mercenaire détenant des informations ultra confidentielles. Elle a pour rôle de les transporter d'un point A pour un point B et elle est très douée dans son travail. Pour cette mission, la force spéciale de la police, avec des capacités spéciales, la POAT, a demandé des renforts à Warim. Et au passage, des métamorphes de Excuracy feront aussi partir de la mission puisqu'ils peuvent traquer la cible à l'odeur, car même si on change de forme, notre odeur reste la même. Pour cette mission, 3 immortels du niveau de Kinam, le prince charmant, étaient demandés. De fait, Mi-ho, la blonde malpolie et notre protagoniste devaient l'accompagner. Kwang Hik trouvait cela barbant, mais en réalité, il devait agir en tant que protecteur de Kinam et Mi-ho, ce qui signifiait que ses capacités de combat étaient vraiment reconnues. Kang Hui-mo, membre de l'équipe d'analyse, était chargé de diriger la mission. Il faisait un débriefing de la situation aux nouveaux, lesquels suivaient attentivement. Le lieu de la mission est l'aéroport d'Incheon. Pour éviter d'éveiller les soupçons, ils doivent adopter une tenue décontractée. L'heure de la rencontre est 10h du matin, puis ils rejoindront l'équipe de la POAT. Kang Hui-mo devra rejoindre la chef d'équipe de la POAT, Lee Ji-ai, dans la salle de contrôle extérieure de l'aéroport afin d'analyser la situation en extérieur et transmettre toutes informations utiles. Kwang Hik et Mi-ho seront postés devant la porte 5 pour surveiller les lieux. Quant à Kinam, il sera dans la salle de contrôle intérieure de l'aéroport pour rechercher la cible depuis cet emplacement. La POAT a aussi recruté des gardes du corps pour renforcer la sécurité. Kwang Hik avait senti que ces derniers étaient des métamorphes. En effet, c'étaient des agents de l'entreprise Real Guard, une organisation couverte par Excuracy. La conclusion était plus qu'évidente. Notre protagoniste ne comprenait pas pour quelle raison Kinam était le seul à être dans la salle de contrôle. Il demandait des explications à cela. Le chargé de mission répondait, disant qu'ils avaient besoin d'immortels avec des sens très affûtés. D'où ce choix. Comme à son habitude, le prince charmant ne pouvait s'empêcher de se prendre la tête et monter sur ses grands chevaux. Il en était de même concernant Mi-ho, la blonde malpolie. Les deux prenaient congé une fois le débriefing terminé, laissant seul Kwang Hik et le chargé de mission. Notre protagoniste essayait de consoler Kang Hui-mo qui était aussi un sang mêlé comme lui. Seule la capacité compte dans ce milieu, disait le chargé de mission pour justifier les actions des 2 carottes cuites. Le jour de la mission à l'aéroport, Mi-ho se faisait draguer par un jeune homme assez collant, lequel insistait pour avoir son numéro de téléphone. Il ne la croyait pas lorsqu'elle disait être mariée. Kwang Hik, le mari supposé de Mi-ho, surgissait au même instant avec un air terrifiant, faisant fuir le jeune homme. Il y avait du mouvement à l'aéroport avec les gens qui allaient dans tous les sens. Pour Kwang Hik, tout paraissait normal quand soudain Mi-ho et lui recevaient dans leur oreillette une demande de vérification de la part de Kinam. L'instruction était la même pour l'ensemble des équipes de la mission. Un homme d'une 30aine d'années, chemise bleue foncée, pantalon gris. Le suspect était repéré. Cependant, notre protagoniste ne comprenait pas pourquoi c'était lui le suspect. Et Mi-ho le lui expliquait. La raison du traitement spécial de Kinam est qu'il a des sens on ne peut plus développer par rapport au sang mêlé comme Kwang Hik et elle. Sa capacité sensorielle est si développée qu'il peut sentir la différence dans toute chose. Des simples rochers qui paraissent identiques à nos yeux à des os qu'on pourrait ne pas distinguer à l'œil nu. Le père de notre héros le lui avait déjà expliqué. Fiston, la force d'un immortel réside dans sa sensibilité. Les immortels très sensibles sont souvent dotés d'un sale caractère. Alors, s'il te plaît, il faut être indulgent envers eux. Ah oui, je me souviens. Mon père disait être soulagé du fait que je n'ai pas hérité de ce sale caractère. Mais d'un autre côté, il avait l'air de le regretter. J'ai bien vu la différence entre les sangs purs et les sangs mêlés au camp d'entraînement. Les sangs purs apprennent et appliquent les enseignements nettement plus vite que les autres. Cependant, ce qu'ils ignorent tous...
moi aussi j'apprends vite, disait notre protagoniste avec les yeux scintillants tel un loup-garou alpha de Teen Wolf. Il venait d'activer ses sens d'immortel. La Poite tentait d'appréhender la cible suspecte décrite plus tôt par Kinam, demandant aux gens de reculer, qu'il s'agissait d'une urgence. Qu'est-ce que c'est? Un film? C'est sûr, j'en ai entendu parler. Vraiment? Tu crois que ce sont de vraies armes qu'ils portent? Non, pas du tout. C'est juste pour les caméras. Vite, mon téléphone! Ça va faire un carton sur YouTube. Dans tout le vacarme qu'avait engendré la situation, notre protagoniste était debout, en pleine analyse, quand soudain il émerge. Il l'avait senti. Il demandait aux autres d'attendre. Était-il sûr qu'il n'y avait qu'une seule cible? Bon sang! Au même instant, des coups de feu se faisaient entendre. La Poite se faisait attaquer de tous les côtés, sans comprendre ce qui se passait. Le suspect prenait la fuite dans la foulée. Les agents tentaient de riposter, mais c'était compliqué. La situation partait en cacahuète. Les agresseurs se dispersaient dans tous les sens. Kwang Hik et Miho couraient à toute vitesse, faisant de leur mieux pour arriver à temps. Miho était sur le point de se faire attaquer, mais prévenu par Kwang Hik, elle esquive et riposte instantanément, en voyant l'assaillant au tapis. Notre protagoniste continuait de tracer son chemin sans regarder en arrière. Dans son champ de perception, il pouvait observer tous les suspects se disperser. Ils étaient tous des télépathes. Mince, mince, mince! Je fais quoi? Je les prends en chasse? Que fallait-il faire? Il se le demandait. 2 jours avant la mission, Kang Hui-mo, le chargé de mission, prenait connaissance des fiches des 3 recrues avec lesquelles il devait travailler. Même si on néglige les résultats du camp d'entraînement, Jang Ki-nam reste un talent exceptionnel au sang pur de lignée directe. Il en va de même pour Mio, même si elle est un sang mêlé. Elle est calme en toute situation et en plus très intelligente. Et puis, il y a Yu Kwang Hik, notre protagoniste, celui qui déchire tout, avec d'excellentes capacités de combat. En plus, il a déjà fait une mission qui a cartonné. Kang Hui-mo ne pouvait négliger son équipe. Il se précipitait sur le terrain, disant devoir lui-même vérifier la situation. C'était urgent, surtout avec Ki-nam qui était sur le lieu des coups de feu. Il fallait vérifier son état. En chemin, un individu non identifié entrait dans son champ de perception. C'était bizarre. Devrait-il le poursuivre? Il se le demandait. Se souvenant de l'affiche de Kwang Hik sur laquelle était mentionnée « Capacité en combat rapproché », il ordonne à Kwang Hik de suivre l'individu suspect en question et d'engager le combat tant que ce n'est pas trop risqué. Notre protagoniste acquiesce, prenant en chasse la cible. Mi-ho et Ki-nam devaient se retirer du combat. De l'autre côté, le télépathe était coriace. Les autres membres d'équipe usaient de toutes les techniques à leur disposition pour résister. L'un des assaillants se faisait sévèrement électrocuter par une sorte de décharge inexpliquée. C'était la compétence d'un des agents de l'équipe très dévoué à la mission. Mio faisait son rapport. Un agent de la Poite et de l'aéroport était blessé, disait-elle. Elle expliquait que les assaillants ont engagé le combat afin de détourner leur attention pour faciliter la fuite du changeur de forme. Elle était sur le point de se faire attaquer lorsque Hui-mo écrasait l'assaillant avec une attaque surprise. Il était très efficace dans ses déplacements, usant même de son aura d'immortel pour immobiliser les assaillants armés. Il n'hésitait pas à tirer, si nécessaire. Le rôle d'un vrai chef de mission. Les agresseurs étaient immobilisés et Hui-mo hurlait, disant de tous les arrêter. Ki-nam était dégoûté. Il aurait aimé se battre davantage, mais on le lui interdisait. C'était un ordre. Au même instant, dans la zone de parking, Kwang Hik avait finalement rattrapé le suspect qu'il poursuivait et il était surpris par le fait que ce dernier soit autant essoufflé. Les deux engagent une discussion. Le suspect, confiant, en déposant son sac à dos, demande à Kwang Hik s'il est sûr d'avoir fait le bon choix en le poursuivant seul. Notre protagoniste était sur le point de répondre quand son expression changeait soudainement. Il était en train d'assister à une mutation du suspect. Ce dernier était un télépathe doté d'un renforcement physique. Il se vantait, disant qu'il allait écrabouiller notre héros. On dit que les immortels ne meurent pas, hein? Voyons voir si ça reste exact avec un crâne aplati, disait-il d'un ton autoritaire. Face à cette situation, notre protagoniste souriait. Il était clair que ce télépathe n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. De l'autre côté, Kang Hui-mo constatait qu'il n'y avait pas de changeur de forme dans les suspects qu'ils avaient étalés. De fait, la cible de la mission ne pouvait être qu'à un seul endroit.
Telle une montagne de muscles prête à harceler sa victime, le télépathe se posait devant Kwang Hik. Il souriait avant de prendre son élan et d'envoyer une droite monstrueuse sur notre héros. Kwang Hik parait cette attaque avec une facilité déconcertante et saisissait d'une seule main le bras de ce télépathe mutant, lequel avait une goutte de sueur sur le visage, ne comprenant pas ce qui se passait. Les lèvres de notre protagoniste esquissaient un sourire face à cette réaction. La simple pression de la main de Kwang Hik suffisait à briser le bras de son adversaire. Celui-ci réussissait à se dégager, mais notre héros avait déjà bondi sur lui, prêt à l'assommer. Voyant cela, le télépathe riposte de toutes ses forces avec un coup de pied dévastateur, lequel surprenait Kwang Hik dans son élan. Au même instant, les paroles du chef Lee font surface dans sa mémoire. Gamin, toute force a une direction. Une légère déviation suffit à annihiler totalement l'attaque de ton adversaire. Il venait d'user de cet enseignement pour bloquer l'élan du télépathe et au même instant, il apprêtait son poing droit et déchargeait un uppercut colossal sur son adversaire, le faisant décoller tel un oiseau prenant son envol. Toutefois, ce dernier finissait écrasé au sol étant donné qu'il n'avait pas d'aile. Un seul coup de poing de notre protagoniste avait suffi à l'étaler. Cependant, cette situation ne l'intéressait pas. Il se dirigeait vers le sac à dos déposé plus tôt par le télépathe et disait « Dis, vas-tu continuer à rester sous cette forme ?» Aucune réaction ne se faisait ressentir. Notre héros continuait en disant dans la plus calme des ambiances, tout en fouillant ses poches, que ce n'était pas la peine de faire semblant. Il le savait déjà. Les changeurs de forme sont capables de prendre la forme de tout ce qu'ils ont vu. Il allumait un briquet et avec un air terrifiant, il disait « Oh, il n'y a aucun souci, reste tel quel, je t'en prie !» Le sac hurlait, disant se rendre. C'était bel et bien la fameuse cible de la mission, la femme changeur de forme. Elle refusait de crever bêtement. Cependant, elle disait à notre protagoniste qui lui posait des questions qu'il n'obtiendra aucune information d'elle. Kwang Hik lui faisait comprendre que ce n'était pas grave tant qu'elle peut se transformer en quelque chose de plus petit, comme une cigarette par exemple. Il faut le dire, notre protagoniste détenait des arguments de négociation assez pertinents. Les autres arrivèrent après un moment et ils étaient surpris par la situation. Notre protagoniste se pressait de faire son rapport, disant avoir assommé l'homme à terre car ce dernier tentait de l'arrêter et la fille à ses côtés était la cible changeur de forme de la mission. Kinam les avait rejoints tout ensanglantés. Son expression laissait entrevoir une certaine gêne. Mais ce n'était pas pour autant que Kwang Hik allait laisser cela passer. Il prenait un vilain plaisir à remuer le couteau dans la plaie, lui disant à l'oreille, tel un enfant, « C'est moi qui l'ai fait et pas toi. » Kinam était à cran. Après vérification des informations du télépathe assommé, il s'avérait être un criminel de 3e classe, Nadu Pal, alias le rhinocéros. Ce dernier était activement recherché et il y avait même une prime sur sa tête. Cette classification signifiait que soit il avait éliminé quelqu'un, soit il appartenait à un groupe extrêmement dangereux. Pour les autres, le combat entre notre héros et lui était probablement sanglant. Et Kwang Hik n'était pas blessé, car il est un immortel. Notre héros pensait, si seulement il savait. Kang Hui-mo annonçait à la chef d'équipe de la Poite qu'il fallait revoir le contrat. C'était eux qui avaient fait tout le boulot, ce qui n'était pas prévu de base. Ils avaient géré et combattu durant cette mission sans équipement adéquat. Lee Ji-hai acceptait. Cependant, elle voulait savoir quel était le grade de notre protagoniste. Il se présente. Stagiaire Yu Kwang Hik. De retour au bureau, le chef Lee demandait à notre héros s'il voulait devenir une star, à tout le temps se présenter et donner son grade partout où il passe. Pour Kwang Hik, c'était juste une habitude, répondait-il. Ah bon, hein? Bref, ce n'est pas important. Ah oui, au fait. Le chef profitait de cette occasion pour lui faire part des résultats de l'affaire à propos du criminel qu'il avait assommé. Ce dernier appartient à un groupe anarchiste du nom de Prométhée. Ils avaient engagé la femme changeur de forme, laquelle transportait une information secrète de la plus haute importance du groupe psionique. Notre protagoniste était plongé dans les nuages pour les exploits qu'il venait d'accomplir. Le chef lui demandait de rédiger un rapport de mission. À ce qu'il paraît, tout comme le dieu Prométhée qui a apporté le feu aux humains, le groupe anarchiste du même nom se constitue de scientifiques fous furieux, prétendant avoir pour objectif d'apporter à tous une capacité spéciale.
Kwang Hik se faisait tirer de ses réflexions par l'assistant du président de Hwarim, lequel l'invitait à le suivre afin de se rendre au bureau de son patron. Assis dans sa position charismatique de chef d'entreprise, le président demandait à Kwang Hik d'entrer et de prendre place. Notre protagoniste se présentait comme à son habitude avant de prendre place. Oh, 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 oh. Alors, les rumeurs disaient donc vrai. Le président voulait le féliciter pour son exploit et lui demande s'il y a une récompense qui lui ferait plaisir. Après un échange de courtoisie, notre protagoniste fait savoir ce qu'il désire. De l'argent, bien évidemment. C'est vraiment tout ce que tu désires. Tu peux demander autre chose, tu sais. Merci infiniment, monsieur. Mais c'est vraiment tout. Dans ce cas, c'est réglé alors. Après avoir remis une partie de sa récompense à sa mère, les deux se comportaient tels des aristocrates. Mon cher monsieur, que dites-vous d'un agneau délicieusement relevé de vapeur piquante pour notre repas du soir? Demandait-elle très joyeusement. Volontiers, chère mère. Vous avez tout mon accord, répondait Kwang Hik. Chère audience, qui a dit que l'argent ne faisait pas le bonheur? Les jours suivants, notre protagoniste faisait partie de la plupart des missions de terrain de son équipe. Il avait contribué à l'arrestation de 5 criminels de race spéciale par le biais de conversations musclées en quelque sorte. Il avait également participé à la fermeture d'une dizaine de trous noirs avec le chef Lee. Il réalisait aussi que son chef avait horreur des missions, les trouvant toutes chiantes. Le rapport de mission de notre protagoniste continuait de foutre le chef en rogne comme à l'accoutumée, perturbant les autres membres du bureau. Kwang Hik pouvait maintenant tenir plus longtemps pendant 16 entraînements avec le chef Lee, étant dorénavant habitué à la plupart de ses feintes. Le chef était même agacé par cela, mais notre héros n'oubliait pas de le remercier pour son temps. Les 10 minutes maximales journalières que lui accordait ce dernier étaient précieuses. Cependant, de tout leur combat quotidien, Kwang Hik n'a toujours pas cerné l'étendue des performances du chef Lee. 3 mois sont passés depuis la mission de l'aéroport. Hwarim a organisé un dîner d'entreprise. Notre protagoniste se disait que les immortels fêtaient différemment, mais en réalité, ces derniers sont comme tout le monde. Tout commence calmement, mais plus ils boivent, plus ils deviennent bruyants. Kwang Hik était curieux de savoir comment il avait progressé depuis son premier combat avec son chef, et de fait, il lui proposait de faire un petit combat dans lequel ils allaient tout donner. Tu parles sous l'influence de l'alcool? Non. Tu es sûr? Et certain. Intéressant. Après cette vérification, le chef Lee accepte sa proposition, lui donnant rendez-vous dans 5 minutes dans la salle d'entraînement. Les deux hommes se faisaient face dans le noir, et le chef disait « Tu veux qu'on mette les lumières, gamin ?» Mais notre protagoniste refusait, disant être prêt pour le combat. Il a grandi, le gamin. Alors son chef, arborant un sourire déterminé, lui demandait de lancer les hostilités. Lorsque le panda ouvrait la porte de la salle d'entraînement, il observait le choc de 2 titans. Le bras du chef encaissait une attaque directe du coude de Kwang Hik et un bruit de craquement d'os se faisait entendre. Les 2 adversaires prenaient du recul afin de s'analyser l'un l'autre. Notre protagoniste l'avait fait, il venait de briser le bras de son chef. Un moment d'inattention, et le chef s'était déjà élancé sur lui, tentant de lui mettre une gauche, laquelle était attrapée par notre héros, sauf que c'était un leurre. Le chef chargeait le poing droit du bras brisé et l'envoyait sur un Kwang Hik pris au dépourvu. L'impact de l'attaque était titanesque, telle une semi-remorque percutant une moto. Kwang Hik était éteint, allongé au sol. Même s'il avait suffisamment progressé, ce n'était pas encore au point de vaincre le chef Lee. Toutefois, le bras du chef était vraisemblablement très amoché. Waouh! C'est vraiment lui qui vous a fait ça? Je n'en reviens pas. M'en parle pas. Il est devenu un vrai monstre maintenant. Personne d'autre à part toi n'avait pu me faire ça. S'il te plaît, ramène le gamin à l'infirmerie. Il va dormir un moment. Le directeur de l'entreprise recevait les notes d'évaluation de l'ensemble des nouvelles recrues. Le petit protégé du président attirait directement son attention. Il s'agit de Kwang Hik, bien évidemment. Ce dernier n'avait que des E, F ou C pour la plupart de ses points d'évaluation, avec un B en capacité de combat, bref, que des notes éliminatoires. Cela étant, il était devenu le favori numéro 1 des personnes à virer par le directeur, avec justement le chiffre 1, marqué en rouge à côté de son nom. En gros, un petit fou qui ne sait que se battre, sans aucune capacité d'immortel, disait le directeur avec une expression de déception.
Kwang Hik était perplexe quant à la vue de ses résultats d'évaluation. D en capacité globale d'immortel, je le sens pas trop. Ça m'a l'air très mal barré. La tour de contrôle alias le panda lui faisait comprendre que cela signifiait qu'il était en très mauvaise posture. Notre héros ne comprenait pas sur quels critères étaient évaluées les capacités d'immortel et il lui était notifié que c'était depuis le camp d'entraînement des immortels jusqu'à présent. Kwang Hik était curieux quant au numéro marqué en rouge sur sa fiche. Était-ce quelque chose de spécial? Ah, ça signifie que tu es vu d'un mauvais œil par la personne en charge de l'évaluation. Ouf, j'ai cru un instant que ça voulait dire que je serais le premier de la liste des stagiaires à être viré. Tout à fait. La chance. Mais attendez, vous avez dit... J'ai du mal à entendre, s'il vous plaît. C'est bien cela. Si tu ne laisses pas entrevoir des résultats exceptionnels lors des prochaines évaluations, alors tu seras le premier des recrues à sauter du navire. Cette nouvelle avait plongé Kwang Hik dans le noir. Une annonce est faite par haut-parleur, demandant à toutes les recrues de se rassembler dans la salle d'entraînement du sous-sol. Il leur était annoncé que leur note finale d'admission chez Warim sera une combinaison de la note d'évaluation qu'ils ont déjà reçue et des performances qu'ils montreront à l'issue de la séance d'épreuve qui les attend. Les deux jeunes sangs mêlés avaient rejoint leur ami chômeur potentiel numéro 1 de Warim et ils décidèrent de le consoler. Notre protagoniste les envoyait bouler, disant qu'il n'était pas encore viré. La série d'évaluation était sur le point de débuter, démarrant avec des combats entre les participants. Ki-Nam, le prince charmant, avait choisi notre protagoniste comme premier adversaire. À voir son expression et l'aura qu'il dégage, il a l'air très confiant pour ce combat. Kwang Hik demandait à ses amis, le sourire aux lèvres, de bien observer la situation, car c'est à cet instant précis que le héros de l'histoire entre en scène. Dans la salle de surveillance des différentes épreuves, le président de Warim faisait son entrée charismatique comme toujours et il était accompagné par son assistant. Ah, vous êtes déjà là, monsieur le président. Il ne pouvait aucunement manquer un combat aussi intéressant entre les deux stars de la promotion des recrues. Le combat avait débuté. Les deux adversaires étaient rapidement passés à l'attaque. La droite de notre protagoniste avait manqué Ki-Nam, lequel venait de disparaître de son champ de perception. C'était l'effacement de présence. Kwang Hik esquivait avec élégance l'attaque surprise de ce dernier. Ce n'était pas avec ce tour de passe que le prince charmant allait l'avoir. Après tout, esquiver cette technique était du menu fretin, des beignets aux crevettes pour notre héros. Il faut dire que depuis le camp d'entraînement des immortels, Kwang Hik avait dissimulé son côté métamorphe, pensant qu'il serait meilleur que tous les immortels s'il venait à se donner à fond. Cependant, c'était sans savoir qu'il allait faire la rencontre du chef Lee, le mixeur. De fait, il avait décidé de ne plus jamais se retenir et de toujours s'y mettre à son maximum, quelle que soit la situation. 3,48 secondes. Même les classes S ne font pas ça. Capacité sensorielle, résistance à la gravité, endurance, force physique, réflexe, vitesse de réaction, souplesse. Mais que se passait-il? C'était quoi ces résultats? Notre protagoniste laissait sans voix l'ensemble des examinateurs. Ils étaient tous ébahis. C'est pas possible ça. On n'a jamais eu de cas similaire dans toute l'histoire de Warim. Je ne rêve pas, n'est-ce pas? Une recrue qui bat tous les records à des années-lumière de la moyenne. Il y avait de quoi se poser des questions. Ki-Nam recevait un uppercut de la part de notre protagoniste. Le prince charmant l'avait senti passer. Ce dernier essayait de riposter avec une attaque balayée du coude, mais c'était une tentative inoffensive contre le fauve du combat, lequel avait esquivé cette attaque de bébé avant de lui asséner un coup bien placé dans le dos. Le prince charmant serrait les dents face à la douleur qui le tenaillait, mais il ripostait tout de même avec un coup de coude arrière du gauche, pensant surprendre Kwang Hik. Cependant, l'expression de son regard exprimait ce qu'il était en train de voir arriver. On aurait dit que sa tête acceptait de recevoir l'effacement de présence, suivi d'un coup marteau du gauche de Kwang Hik. Ki-Nam était littéralement terrassé. Notre protagoniste était tout simplement trop fort, possédant des capacités de combat d'un tout autre niveau. Que fallait-il faire? Lui mettre un S dans toutes les évaluations? Non, il est non standard, c'est carrément un prodige au talent hors norme. Après le test, le chef Lee sermonnait notre protagoniste, lui demandant s'il se prenait pour un dentiste. Et en plus, il trouve ça drôle. Il faut dire que chacun de ces promotionnaires avait perdu une dent suite à leur combat avec Kwang Hik. Notre héros se justifiait pour le cas de Kuitae. Ce dernier lui hurlait lors de leur combat. « Si tu veux te battre avec Miho, tu devras d'abord me passer sur le corps !» Kwang Hik l'avait éteint.
En route pour la maison, une voiture s'arrête près de notre protagoniste. C'était le directeur de Hwarim Kim Dong-cheol, celui-là même qui envisageait le virer. Il disait « Je suis Kim Dong-cheol, le directeur de Hwarim. Allez, monte, faisons un bout de chemin ensemble, monsieur Yu Kwang-hik. » Il faisait comprendre à Kwang-hik qu'il travaille actuellement sur un projet et qu'il reste un poste vacant. Il lui proposait alors de prendre ce poste. Ne t'en fais pas. Tu peux continuer de vaquer à tes occupations habituelles. Tu devras juste te porter volontaire une fois le projet amorcé. Je suis d'accord. Bien. Maintenant, j'ai une autre question. T'aimes la viande ? La voiture avait laissé notre protagoniste devant son domicile. Et après cela, le directeur faisait un compte-rendu téléphonique de leur discussion à quelqu'un. Oui, monsieur. Tout à fait. La discussion s'est bien passée. Pas du tout. C'est un garçon très intelligent. Je pense qu'il a très bien compris où je voulais en venir. Notre héros était maintenant un employé à part entière de Hwarim, un employé de 3e classe. Il pouvait dès lors avoir accès à plus de documents sur le réseau de l'entreprise et son salaire avait été augmenté. Il déménageait aussi pour se rendre dans un studio de l'entreprise situé à 5 minutes de son lieu de travail. Fils, tu es autorisé à avoir un bébé par accident tant que c'est avec une jolie fille. Tu vas lui faire peur, chérie. Elle est toujours dans l'extrême. Il avait constaté que son équipe n'avait presque pas de travail et cela l'inquiétait. Il en avait parlé avec Kim Jong-ha, lui demandant pour quelle raison n'avait-il que très peu de résultats. À cela, elle répondait disant que leur équipe n'avait en effet rien réalisé. Notre héros mentionnait alors l'ensemble des missions auxquelles ils ont participé. La fermeture des trous noirs, l'arrestation des criminels, etc. Elle lui faisait comprendre que ces missions n'avaient pas beaucoup d'importance vu qu'ils y étaient en tant que soutien. Alors pourquoi ne recevaient-ils pas de réelles missions ? Demandait-il. À cause de leur chef, répondait-elle. Aucun supérieur ne l'appréciait vu son caractère et de fait, ces derniers remettaient toutes les missions importantes aux autres équipes. Kwang-hik était perplexe, se demandant si leur équipe allait tenir sur cette lancée sans fournir de résultats. Le surhomme répondait par l'affirmative, disant que c'était grâce à Dong-hoon le panda, lequel réglait les problèmes difficiles des autres équipes. Après cela, notre protagoniste voulait discuter avec le panda, lequel était toujours, le panda. Bref, Dong-hoon lui disait de ne pas s'en faire. Leur équipe avait aussi de très belles missions, expliquait-il, disant que le chef Lee ramenait de temps à autre d'énormes projets avec lesquels l'équipe pouvait atteindre son quota en un coup. Au même instant, ils recevaient tous un message du chef programmant un repas d'équipe chez Dong-hoon en soirée. Chez Dong-hoon était le nom de code d'une salle de réunion extérieure où l'équipe se rassemble pour un débriefing sur des missions spéciales. Le chef Lee passait aux explications. Ils avaient découvert une nouvelle matière provenant des trous blancs, la pierre de mana. Elle peut retenir l'aura, une sorte d'énergie émise par les télépathes, et la conserver pour en faire un usage à souhait. D'après l'équipe d'analyse, cette découverte peut faire basculer le monde dans une nouvelle ère, apportant une nouvelle source d'énergie. Waouh, ça c'est du lourd. Pas si vite, ce n'est que le début. Ces pierres diffèrent dans leur capacité de stockage. La AA est officiellement la meilleure connue à ce jour. Plus on monte en catégorie, la capacité de stockage d'énergie de la pierre double. Il faut noter qu'avec seulement une pierre de classe D, on peut faire voler un avion sur plusieurs centaines de kilomètres. Dites-vous qu'avec une pierre double A, combattre un métamorphe de classe S ne serait plus qu'un jeu d'enfant. Intéressant, n'est-ce pas ? Bien, dites-vous maintenant qu'il existe des pierres de classe S. La mission de l'Old Force consiste à escorter les agents de Psionic, les responsables de cette découverte, et en échange, obtenir une partie des pierres. Cependant, leur réel objectif était de s'emparer des pierres de mana. Le chef Lee était le seul membre de la 3e équipe de la sécurité extérieure désigné pour participer à cette mission. Cette situation surprenait ses subordonnés. C'était inhabituel d'exclure les membres d'une même équipe. Le chef Lee demandait à Lee Dong-hoon de trouver un stratagème, quel qu'il soit, pour faire participer Kwang-hik et Kim Jong-ha à cette mission. Ce dernier, avec une goutte de sueur sur le visage, disait « Ne vous en faites pas. Avec un bon scénario en place, c'est gérable. » Hey! Arrête-toi là! Courez toujours! Vous ne mourrez jamais vivant! 2 jours plus tard, un homme était en fuite dans une zone interdite, pourchassé par des personnes, lesquelles lui demandaient de s'arrêter. C'était Kwang-hik et Kim Jong-ha. Hey, vous deux!
Vous ne pouvez pas passer par là! Arrêtez! Le plan était simple, faire semblant de courir après ce réel criminel qui prenait ses jambes à son cou et ensuite entrer par accident dans le trou blanc qui était sous la surveillance des soldats. Le stratagème était parfait. Nos deux héros traversèrent le portail devant les soldats qui leur hurlaient d'arrêter. De l'autre côté, un monstre non identifié se faisait éliminer d'un tir en pleine tête. C'était l'équipe d'escorte de l'Old Force où se trouve le chef Lee. Il procédait à un nettoyage des lieux. Les cargaisons des pierres de mana étaient visibles et le transport était sur le point de débuter. Le chef Lee espérait que tout soit en train de se passer comme prévu. La traversée du portail procurait à nos deux héros une sensation très désagréable. Déformation, tournis, impression de démembrement, nausées. Ils n'avaient pas encore achevé leur traversée qu'ils observaient un homme portant un masque de l'autre côté. Kwang Ik reprenait ses esprits assez instantanément après la traversée. L'homme au masque en question devant eux leur demandait leur identité. Ils étaient deux en réalité autour d'un feu. Le second s'était empressé de signaler la présence des intrus par radio. Kwang Ik avait senti que ces individus étaient des télépathes et il demandait à Kim Jong-a quel était le plan. Le bémol était que cette dernière n'avait pas encore émergé de son étourdissement suite à la traversée du portail blanc. Leur silence mettait en rogne leur interlocuteur, lequel hurlait, demandant qui ils étaient. Kwang Ik explique qu'ils sont des forces spéciales et qu'ils se sont retrouvés là suite à une course-poursuite pour attraper un criminel. En effet, pour leur plan d'action, le panda leur avait expliqué qu'en cas d'urgence, les forces spéciales pouvaient entrer dans les zones interdites dans l'exercice de leurs fonctions. Le télépathe faisait comprendre qu'ils étaient les seuls à être venus du portail, ce qui était clair puisque notre protagoniste était en train de mentir. Kwang Ik, dans son jeu d'acteur, demande si ces derniers essayent de couvrir le criminel vu qu'il est lui aussi un télépathe. Ceci étant, il ajoute que les forces spéciales des Immortels prendront de ce pas les mesures nécessaires pour attraper le criminel de race spéciale. Le télépathe était en feu, plongé dans une colère rouge. Il avait activé son pouvoir de flamme, paré à carboniser les intrus. Ce dernier avait très clairement compris la supercherie qui se tramait et demandait à notre protagoniste de faire demi-tour avec sa copine s'ils ne veulent pas finir en cendres. Kwang Ik lui faisait comprendre que tout refus d'obtempérer sera considéré comme une entrave à leur mission et sévèrement sanctionné. Il lançait une grenade fumigène après ces mots, laquelle émettait une fumée noire nauséabonde dans l'optique de désorienter les télépathes. Notre héros prenait Kim Jong-a, toujours pas remise sur le dos, et se tirait de là à toute vitesse, profitant de la confusion due à la fumée. Le télépathe n'avait rien pu faire. Il ne pouvait que hurler dans cette situation. Entre-temps, le transport des pierres de mana se déroule sans encombre sous la supervision de l'équipe d'escorte. Le chef Lee semble perturbé et quand on lui demande ce qui ne va pas, il explique qu'il y a beaucoup trop de poussière qui leur parle à vue, disant que cette situation peut leur poser problème. En réalité, il est aussi en train d'exprimer ses talents d'acteur. Lors du débriefing sur la mission avec son équipe, il faisait comprendre à Kim Jong-a et Kwang Ik qu'ils devraient profiter d'une petite agitation lors de la mission d'escorte pour intervenir et s'emparer de quelques caisses de pierres de mana. Cette poussière était le moment parfait. Le chef Lee savait grâce au signal du charme du sorcier qui brillait dans sa combinaison que son équipe était à proximité. En effet, ce dernier est censé émettre un signal lorsque son complémentaire se trouve dans les environs. Cela le rassurait, c'était bien pratique de pouvoir communiquer dans un environnement dépourvu de réseau. Dans leur évolution, l'équipe d'escorte reçoit un signal d'alerte. Des silhouettes d'une vingtaine de monstres sont observables à l'horizon. La poussière dégagée laisse place à une vision d'horreur. Un orc au regard perçant, arborant un sourire des plus terrifiants. Ils s'étaient tous lancés dans une folle course, parés à déchiqueter les soldats qui se trouvaient devant eux. L'autorisation d'ouvrir le feu était donnée illico presto et l'équipe d'escorte ripostait farouchement. D'un autre côté, un monstre hurlait, présentant sa dentition cauchemardesque. Notre protagoniste était plongé dans une conversation musclée, dague à la main, avec un envahisseur qu'il voyait pour la première fois, un ver requin. Ce dernier s'élançait à vive allure sur Kwang Ik, avec toute la masse de son corps et de ses dents prêt à le mettre en pièces. Notre protagoniste, très calme, s'élançait également, préparé à la confrontation. En un instant, la bête hurlait de douleur, tailladée par la lame de Kwang Ik, tel le passage d'un pilier pourfendeur de Demon Slayer. Le monstre se faisait pousser des épines semblables à des cure-dents pour Goliath sur la queue, et il attaquait instantanément notre prodige dans le feu de l'action. Kwang Ik implantait sa lame
lame dans la tendre chair de cette créature et infligeait une entaille d'une précision chirurgicale. Le monstre hurlait de douleur. Notre protagoniste, très concentré, prenait du recul face au requin qui s'agitait dans tous les sens afin d'analyser la situation. En retrait, Kim Jong-a observait le combat, fasciné par ce à quoi elle assistait. 45 minutes, c'était le temps qu'il lui avait fallu à elle pour pouvoir retrouver ses esprits et fonctionner normalement lors de sa première entrée dans l'autre monde. En réalité, même les immortels doivent effectuer plusieurs allers-retours avant de s'habituer à la sensation désagréable de la traversée des portails. Et ce, afin de pouvoir s'en libérer en moins de 5 minutes. Et même après ça, il leur faut encore une trentaine de minutes de récupération pour être en état de combattre. Kim Jong-a pensait en regardant le combat. Je m'attendais à ce que cela prenne au moins 2 jours pour résoudre le problème avec les télépathes de tout à l'heure. Mais il l'a réglé en utilisant simplement un seul fumigène. Elle était émerveillée par le fait de le voir maintenant, combattre face à un envahisseur qu'il rencontre pour la première fois, tout en mettant en pratique les techniques de combat qu'il a appris. Mais jusqu'où compte-t-il encore nous surprendre ? Se demandait-elle en l'observant. Kwang Hik, lui, avait le regard plongé dans sa dissection scientifique. Hein ? C'est quoi ça ? Nous ne sommes pas seuls ! Tu l'as senti ? Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Des gens se rapprochent. Combien sont-ils ? Ils sont 2. Les sens aiguisés de Kwang Hik venaient clairement de percevoir 2 présences humaines. 2 hommes armés et portant des masques similaires à ceux des télépathes rencontrés plus tôt lors de leur entrée dans le portail blanc se rapprochaient de leur point de refuge. Qu'allait-il advenir ? Le plan était-il fichu ? Se demandaient nos 2 héros qui se préparaient au combat. Qu'importe ce qu'il se passe, la mission doit être un succès. Notre protagoniste pensait « J'aurai droit à mes compliments quoi qu'il en coûte ». En effet, quelques jours plus tôt après avoir eu raison du ver requin, notre protagoniste, tout confiant, avait demandé à Jong-ha s'il y avait des immortels capables d'éliminer ce genre de monstre tout seul. Tellement qu'il est impossible de les compter, répondait-elle, lui demandant s'il pensait avoir accompli un exploit. Il s'en était fallu de peu pour qu'il prenne la grosse tête. Pour notre héros, ce n'était pas important. Il attendra à la fin de la mission pour les compliments, disait-il tout confiant. L'un des hommes armés disait sentir une présence à son homologue, lui demandant de rester sur ses gardes. Ils avaient repéré la grotte dans laquelle Jong-ha et Kwang Hik s'étaient réfugiés. Au même instant, leurs armes étaient pointées, prêts à faire feu sur Kim Jong-ha, laquelle était également en position d'attaque. Il lui était demandé de gentiment poser son arme et de sortir très lentement si elle ne veut pas que la grotte soit décorée à la peinture cervelle. Elle obéissait, demandant qui ils étaient. Ce n'était pas à elle de poser les questions, disait-il. L'autre acolyte se dirigeait vers l'intérieur de la grotte pour vérifier si elle était seule. Tapi dans l'ombre, notre protagoniste avait effacé sa présence, attendant le moment parfait. D'un coup, il avait bondi, prenant au dépourvu l'intrus qui venait d'entrer, lequel se faisait démolir instantanément. Son partenaire, voyant son collègue planer dans les airs, pointait aussitôt son arme dans la direction de l'attaque. Jong-ha saisissait instantanément son poignet, déviant ainsi le coup de feu qui s'échappait de l'arme, et au même instant, elle lui assénait un coup violent à la tête. Les 2 intrus étaient désarmés. Chacun d'eux comprenait, dans la position dans laquelle ils étaient, qu'un seul faux geste de leur part signait leur départ pour l'autre monde. Les intrus étaient plutôt bien équipés. Ils avaient sur eux des fusils automatiques, des radios, des snipers. C'est à croire qu'ils partaient en quête de sensations fortes. Ces derniers affirmaient être des mercenaires qui étaient juste là pour attraper et revendre quelques envahisseurs et rien de plus, lorsque la question de qui ils étaient et pourquoi étaient-ils là leur était posée. Kwang Hik ne pouvait croire à ces histoires à dormir debout. Il savait que ceux-ci étaient là pour la même raison qu'eux, rattraper l'équipe d'escorte et s'emparer des pierres de mana. Le chef Lee les avait prévenus. Tôt ou tard, la troupe principale fera face à des agitations. Intervenez à ce moment-là. À cette allure, ils ne feront pas face à de simples agitations. Il fallait revoir leur stratégie. Kwang Hik suggère à Jong-ha de changer de plan. De l'autre côté, l'avancée de l'équipe d'escorte était interrompue par un homme, lequel se tenait debout devant eux. Le chef Lee l'avait reconnu. Eh ben, regardez qui voilà. C'était l'un des dirigeants de Prométhée, No Pildu, il se nomme, avec pour surnom le bûcheron. À voir sa carrure, il est clair qu'il s'agit d'un puissant adversaire. Ce dernier hurlait avec le sourire aux lèvres, disant à l'équipe d'escorte que s'il laissait toutes les pierres de mana, lui, Pildu, promet d'être gentil et n'éliminera que la moitié d'entre eux. Pour l'équipe d'escorte, la situation était désavantageuse. Il fallait absolument gagner du temps.
Un signe de la main faisait comprendre au chef Lee que c'était à lui de jouer. C'est bien. Bonne prise de décision. Il se chargeait immédiatement d'emmerder le bûcheron avec une altercation verbale, laquelle avait tendance à particulièrement irriter ce dernier. Pense à me remercier, petit con. En principe, je ne discute pas avec les gorilles, disait le chef Lee pour pimenter la discussion. Pildou était à bout. Dans toute cette agitation de mâle dominant, l'équipe d'escorte était tout à coup surprise par une voix féminine, laquelle leur demandait d'arrêter. Au même instant, l'un des leurs venait d'être jeté au sol. Il avait été stoppé dans son élan de fuite. La dame mystérieuse avait vu clair dans leur jeu, tenter de gagner du temps pour qu'un membre de l'équipe puisse s'échapper en douce. Cette option n'allait aboutir à rien, disait-elle. Ils étaient faits comme des rats. La seule option qui leur restait était de rendre les armes. Il y a eu une fuite d'informations. Ils savent tout de notre stratégie. Quelqu'un les aide, c'est clair. Pensait le chef Lee. Devrait-il y aller par la force et s'échapper? Il se le demandait. Cependant, s'il le fait, c'en sera fini pour la majorité des forces spéciales des Immortels. Dans toute cette pression atmosphérique, l'un des télépathes lançait le code Jake par radio, demandant à ses partenaires en position d'ouvrir le feu. C'était la fin. L'équipe d'escorte était fichue. Tous entendaient, avec des expressions faciales diverses, la réponse de l'interlocuteur à l'autre bout de la radio. Code est clair. Cibles en vue. L'opération Middle Peak Dog Baby va commencer. Le chef Lee n'en croyait pas à ses oreilles. Avait-il bien entendu? Qu'est-ce qu'il raconte encore celui-là? Ne nous perds pas le temps. Fais ce qu'on te demande. Sans vitesse initiale, le donneur d'alerte recevait une balle de sniper avec une précision chirurgicale directe dans la jambe. Ces cris d'agonie laissaient confus la femme mystère tandis que le chef Lee esquissait un sourire satisfait. Le jeu de mots qu'ils avaient écouté à l'instant était une appellation anglaise insultante de son nom qu'il n'aime pas trop. Quoi qu'il en était, au moins c'était facile à comprendre à sa plus grande satisfaction. Ils allaient maintenant pouvoir passer à l'action sans crainte. La dame mystérieuse était dans le collimateur du tireur, ou plutôt de la tireuse. C'était Jong-ha dans toute sa splendeur de tireur d'élite, accompagné de Kwang Hik. Quelques heures plus tôt, avant l'attaque de Prométhée, l'emplacement où nos héros devaient préparer leur embuscade était occupé par 2 agents du camp adverse qui montaient soigneusement la garde, prêts à passer en action. La véritable équipe du code Jake. L'un d'eux, qui avait entendu quelqu'un approcher, se faisait violemment clouer au sol en un seul coup précis à la tête. Le temps pour son collègue de réagir face à la situation surprenante, il recevait instantanément le tranchant d'une lame aiguisée dans la carotide. Notre protagoniste trouvait cela très étrange. C'était la 5e fois qu'il rencontrait de tels agents depuis leur patrouille. Un tireur d'élite télépathe et un immortel sans mêlée. Jong-ha et Kwang Hik avaient pu nettoyer toutes les positions de tir possibles. C'était à ce moment-là qu'il recevait le signal Code Jake, lequel signifiait qu'il devait se mettre en position. L'expression du visage émerveillé qu'arborait notre protagoniste était car il voyait pour la première fois le précieux bijou de Jong-ha. Surpris, hein? Elle demandait à Kwang Hik de dire bonjour à son arme personnelle, laquelle elle avait nommée Cache Hippo. De son côté, la dame mystère restait perplexe, ne comprenant pas qui avait bien pu leur prendre les points de tir. Le chef Lee hurlait « Préparez-vous au combat !» Les forces spéciales des Immortels se positionnent immédiatement en formation de combat et s'ensuit une bataille acharnée. La dame en fuite hurlait par radio. « Bon sang, code Ralph! Activez le code Ralph !» Elle entendait une voix inconnue lui dire « D'accord ». Surprise, elle hurlait. « Mais qui t'es, toi ?» Il se présente. Un beau mec sexy et mignon d'1,85 m, intelligent, fort et vaillant, l'idole du siècle présent. Cette façon qu'avait Kwang Hik de se foutre d'elle l'avait plongée dans une rage sans précédent. Elle hurlait « Tarantado », qui signifie « fou » en philippin. La dame ordonnait de localiser ce gamin prétentieux et de lui envoyer Bibi numéro 7. Dans le feu de l'action, le chef Lee avait pris la dame pour cible et tirait pour l'éliminer. Mais ses balles étaient interceptées par Pildou, qui montrait des aptitudes de combat remarquables. Ce dernier rappelait au chef Lee que c'était lui son adversaire et personne d'autre. Le chef Lee ne pouvait s'empêcher de prendre un vilain plaisir à le taquiner et cela agissait instantanément sur les émotions de Pildou, lequel se jetait violemment sur lui avec 2 haches dans les mains. Du sale se préparait. Jong-ha informait Kwang Hik qu'il était temps de changer de position. Ils sont là. Cependant, il était un peu trop tard pour cela. Leur emplacement venait d'être découvert par 3 intrus. Bibi numéro 7 apparemment.
Ces derniers avaient pour mission de se débarrasser de nos héros le plus rapidement possible afin de changer la donne. Kwang Hik ne comprenait pas pourquoi n'était-il que 3. Et en plus, les 2 en arrière ne semblaient pas avoir l'intention de participer au combat. Le plus baraqué était curieux de savoir quelle était la relation de notre protagoniste avec la fille derrière lui. À cela, Kwang Hik lui répondait disant qu'ils en étaient au point où elle mettait ses jambes autour de ses hanches, comme pour dire bref, vous avez compris si vous avez regardé l'épisode précédent. Quoi? Avec quelqu'un comme toi? Hurlait The Rock, tout enragé avant de se jeter sur notre protagoniste pour en finir. Comment as-tu pu? Disait-il dans son élan dévastateur. Il était clair qu'il avait probablement interprété ses propos dans un autre sens. Oh, pourquoi toute cette violence? Kwang Hik esquivait son poing dont le son exprimait le désir d'en finir. The Rock sort instantanément une lame de son coude dans le feu de l'action et revient à la charge, surprenant Kwang Hik, lequel prend appui sur son assaillant et se projette vers l'arrière. Même si notre protagoniste était surpris, sa vitesse de réaction restait remarquable. Bouge! À l'arrière, Jonga lui intimait de bouger immédiatement et lâchait un énorme boulet de canon. Mais la cible était plutôt très réactive, ce qui surprenait Jonga qui venait de réaliser que c'était lui, Bibi numéro 7, et qu'il avait des réflexes hors du commun. Kwang Hik avait profité de ce moment déstabilisant pour charger un poing du gauche tout droit dans le thorax de Bibi qui serrait les dents face à l'impact surpuissant. Mais à la grande surprise de notre héros, sa main avait été saisie juste après le coup de poing et il entendait « Hein ? Cache-toi, c'est elle le plat principal. Et toi, le dessert. » Bibi arborait un sourire des plus effrayants. Il venait de se transformer en un monstrueux loup-garou. Le temps pour Kwang Hik de réaliser qu'il s'agissait d'un métamorphe, il recevait un coup de griffe bien placé dans la tronche, lequel le projetait au sol. Jong-A hurlait d'inquiétude. « Saleté de Prométhée !» disait-elle, très en colère, comme si c'était ça qui allait empêcher les actions du monstre qui les observait. Des dents de travers, de la fourrure manquante par endroits. C'était donc à ça que ressemblait un métamorphe sans mêlée provenant des expérimentations de l'homme. Il était posé devant eux, inspirant la terreur, la bave dégoulinante. Notre protagoniste demandait à Jong-A de le laisser gérer la situation, mais elle insistait pour aider. Il hurlait, l'intimant de rester en retrait et de lui servir de support avec son arme. Voyant son air sérieux, Jong-A s'exécute. T'es qui toi? Tu me cherches, c'est ça? Demandait Kwang Hik au monstre devant lui. Notre protagoniste n'avait pas besoin qu'on lui dise qu'il s'agit d'une expérimentation. Grâce à ses sens d'immortel, il pouvait le sentir. Ce n'était ni une race spéciale sans mêlée, ni un être doté de conscience. C'était juste une créature assoiffée de sang, un véritable envahisseur créé de la main de l'homme, un monstre. Et cela le mettait en rogne. Kwang Hik ne pouvait pas laisser cela passer. La créature, hurlant de rage, s'était jetée sur notre héros prête à le dépecer. Kwang Hik esquivait son attaque frontale, mais elle était apparemment assez rapide pour essayer de le surprendre avec une autre attaque instantanée dans son poing aveugle. Il esquivait de justesse, se propulsant vers l'arrière. L'intention était de lui séparer la tête des épaules et il s'en était fallu de peu. Son casque pouvait en témoigner. Dans cette situation, notre protagoniste pensait, alors comme ça, ils n'ont vraiment envoyé que lui pour se débarrasser de nous. Je vois, ça signifie qu'ils ont clairement une grande confiance en ses compétences. Le monstre hurlait à plein poumon, faisant vibrer l'atmosphère. Même si Jong-A était assez éloignée de la scène de combat, elle pouvait ressentir la pression qui se dégageait de ce hurlement. C'était l'aura du prédateur. Elle était inquiète, se demandant si Kwang Hik pouvait réellement gérer seul ce monstre dénué d'émotion. Les deux combattants se faisaient face. C'était reparti avec le monstre qui s'élançait de nouveau à vive allure sur notre protagoniste, envoyant un violent coup de griffe qui était facilement esquivé par Kwang Hik. Notre héros était désolé pour ce monstre qui tentait de l'intimider avec une pression aussi mignonne. Dans le genre, il avait déjà une fois eu la peur de sa vie et c'était suffisant. Sortant son arme, il canarde la créature, laquelle se sert de son bras comme d'un bouclier pour encaisser les impacts de balles tout en chargeant sur Kwang Hik. S'étant suffisamment rapproché, le monstre envoie un violent coup de griffe
balayé, lequel est esquivé par notre héros et au même instant, les deux chargent simultanément des attaques puissantes. Kwang Ik esquive celle de la créature et lui assène un smash poignant dans le bide. Cependant, il était surpris par l'effet de l'impact qu'il avait ressenti. La structure osseuse du monstre avait changé au niveau de l'impact du poing. La créature tentait une autre attaque balayée, obligeant Kwang Ik à prendre du recul. Il venait à l'instant d'être témoin du Shape Modeling, une capacité propre aux télépathes leur permettant de changer la forme de leurs os à leur guise. Il avait des doutes au début, mais ceux-ci venaient d'être dissipés. Bibi numéro 7 était clairement le résultat d'un mélange métamorphe et télépathe. Le monstre, qui avait entièrement remodelé son ossature, dégageait de nouveau son aura de prédateur. C'était tout aussi chaud bouillant de l'autre côté de la bataille avec les assaillants qui se faisaient éliminer les uns après les autres. Le combat de Pildu et du chef Lee n'avait toujours pas pris fin. À voir l'état du casque du chef, il était clair que le bûcheron ne lui faisait pas de cadeau. Toutefois, il était curieux à propos de Bibi numéro 7. Bibi numéro 7. C'est quoi ce nom de poupée? Demandait-il, questionnant son interlocuteur sur le genre d'adversaire qu'ils avaient envoyé à son équipe. À cela, Pildu, tout souriant, lui demandait de ne pas s'inquiéter. Il n'avait pas idée du nombre d'alliés qu'ils avaient, mais « Ils finiront tous dans son estomac !» hurlait-il, s'élançant vers le chef Lee pour la bataille finale, disant que même une armée ne serait pas suffisante contre Bibi numéro 7. Le chef Lee avait le sourire aux lèvres. Il avait confiance aux compétences de son élément, lequel déchargeait un coup de poing marteau sur la créature. Les capacités de ce monstre étaient clairement de la triche, pensait Kwang Ik. Avoir les aptitudes des télépathes et les capacités extraordinaires des métamorphes. Ce monstre aurait pu arriver à quelque chose si seulement il était le seul à être cheaté. La créature venait d'envoyer une attaque dévastatrice sur notre héros, mais c'était comme frapper dans le vide. C'était l'effacement de présence. Bibi était troublé par ce qui venait de se passer. Où était passée sa proie? Se demandait-il lorsqu'il recevait un punch monstrueux dans le flanc gauche, lequel le faisait hurler de douleur. Sa riposte était instantanée, mais elle semblait glisser sur Kwang Ik, qui avait un contrôle total de la situation. Bibi était acculé par les coups puissants qui fusaient à son endroit. Ses sens étaient altérés. Une autre technique secrète de Kwang Ik. La protection osseuse que le monstre pensait indestructible en avait pris un coup. Notre protagoniste se fichait de lui, lui disant avec arrogance « Alors, comme ça il suffit de frapper continuellement au même endroit pour en finir avec ton armure d'Iron Man ?» Cette attitude ne plaisait guère à la créature qui s'était élancée sur sa proie avec sa dentition terrifiante, et c'était exactement ce que voulait Kwang Ik. Il concentre ses sens uniquement sur la créature telle qu'il avait procédé sur le chef Lee dans l'épisode précédent. Ainsi, les mouvements de son adversaire allaient au ralenti et de fait, il devenait prévisible. Notre protagoniste avait levé le poing face à la créature qui chargeait à pleine puissance. Le punch final qui accompagnait le monstre dans sa dernière demeure faisait trembler le sol. Bibi numéro 7 était vaincu, complètement écrabouillé. Les deux autres télépathes restants voulaient profiter de la fatigue de Kwang Ik pour l'achever, et de fait, ils s'approchèrent alors de lui. Mais juste que Kwang Ik servait d'appât. Il incline la tête, dévoilant une Jiang-A qui tire sur l'un d'eux en pleine tête, et le second déboussolé se retrouve accompagné de force au sol par un point puissant de Kwang Ik. Mais il prononce instantanément une formule bizarre, et Kim Jong-A lui tire dessus, l'empêchant de terminer la formule. Elle explique à notre héros qu'il s'agissait d'un sort d'autodestruction de Prométhée. « Mais vous avez aussi failli me tirer dessus », lui disait Kwang Ik. Jong-A répondait disant qu'elle avait confiance dans le fait qu'il allait esquiver à temps, et il en était aussi de même pour le fait qu'il pouvait se charger seul de Bibi numéro 7. Il était temps de partir, disait-elle, étant donné que les membres de Prométhée s'étaient retirés. Notre protagoniste avait le sourire aux lèvres. Au moins, il avait réussi à avoir les compliments qu'il attendait tant depuis le début. De l'autre côté, Pildu avait réussi à prendre la fuite après que la situation ait dégénéré, disant au chef Lee qu'il lui laissait la vie sauve pour cette fois. Chut, pourtant c'est lui qui a fui, hein? Le chef de l'équipe de sécurité de l'équipe d'escorte était curieux de savoir qui étaient ceux qui se sont occupés des snipers de Prométhée et le demandait au chef Lee. Il répondait, disant qu'il s'agit de ses subordonnés, Kim Jong-A et Yu Kwang Ik. Après tout, ces deux ont sauvé l'équipe d'escorte. Le rapport de mission du chef de sécurité dira du bien d'eux, pensait le chef Lee. Après le combat, dans la plus calme des ambiances, il n'oubliait pas de se remplir les poches avec quelques pierres de mana incognito. J'espère que personne ne me regarde. Vous avez quoi dans les poches? Rien du tout.
De retour au bureau, le panda semblait très heureux par le plan qu'il avait concocté, demandant à Kwang-ik de rédiger son rapport le lendemain. Notre protagoniste ne savait pas comment lui annoncer que la mission était un échec. Il décidait de garder cette information pour l'instant, puisque Dong-hoon était dans les nuages. Plus tard, sur le chemin de leurs maisons respectives, Jong-ha faisait une fois de plus comprendre à Kwang-ik qu'elle lui avait fait confiance aujourd'hui pour la mission. Notre héros était intrigué par ses propos. C'était bizarre. Pourquoi ramenait-elle encore cela ? Une fois chez elle, Jong-ha s'écroule. Elle souffrait des effets secondaires de l'élixir, la substance qui permet de booster les capacités des surhommes lors des combats. Cette fois-ci, ces effets étaient légers comparés à d'habitude. Grâce à une certaine personne, elle n'a pas eu besoin de prendre beaucoup de médicaments. Pour cela, elle lui en était reconnaissante. Le lendemain, en allant au bureau, Kwang-ik était perplexe quant au fait qu'ils n'avaient pas réussi leur mission de détournement de pierres de mana. Hwarim aurait fait mine de rien si tout s'était déroulé sans encombre. Mais non seulement rien ne s'est passé comme prévu, et en plus leur présence avait été exposée, pensait-il. Il envisageait de faire garder secret tout ce qui s'était passé dans le trou blanc et inventer des excuses au moment de l'interrogatoire habituel. C'est bon, vous pouvez y aller. Cependant, tout avait été réglé à sa plus grande surprise, lui expliquait la responsable d'enquête, laquelle lui permettait de disposer. Vraiment ? Les messages d'appréciation de ses collègues fusaient à son endroit. Apparemment, il faisait même partie de la liste du personnel à promouvoir. Sans votre intervention, la mission aurait été une catastrophe. Psionic a donc décidé de nous donner plus de pierres de mana que ce qui était convenu au départ. Lui expliquait le panda, disant qu'ils avaient assuré et que la promotion n'était qu'un supplément. Les deux se faisaient interrompre dans leur discussion par une personne particulière. C'était Kim Joo-seok, le chef de l'équipe de sécurité et le responsable de la mission d'escorte. Il était venu remercier Kwang-ik pour son aide avec un présent assez particulier, un slug knife, un couteau spécial qui sert à découper les balles. Sa valeur était estimée à des dizaines de milliers d'euros d'après le panda, révélant ainsi à notre héros l'importance de ce cadeau. Jong-ha et Kwang-ik faisaient partie de la liste officielle du personnel promu de Hwarim. Notre protagoniste était dans les nuages, très heureux par la tournure que prenaient les choses. Le chef Lee lui demandait de rédiger son rapport de mission. Ce n'était pas le moment de se réjouir. S'il ne l'a pas encore compris, alors il n'est vraiment qu'un gamin. Plongé dans sa rédaction, notre héros réfléchissait aux événements qu'ils avaient vécus lors de la mission. Ce n'est que pure coïncidence s'ils ont pu stopper Prométhée. Ils avaient été au bon endroit au bon moment. La situation aurait été tout autre si le plan de Prométhée n'avait pas été interrompu. La majeure partie de l'équipe d'escorte y aurait laissé la peau. Le chef Lee avait raison. L'heure n'était pas à la réjouissance. En considérant la situation dans son ensemble, la conclusion était claire et nette. Il y a eu une fuite d'informations. Hwarim abrite un imposteur en son sein. Une semaine est passée. La troisième équipe de la sécurité extérieure se trouve dans un bar de la place pour un dîner d'équipe. Le chef Lee est très remonté par ce qui s'est passé lors de la mission précédente. Ils auraient tous pu y passer. Pour lui, il fallait absolument qu'ils réussissent à attraper cet imposteur qui se permet de mettre leur vie en jeu de la sorte. Kwang-ik lui demandait d'en parler au supérieur. Oh, le petit génie, tu penses que je n'y ai pas pensé ? Le chef lui faisait comprendre que c'était peine perdue. Ces gens-là n'écoutent jamais rien venant de moi. À chaque fois que j'aborde le sujet, tu sais ce qu'ils me disent. Hein ? Tu sais ce qu'ils disent ? Hein ? Tu sais ? Non. Qu'est-ce qu'ils disent ? À chaque fois que j'aborde le sujet, ils me rembarrent, disant que ce n'est rien, que ça ne va plus se répéter. Il préférait profiter un peu plus de l'argent de Kwang-ik à l'instant présent au lieu de penser à cette affaire. Serveur, apporte d'autres bouteilles. Le nouveau a eu une promotion. Notre protagoniste avait laissé son équipe continuer leur tournée de bar pour rentrer chez lui, au grand désarroi de son chef d'équipe. Quoi ? Où vas-tu ? Tu nous abandonnes ? Qui va payer ? Chut, pourtant il gagne bien plus que moi, hein ? En chemin, il réfléchissait aux propos de Dong-hoon et du chef Lee, lesquels étaient que les groupes anarchistes ont beaucoup évolué de nos jours, au point même d'ouvrir des entreprises financières afin d'arriver à leur fin. Kwang-ik voulait demander conseil à quelqu'un à propos de toute cette situation. Il lançait alors un appel à la personne la mieux indiquée. Regardez qui appelle. C'était son père. Il prenait de ses nouvelles et profitait pour glisser subtilement un message arbitraire, mais visé dans leur conversation. Fiston, s'il t'est difficile de l'atteindre à la tête, alors frappe-le au tibia, lui disait son père. Notre héros n'était pas sûr d'avoir bien entendu et le lui redemandait. La réponse de son père restait inchangée.
Ce coup de fil venait de donner une piste de solution à notre protagoniste, lequel rappelle immédiatement le chef Lee, lui demandant où ils étaient allés. Quoi? Tu as finalement changé d'avis? Dans leur discussion, Kwang demande au chef Lee: « Selon vous, pourquoi celui qu'on cherche s'est-il transformé en imposteur ?» Le chef était tout oui face à ceux qui allaient suivre. Kwang Hik tapait un sprint pas possible pour les rejoindre pendant qu'il parlait. D'après lui, 4 hypothèses sont possibles. Hypothèse 1. L'imposteur est un haut gradé de Warim et de fait, il est intouchable par l'équipe d'inspection intérieure elle-même. Hypothèse 2. L'imposteur n'a aucun lien avec Prométhée. En effet, le gouvernement ne serait jamais resté les bras croisés si cela avait été le cas, même si ce dernier était un haut gradé. Hypothèse 3. L'imposteur ne fait que collaborer avec Prométhée sans avoir l'intention d'en devenir un membre actif. Hypothèse 4. L'objectif ultime de l'imposteur est l'argent. Kwang Hik rappelait au chef Lee les propos qu'il avait lui-même tenus plus tôt. De nombreux cadres supérieurs souhaitent dissimuler leur fortune. En ce sens, les organisations anarchistes telles que Prométhée s'occupent de cela et en retour, ces personnes de haut rang les aident dans la création des entreprises financières légales. Sur ces paroles, notre héros avait finalement rejoint son équipe. Dans une détermination sans précédent, il propose un plan d'attaque. « Que pensez-vous de dérober le coffre-fort de l'imposteur » disait-il. Sur cette information, le chef Lee ne pouvait que finir son verre avant de réagir. L'expression satisfaisante qu'il arborait montrait à quel point il trouvait l'idée palpitante. « Rendez-vous dans la salle de réunion », disait-il, le sourire aux lèvres. Plus tard dans la matinée, Money and Save, une banque de la place, vaquait à son train de vie quotidien jusqu'au moment où une caissière remarque l'arrivée d'un client particulier. Un individu suspect, mallette à la main, venait de faire irruption. À l'instant où l'agent de sécurité l'avait remarqué, c'était déjà trop tard. Des balles se logeaient dans ses 2 jambes, le faisant hurler de douleur. Au même moment, un autre agent sortant ses griffes avait bondi dans le dos de l'assaillant masqué, mais il se prenait un sacré coup de genou dans la tronche, lequel l'envoyait violemment au tapis. Le train de vie habituel de la petite banque de la place allait connaître du mouvement. Dans le feu de l'action, le malfrat sort rapidement une arme plus imposante de son sac et la pointe sur le caissier en chef tout paniqué, lequel tentait de presser le bouton d'alarme sous son bureau. Il suppliait, disant « Ne faites pas ça, s'il vous plaît !»« Pas besoin de faire ça, je vais te donner un coup de main !» lui disait l'assaillant d'un air très sérieux en apprêtant son arme. Des coups de feu étaient instantanément tirés dans les locaux, affolant les clients. Le responsable de cette agitation demandait très posément à tous de rester couchés, la tête entre les jambes et de garder le silence. Le moindre bruit de leur part signifiait leur départ pour l'autre monde. « Priez pour que tout se passe sans aucun incident jusqu'à mon départ », disait-il d'un air terrifiant. Un peu plus tôt, Dong-Hon laissait entendre que Money and Save est non seulement une entreprise légale de prêts financiers, mais aussi une banque créée par Prométhée, et ces derniers possèdent 3 agences. Comment Kwang Hik voudrait qu'ils s'y prennent pour s'attaquer à eux? Il devait détailler clairement le plan qu'il avait en tête. Notre protagoniste faisait comprendre que pour lui, la façon la plus simple aurait été de dévoiler les sources des fonds gérés par cette entreprise et de laisser la commission d'enquête financière les saisir. Cependant, cette démarche prendra trop de temps, chose qu'ils n'ont pas pour l'instant. Il proposait donc de faire une casse et dépouiller l'imposteur de tout son argent. L'expression faciale qu'arboraient les visages de ses collègues exprimait clairement leur état de surprise magistrale face à cette proposition audacieuse. Ils trouvaient cela très intéressant. La tête qu'ils faisaient tous laissait perplexe Kwang Hik, lequel demandait avec hésitation « c'est quoi ces têtes ?» Chacun d'eux s'exprimait. Tu me surprends, gamin. Pareil, je ne m'y attendais pas. Il n'est pas aussi stupide qu'on le pensait après tout. Notre protagoniste ne savait quoi dire dans cette situation. Il était dépassé. Bon, en même temps, avec tout ce qu'il faisait au quotidien, il pouvait comprendre qu'il était normal pour eux de penser qu'il était juste un débile musclé. Entre-temps, le chef Lee était curieux à propos de son insistance à vouloir faire tomber l'imposteur. Que lui avait-il fait ? demandait-il. À cela, Kwang Hik disait beaucoup tenir à la justice et à l'amitié. Il ne pouvait pas rester là à ne rien faire pendant qu'on s'attaquait à ses coéquipiers. Il devait agir. Dong-Hoon était chargé de préparer un plan impeccable pour la mission. Jong-a devait rassembler les informations nécessaires et faire une liste des personnes potentielles pour les aider dans cette mission. Le chef Lee, lui, se chargeait d'obtenir l'autorisation de mission. Et il disait avec sourire à notre protagoniste qui se demandait quel rôle il allait jouer de se regarder dans un miroir. Tu ne vois rien ? Pardon ? Tu as la carrure idéale pour être le protagoniste de la mission.
Le chef de la sécurité de Money and Save était arrivé sur les lieux de l'incident. En seulement 5 minutes, le malfrat avait géré la situation jusqu'à quitter les lieux. Il n'avait pas fini de se demander ce que cherchait ce dernier par cette attaque qu'on lui annonçait sa deuxième mauvaise nouvelle de la journée. Une autre agence de Money and Save s'était également faite vider. Kwang Hik avait mis le feu à tout l'argent qui se trouvait dans le coffre-fort de la banque. À ce qu'il paraît, le plan était de vider 2 banques le même jour, sans faire de victimes civiles. Personne ne pourrait imaginer un tel scénario. Cette petite touche extra était un souhait du fou furieux chef Lee. Notre protagoniste laissait abasourdi le gérant de la banque qui ne comprenait pas ce à quoi il assistait. Pourquoi les avoir attaqués si c'était juste pour mettre le feu à l'argent, se demandait-il très perplexe. Entre-temps, Kwang Hik avait pris la clé des champs à vive allure, comme si sa vie en dépendait. En un instant, le jeune héros était revenu à son accoutrement habituel, comme s'il ne s'était jamais rien passé. Jong-ah, sur une moto, l'attendait un peu plus loin, prête à déguerpir des lieux. La mission était un succès total. Enfin, c'était ce qu'ils pensaient tous. Le chef Lee était allé demander l'autorisation de Park Pil-ro pour cette mission et contre toute attente, ce dernier refusait ce plan, le jugeant trop dangereux pour s'en mêler. Park Pil-ro craignait pour sa position de directeur chez Hwarim s'il approuvait une telle mission. Il n'en était pas question. Forte était sa surprise lorsqu'il voyait aux nouvelles que 2 banques avaient été vidées en une journée. Il comprenait alors que le chef Lee ne l'avait pas écouté. De l'autre côté, Kwang Hik était aux anges, remerciant ses coéquipiers pour le repas délicieux qui lui avait été offert avec la carte bancaire du chef Lee. Apparemment, le chef Lee avait organisé un repas d'équipe à ses frais afin de féliciter ses subordonnés pour le succès de la mission. Cependant, il leur faisait comprendre qu'il était encore trop tôt pour se réjouir. Il restait encore quelques éléments à régler. Le lendemain, au bureau, un événement surprenant se déroulait sous les yeux de Kwang Hik. L'équipe d'inspection anticorruption était dans leurs locaux et s'en prenait au chef Lee. Dong-hoon, qui tentait de s'interposer, se faisait remettre à sa place. Notre protagoniste était curieux de savoir ce qu'il se passait et on le lui expliquait. La responsable d'enquête, avec un air très menaçant, demandait aux 3 coéquipiers de Kwang Hik de la suivre immédiatement pour procéder à l'interrogatoire. Tous s'exécutaient incessamment, laissant notre héros broyer du noir. En partant, le chef Lee lui dit « Hey, le nouveau, va faire tes devoirs. » Plus tard, sur le toit de l'immeuble, Kim Joo-seok, le chef de l'équipe de sécurité, expliquait à Kwang Hik qu'il s'agissait comme ça d'une intervention ordonnée par des supérieurs puissants de Hwarim. Tss, ça ne sert à rien de te creuser les méninges. Il n'y a pas vraiment de motif particulier à ce à quoi tu viens d'assister. En réalité, dans notre travail, la ligne est malheureusement toujours très fine entre le légal et l'illégal. Il poursuivait en disant que, de fait, les responsables hiérarchiques auront toujours quelque chose sous la main s'ils veulent faire tomber quelqu'un et les sanctions en cas de culpabilité avérée restent assez sévères. Notre protagoniste comprenait que ce qui se passait n'était pas juste une coïncidence. Après tout, ils avaient fait trop de bruit autour de cet imposteur et maintenant son équipe en payait le prix. Il était tout de même curieux de savoir ce qui allait lui arriver. Et à cela, le conseil que pouvait lui donner Joo-seok était de faire profil bas et d'oublier tout ce qu'il sait jusqu'à ce que tout soit passé. Dans ce timing, Kwang Hik recevait un message de Park Pil-ro, lui demandant si c'était eux les responsables derrière les casses avec les banques. Pil-ro lui faisait comprendre qu'il se lave les mains de tout soupçon dans cette affaire, laissant ainsi notre jeune héros sans aucun soutien. Ah, le salaud! Kwang Hik, qui se demandait quoi faire dans cette situation, venait de se souvenir de la phrase du chef Lee, qui lui demandait d'aller faire ses devoirs. Il l'avait compris. Il manquait une agence de Money and Save qu'il n'avait pas encore attaquée. Il devait se charger de la vider également. Ah oui, n'oublie pas, like et vérifie que t'es toujours abonné. Active les notifications et laisse un commentaire agréable, ça fait plaisir. De l'autre côté, le chef Lee se faisait sévèrement remonter dans la salle d'interrogatoire. Avez-vous seulement idée du nombre de charges retenues à votre endroit ? Lui hurlait l'interrogateur, tout en lui demandant d'admettre quelques-unes d'entre elles afin de trouver un accord à l'amiable. Si toutes les charges s'avèrent véridiques, vous aurez au moins pour 10 ans au trou. Vous le savez, n'est-ce pas ? Ce n'était pas cette pression qui allait faire craquer notre chef téméraire, lequel était plutôt curieux de la provenance de ces accusations factices.
Il y en a tellement que même le président de Warim serait probablement surpris. Disait-il avec désinvolture, mais il était très vite recadré. Dans 2 jours, vous serez devant le tribunal interne. Lui annonçait l'interrogateur. C'est trop juste. Le chef Lee comprenait qu'il n'y avait plus de temps. Kwang Hik devait agir et vite. Au même instant, notre protagoniste se trouvait dans le bureau du président de Warim et lui demandait son accord pour la mission qu'il comptait mener. Le procès à l'encontre de ton équipe se tiendra dans 2 jours, tu sais. Ce qui veut dire qu'il te reste moins de 48 heures. Et tu veux que j'approuve une telle mission sans soutien ? Lui demandait le président, très curieux de sa réponse. Il faisait comprendre à Kwang Hik que pour qu'il approuve sa mission impossible, il devait au moins avoir la certitude de pouvoir livrer l'imposteur. « Vous avez ma parole », affirmait notre protagoniste avec assurance, disant être à mesure de livrer l'imposteur. C'est ainsi qu'il obtenait l'accord du président. Cependant, il n'aura aucun soutien. Il devait se débrouiller seul. Après son départ, l'assistant laissait entendre que le président avait été un peu rude avec le gamin. Même s'il est vrai qu'il est plutôt très doué, il ne pourra jamais mener à bien cette mission, disait-il au président. Vous pourrez être très surpris. Que voulez-vous dire, monsieur ? Lui demandait l'assistant, très intrigué par la déclaration du président. C'est une mauvaise habitude de sous-estimer les gens, répondait le président, confiant du succès imminent de notre héros. Kwang Hik avait envoyé un message à Mio, lui demandant de rapidement le retrouver si elle tenait à rembourser sa dette de la mission de l'aéroport où il lui avait sauvé la vie. Comme par magie, elle était déjà arrivée, se tenant derrière lui. Il lui annonce illico presto être derrière les casses récentes de la banque Money & Save, lui montrant incessamment l'autorisation approuvée et signée par le président de Warim en personne pour la mission actuelle, avec pour objectif de vider la 3e agence de Money & Save. « Rejoins-moi pour cette mission », disait-il avec détermination. Sa réponse était ferme, c'était « jamais de la vie ». Kwang Hik la rattrapait lorsqu'elle tentait de se tirer de là, lui faisant comprendre qu'ils ne seront pas seuls. Ils seront accompagnés par le maître dans cet art, celui-là même qui lui a appris à paraître tel un vrai malfrat pour les 2 banques précédentes. J'ai nommé Monsieur Kim Jung-ko. Depuis les derniers incidents, la banque Money & Save ne pouvait se laisser encore faire prendre par surprise. Ils avaient misé sur la sécurité absolue, faisant appel à des forces de sécurité privées extérieures selon les rapports officiels. Mais en réalité, c'étaient des membres de Prométhée prêts à tout pour garder leur dernière agence bancaire. Cette fois, ils étaient constitués d'immortels et de métamorphes. La mission était ultra risquée, mais pas impossible. Monsieur Kim Jung-ko leur expliquait le plan, la stratégie War and Melting, littéralement attaque et fonte. Il leur fallait tout d'abord subtilement brouiller les signaux radio des gardes et surprendre efficacement l'équipe postée en extérieur afin de semer une pagaille comme pas possible et profiter de l'agitation créée pour faire fondre le mur arrière du coffre de l'agence bancaire. De cette manière, ils passeront incognito quoi qu'il advienne. Le plus dur était de retenir l'attention des gardes. Kwang Hik se chargeait de cette partie. Il faisait comprendre à Mio que son rôle dans ce plan était de le guider à distance sur le champ de bataille, avec les capacités d'observation et d'analyse inouïes qu'elle possède. Il en avait eu vent grâce à Yohan. Avant le début des hostilités, Monsieur Kim Jung-ko les demande d'attendre. Il avait préparé un petit cadeau pour cette mission. Des masques très légers, fabriqués à partir des produits dérivés des trous blancs et qui ne bougent jamais une fois portés. Waouh, c'est joli. Qui a fait le choix du design ? C'est moi. Pourquoi ? Tu n'aimes pas ? Comment ne pas aimer ? Répondait notre protagoniste en enfilant le sien. Il le trouvait parfait pour l'occasion. Et maintenant, que la fête commence. Kwang Hik se rapprochait subtilement des gardes extérieurs sans être repéré. Il utilisait l'effacement de présence. Le garde immortel qu'il avait remarqué recevait instantanément un tir en pleine tête. Un immortel de moins, disait notre héros. Son partenaire, surpris par la situation, se faisait étaler avec un violent coup de genou dans la figure. Et de 2, disait Kwang Hik. L'impact que faisait le garde en tombant avait mis en alerte les autres agents de sécurité. Notre protagoniste grognait tel un tigre et leur disait « Salut les écervelés, le félin est dans la place ». Un peu plus tôt, Mio faisait comprendre à Kwang Hik qu'il devait mémoriser le plan qu'elle a établi. Ses instructions pour ses déplacements sur le terrain se feront sur cette base. C'était le plan parfait pour permettre à notre héros de se déchaîner tel un fou furieux. Surtout qu'aucun civil ne fait partie du personnel de sécurité de Money & Save. Afin de booster l'efficacité de sa partenaire, Kwang Hik avait donné une boisson particulière à Mio, le cocktail de potion SE8, aussi connu dans le jargon immortel sous le nom du soufflé.
Cette boisson améliore légèrement les capacités physiques et l'agilité. Cependant, elle booste l'essence d'un immortel à un niveau stratosphérique quasi inimaginable. Vrou! Mais ça déchire ce truc! L'expression de Mio montrait qu'elle était à 1000% opérationnelle. Notre protagoniste faisait du sale sur le champ de bataille. Entre les coups de feu et leurs gorges qui s'ouvraient à tout bout de champ, le personnel de sécurité en bavait littéralement. Tout cela voulait dire que les directives de la tour de contrôle Mio étaient très efficaces. Ennemi à 3 heures. Cache-toi derrière le mur. Même si au départ elle avait du mal à l'admettre, il était clair que notre protagoniste était à un tout autre niveau comparé à elle et aux autres recrues de Warim. Il avait étalé le prince charmant en un temps record. Il a obtenu les meilleurs résultats possibles à toutes les épreuves lors de leur examen et pendant les missions. Son efficacité est toujours extraordinaire, peu importe la difficulté rencontrée. Mio ne pouvait qu'admettre l'évidence. Kwang Hik est bel et bien un prodige au talent hors norme. Appréciez le travail. Tout le grabuge qu'il causait actuellement à l'extérieur de Money and Save avait pour objectif de masquer les bruits de l'ouverture du coffre-fort qui se faisait au sous-sol. Notre héros prenait très à cœur son rôle de faire diversion. Il se déchaînait tel un tigre fou. Un trio de l'équipe de sécurité le prenait au dépourvu, tirant pour en finir. Mais avec ses réflexes exceptionnels, Kwang Hik esquive les balles et s'éclipse dans une ruelle. Le trio qui le suivait de près était quelque peu surpris. Il n'y avait personne dans la ruelle, laquelle était pourtant un cul-de-sac. Kwang Hik avait utilisé l'effacement de présence. Dans une position acrobatique à la Spider-Man, il était accroché en hauteur et surprenait le garde arrière avec des coups de feu tout en bondissant instantanément sur le garde du milieu, l'éclatant au sol. Le seul qui restait s'était métamorphosé en loup-garou, envoyant un coup de poing puissant sur notre héros. Cependant, forte était sa surprise de voir son attaque arrêtée d'une seule main par l'homme devant lui. Non, c'est impossible. Un immortel ne pourrait jamais me bloquer. Grognait-il d'une voix tremblante. Mais c'est trop d'honneur que vous me faites là, très cher. Répondait Kwang Hik, lui envoyant une baffe surpuissante, laquelle lui faisait perdre la lumière à l'étage du haut. Son corps servait instantanément de pare-balles efficace contre les attaques d'un autre collègue à lui, avant qu'il ne se fasse balancer d'une seule main sur ce dernier. Par réflexe, Kwang Hik esquive un tir ciblant sa tête. Oh, c'était quoi ça? Les renforts sont déjà là? En effet, il s'agissait de la Pouade qui était arrivée à la rescousse. L'heure était venue pour notre héros de prendre la clé des champs, lequel traçait sous la pluie des balles tout en massacrant quiconque se tenait sur son passage, bien évidemment sous les directives de Mio qui lui servait de boussole. Les autres n'en revenaient pas. Était-ce vraiment un immortel? Pourquoi est-il si costaud? Il se le demandait. Quoi qu'il en était, les grands moyens étaient dorénavant employés. Un lance-roquette était dans la place. Pour se protéger de l'attaque imminente, Kwang Hik agrippe une voiture et, de sa seule force, il la traîne, à la grande surprise des gardes qui n'en croyaient pas leurs yeux. Les coups de feu fusaient à son endroit comme pas possible, et dans la même lancée, le soldat à la roquette faisait feu. L'explosion retentissait jusque dans les sous-sols où son équipe faisait fondre le coffre-fort. La diversion était parfaite. Pour Monsieur Kim Jung-ko, tout se passe exactement selon le plan. Kwang Hik s'amuse comme un fou. Mais une seule question demeure. Combien de temps encore le gamin pourra tenir? L'impact de l'explosion avait créé une gigantesque ouverture sur le mur derrière Kwang Hik. Notre protagoniste était au sol et souffrait le martyre. Le souffle de l'attaque lui avait arraché le bras droit. Cette fois-ci, c'est décidé. Il va vider le portefeuille de son chef une fois de retour de cette mission. Pourquoi lui devrait souffrir autant pendant que son chef grincheux est sûrement en train de se la couler douce au bureau? Pendant qu'il était plongé dans ses pensées, les gardes se rapprochaient de lui intimant de ne pas faire d'histoire. Ils avaient la situation sous contrôle maintenant. Quoi qu'il en soit, même si notre héros est coriace, eux aussi avaient des fous furieux comme lui de leur côté. Pensait un chef de garde avec un message sur son téléphone, lequel disait « complice du tigre localisé ». À cet instant précis, un homme armé d'une épée sortait du trou du mur derrière Kwang Hik. Dans le même instant, Mio détecte et esquive de justesse l'attaque dévastatrice d'un métamorphe. Mais ce n'était pas fini. Il revenait à la charge et la puissance de l'impact de son poing l'envoyait valser, la traînant sur plusieurs mètres. Le métamorphe faisait comprendre à Mio que son acolyte se déplaçait comme s'il se faisait guider par quelqu'un qui avait une vue panoramique du terrain. Et de fait, il n'y avait pas 1000 endroits où cela était possible. Donc la retrouver était un jeu d'enfant. C'était bizarre pour Mio de n'avoir absolument pas senti l'arrivée de son adversaire.
À en juger par l'état du sol derrière lui, elle venait de se rendre compte que ce dernier s'était juste propulsé de force pour atterrir sur le toit. Hé, blondinette, ne ferais-tu pas partie des forces spéciales des immortels à tout hasard ? Lui demande le métamorphe avec un sourire flippant, faisant comprendre qu'elle sera vendue très cher. La pauvre immortelle toute frêle avait des sueurs froides en entendant cela. De l'autre côté, notre héros se faisait empaler tel le dernier morceau d'une délicieuse brochette de bœuf. L'homme à l'épée était satisfait de l'action qu'il venait de mener. Il souriait, curieux de savoir quel visage se cache sous le masque du tigre. Kwang Ik venait de réaliser que ce dernier avait utilisé l'effacement de présence, raison pour laquelle il ne l'avait pas senti arriver. Conclusion, ce type est un immortel élite des forces de sécurité de Prométhée. La scène qui se déroulait arrachait un sourire au chef des gardes de Money and Save. Il en était ravi. Quelques jours plus tôt, avant cette mission impossible, notre héros essayait de tisser des liens amicaux avec l'assistant du président de Hwarim, tentant de lui extirper les vers du nez à propos de qui était l'imposteur dans l'entreprise. Il était certain que ceux-ci le savaient déjà. Dans la même lancée, tout en plaisantant, il profitait de l'occasion pour demander une aide officieuse à ceux derniers en rapport avec sa mission, laquelle était d'assurer la protection de Mio si lui, Kwang Ik, n'était pas à mesure de le faire. L'assistant trouvait Kwang Ik assez intéressant comme gamin, quelqu'un qui ne tourne pas autour du pot et qui est très sociable. Le gosse lui avait même demandé s'il pouvait se tutoyer. Il a certes refusé, mais le sourire qu'esquissaient ses lèvres laissait comprendre qu'il s'en était fallu de peu pour le faire céder. Entre-temps, Mio faisait face à ses derniers instants sur Terre. Le costume poilu de sa faucheuse ultra musclée était certes terrifiant, mais le sourire qu'il arborait l'était encore plus. Dans cette situation, le remboursement de la dette de l'aéroport n'était plus du tout une équation rentable selon la jeune immortelle. À cet instant précis, face à l'action qui allait suivre, Mio devait se sentir tel le petit chaperon rouge en train de questionner Mère Grand. « Mère Grand, pourquoi tes mains sont si grandes ? C'est pour mieux t'embrasser, mon enfant. Et Mère Grand, pourquoi tes dents sont si grandes ? C'est pour mieux te manger, mon enfant. » L'assistant du président de Hwarim était arrivé dans son élégance naturelle. Sa seule présence suffisait à maintenir figé le métamorphe, mais sans crier gare, ce dernier change de cible de façon instantanée et attaque violemment l'assistant d'un revers du bras droit, lequel esquive tout en tranchant avec son câble laser, le bras qui voulait le salir. « Enfoiré, t'es qui toi ?» demandait le métamorphe. Pour l'assistant, cela ne sert à rien qu'il ait une réponse à cette question, étant donné qu'il est déjà mort, même s'il ne le sait pas encore. « Tu me le payeras tôt ou tard !» hurlait le métamorphe qui prenait la clé des champs, sauf qu'effectivement, il était déjà mort, tranché en deux au niveau du tronc par un câble laser préalablement installé. L'assistant était méticuleux dans ses actions. Il se rapproche de Mio, lui demandant si elle va bien. Celle-ci n'avait rien de grave. Elle était juste stupéfaite, pensant que cette situation avait été totalement planifiée par le président de Hwarim. Mais son interlocuteur lui faisait comprendre que ce n'était pas le cas. Il était là pour la protéger sur la demande de quelqu'un d'autre. Cette autre personne était sur le point de se faire démasquer par l'homme tout souriant qui l'avait empalé. Bizarrement, ce dernier entend sa brochette avaler quelque chose. Surpris, il lui demande ce qu'il vient de faire. Mais son épaule gauche est fermement saisie. Eh bien... Juste avant l'explosion, juste au cas où la situation tournerait mal, Kwang Ik avait placé un comprimé dans sa bouche. La HCS3, un puissant comprimé boosté de calories qui inhibe non seulement la douleur, mais permet une super régénération. Ah oui, les deux bras de l'empaleur étaient saisis et, avec une force inouïe, notre protagoniste le démembrait, rendant son torse conforme au démembré qu'il portait. L'élite de Prométhée hurlait de douleur avant que sa tête n'accueille une gifle du pied de Kwang Ik. L'impact puissant de ce coup l'envoyait dans les bras de Morphée. Le chef des gardes n'en revenait pas. Le tigre venait réellement d'étaler une des élites de Prométhée. Il en avait des sueurs froides. Dans sa posture héroïque, épée à la main, le tigre disait « Allez, qu'attendez-vous? Qui est le suivant ?» Il passait instantanément à l'assaut, se servant de son bras comme bouclier contre la pluie de balles qu'il recevait, et tel un ninja, il prenait appui sur un véhicule et un mur pour se projeter dans les airs au-dessus de ses assaillants. La scène qui était observée était comme tirée tout droit de Demon Slayer. Souffle de l'hybride, premier mouvement. Démembrement éclair. Par cette attaque,
notre protagoniste avait mis hors d'état de nuire une bonne partie de l'équipe de sécurité et, au même instant, il parait des fléchettes qui lui étaient destinées, mais l'une d'elles lui perforait la cuisse. À en juger par l'aspect de celle-ci, il s'agissait du crochet, une arme efficace contre les immortels, très difficile à s'en débarrasser. Le tireur était très satisfait de sa prise et faisait comprendre à notre protagoniste qu'il aura du mal à bouger comme avant pendant un moment. Mais c'était sans savoir que ce fou furieux se foutait des douleurs aussi bénignes. De sa seule force, Kwang Hik s'était débarrassé de la pointe gênante comme si de rien n'était face à la stupéfaction du garde masqué qui hurlait au télépathe d'agir. La pression de la télékinésie était exercée sur Kwang Hik pour l'immobiliser, aussi bien que des pouvoirs de congélation et d'incinération. Il était clair que les assaillants étaient prêts à en finir. Eh bien, toutes ces combinaisons de ninjutsu ne pouvaient guère suffire à maintenir le jeune fauve, lequel rassemble ses forces et dégage de là avant de tracer à la vitesse de l'éclair. Mais comment ? Se demandaient les assaillants qui n'en revenaient pas. Le fauve grognait, déterminé à ne pas se faire prendre. Monsieur Kim Jung-ko avait déjà achevé sa mission et n'attendait plus que le gamin, lequel venait de faire son entrée, demandant si tout s'était bien passé de son côté. Le vieil homme lui répond par l'affirmative, disant qu'il serait parti si Kwang Hik avait traîné encore plus de 5 minutes. Il n'osait même pas imaginer tout le grabuge que le gosse avait fait à l'extérieur. Le gamin le rassure, disant n'avoir éliminé personne. Juste quelques jambes en moins par-ci, des bras par-là. Enfin, rien de vraiment bien grave, quoi. Au moins, la médecine de nos jours peut faire des miracles, même si ça coûte un bras. Un coffre métallique attirait l'attention de notre héros. C'était bizarre. Il s'agit d'un coffre en adamantium, un métal de l'autre monde. Ça cache sûrement quelque chose. La curiosité le forçait à tenter d'ouvrir le coffre par la force, mais toute la puissance cosmique de l'hybride ne faisait même pas frémir le coffre. Ah, les jeunes de nos jours. Ils pensent vraiment tout résoudre par la force. Monsieur Kim Jung-ko propose de lui montrer comment faire. Il faut y aller tout doux. Il sort son crochet et se met au travail, et en quelques secondes seulement, la porte était ouverte, devant un Kwang Hik très admiratif des compétences de son mentor malfrat. Il le félicitait. Mais c'est bizarre. Pas d'argent dans le coffre, juste un rouleau de parchemin. Notre protagoniste examine le parchemin et se rend compte qu'il s'agit d'un rouleau fait à base de peau d'envahisseur, très pratique pour la conservation. Mais quelque chose le rend soudain sérieux et il fait comprendre au vieil homme qu'il est temps de partir. Juste que, il leur était demandé de ne faire aucun geste brusque. Les deux s'étaient fait prendre. Pour notre héros, la voix de l'intrus lui était très familière. C'était Jong Ki-nam, le prince charmant. Il faut dire que depuis son enfance, Ki-nam a toujours été le meilleur. Il a toujours pris sur lui qu'être de sang pur signifie qu'il doit être à la hauteur des attentes de sa famille. Qu'importe la situation, il doit progresser. Cependant, c'était sans savoir qu'il allait rencontrer un dénommé Yu Kwang Hik, lequel lui a fait comprendre qu'il n'était pas le personnage principal du manhwa. Depuis lors, Ki-nam est animé par des sentiments de frustration, un complexe d'infériorité. Ceci étant, il est déterminé à prouver sa valeur afin de sortir du lot. Alors la proposition de rejoindre la mission de renfort pour Money and Save était arrivée comme l'occasion parfaite. Le Saint Graal à exploiter pour atteindre son objectif. Sur les lieux, la situation était catastrophique. Kwang Hik avait fait tellement de dégâts qu'il était difficile de croire qu'il s'agissait des performances d'une seule personne. On aurait plutôt dit un cas sévère de troubles sensoriels sadomasochistes chez les immortels. Le TSS. Ils s'en allaient tous. Certains du fait que les malfrats avaient déjà quitté les lieux. Mais Ki-nam, lui, avait autre chose en tête. Il voulait encore procéder à la vérification d'un endroit. Son arme était pointée sur les deux malfrats. D'un geste brusque de la main, Kwang Hik dégage le vieil homme lui demandant de courir, même si Ki-nam n'était pas prêt de lâcher l'affaire. Il avait lui aussi sorti instantanément une seconde arme afin d'avoir les deux intrus en joue, mais le tigre saisit une dague et la balance sur lui de toutes ses forces, laquelle dégage l'autre pistolet de la main de Ki-nam qui prend Kwang Hik pour cible et tire. Notre protagoniste se sert de son bras pour encaisser les balles, et il se rend très vite compte qu'il s'agit de balles pieuvres avec 8 branches aux extrémités, faites pour s'accrocher à la cible. Avec un ton hautain, Ki-nam lui demande de s'agenouiller s'il ne veut pas voir tous ses muscles et nerfs détruits. Il tente de se rapprocher de Kwang Hik, mais ce dernier se remet à bouger à toute vitesse
sous les coups de feu sérieux de Kinam. Les déplacements en zigzag de notre héros lui permettent d'éviter toutes les balles. Le vieil homme saisit l'occasion créée par le tigre pour s'enfuir. Kinam le remarque, mais Kwang Hik ne lui laisse pas le temps de réfléchir et retient son attention tout en encaissant les coups de feu. Bien, le tigre peut maintenant bouger à volonté. Au moins, Monsieur Junko a pu s'échapper. Il se sert de ses dents et arrache la peau de son bras où sont accrochées les balles. Pas de temps à perdre. Il doit agir et vite s'il ne veut pas avoir affaire à d'autres forces spéciales immortelles. Pour éviter les balles, il faut apprendre à courir. Lui disait son coach métamorphe. Il s'élance sur sa cible tel un fauve enragé, se souvenant des paroles de son coach. Reste toujours en mouvement. Cours en zigzag. Fais des faux pas pour tromper l'ennemi. Varie la vitesse de ta course. En un instant, il avait réduit la distance entre son adversaire et lui. Kinam savait déjà ce qui allait se passer. Le point surpuissant qui était sur le point de l'embrasser allait faire très mal. Si le décollage était brutal, l'atterrissage l'était encore plus. Kinam était au tapis. De son côté, le tigre avait été transpercé dans le cou, à se demander ce qui s'était passé. Eh bien, dans le feu de l'action, Kinam avait tenté de sectionner le bulbe rachidien de Kwang Hik. Il était clair que le prince charmant voulait faire du sale. En effet, même avec une superbe régénération, si votre cerveau est séparé du corps, vous ne serez plus qu'un légume. Une punition s'imposait. Le coup de pied violent du tigre qu'il venait de recevoir à la tête allait lui permettre de savoir qui avait mis l'eau dans la noix de coco. Kinam était salement amoché. Le tigre ne pouvait laisser impuni ce qu'il venait de tenter. Tu t'es bien amélioré entre-temps, ce que je vois. Notre héros retire la pointe de son cou. La tactique de Kinam n'avait servi à rien car il avait pu l'esquiver. Après cela, Kwang Hik a rapidement quitté les lieux pour aller rencontrer Monsieur Ko, l'intimant de rester planqué pendant un moment. Lui, à son tour, est allé se changer en livreur afin de passer incognito et se planquer dans un hôtel. Ses exploits faisaient la une des journaux télé. Entre-temps, il se rassure de l'état de Mio qui lui fait part de l'aide qu'elle a reçue de l'assistant du président et Kwang Hik pousse un soupir de soulagement. Mio était curieuse de savoir ce qu'il avait trouvé pour laver son équipe de tout soupçon, vu que le procès était dans 12 heures seulement. Il était surpris par sa perspicacité et lui fait savoir qu'il ne peut rien dire à part le fait qu'un cadre de Warim a apparemment signé au mauvais endroit. Ah oui. Avant de raccrocher, Mio lui fait comprendre qu'elle a remboursé sa dette. Hé, Mio, encore merci pour tout. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant ? Kwang Hik seul dans la chambre ne savait quoi faire de l'info qu'il avait en main. Était-ce une bonne idée de tout dévoiler comme ça ? Après tout, il n'est qu'un simple employé de 2e classe et l'imposteur est un cadre. Il lui fallait demander conseil. Il lance l'appel. Son téléphone sonne. Elle se trouve dans une salle de sport en train de courir. Elle décroche et fait comprendre à la personne au bout du fil qu'elle n'aime pas les mecs plus jeunes qu'elle. « Ah, ça tombe bien, je les préfère plus jeunes. » Alors pourquoi l'appeler dans ce cas ? Lui demande-t-elle. C'était l'instructrice du camp des immortels qu'il venait comme ça de contacter. Il aimerait qu'elle jette un coup d'œil à la photo qu'il lui a envoyée. Warim tôt le matin. L'heure du procès est enfin arrivée. Ils sont tous dans la salle pour débattre du sort de la 3e équipe de sécurité extérieure dirigée par le chef Lee. Le chef Lee, lui-même, était surpris par ceux présents au procès, surtout par la présence de quelqu'un qu'il n'aurait jamais imaginé voir en ces lieux. Le directeur général Mayun. Même le président de Warim ne peut facilement lui tenir tête. Il est demandé à Park Pilro s'il est certain de n'avoir aucun lien avec cette affaire. Il répond avec crainte, confirmant qu'il ne sait rien de rien. Le DG Mayun ne comprend pas ce qui se passe et demande une explication. Ils doivent absolument décider de la sanction disciplinaire des employés de Warim qui ont attaqué les 2 agences de Money and Save, lui répond la responsable d'enquête. Elle continue en disant que même s'il est vrai qu'ils n'ont pas connaissance de la raison exacte de leur action, des preuves claires montrent qu'ils s'en sont pris à 2 agences. Voilà qui est bien surprenant, répondait Monsieur Mayun. Il disait « Arrêtez-moi si je me trompe, mais si j'ai bonne mémoire, hier, il y a eu une autre attaque chez Money and Save. Vous conviendrez avec moi que tous les employés que je vois ici étaient enfermés dans nos locaux. Alors, madame,
comment pouvez-vous affirmer qu'ils sont à l'origine des 2 autres attaques? Bien dit! L'équipe d'enquête affirme avoir un témoin. Ce qui surprend le panda, lequel trouve cela injuste. Ils n'ont pas eu le temps de prouver leur innocence, hurlait-il. Pas d'inquiétude, lui répond la responsable d'enquête, disant qu'ils auront droit à la parole après l'intervention du témoin. Le directeur général veut savoir qui est le témoin et où il est. Il s'agit bien évidemment de l'employé de 2e classe Yu Kwang-ik et il sera un peu en retard. Apparemment, le bon monsieur a fait une grasse matinée, oubliant où il devait être tôt le matin. Les expressions ont été mitigées en entendant cela, faisant éclater de rire le président de Hwarim qui ne comprenait pas comment il pouvait avoir du retard un jour aussi important. Le chef Lee, lui, était dépassé par cette attitude de Kwang-ik. Dans son apparence négligée, il se présente. Yu Kwang-ik, employé de 2e classe chez Hwarim. Monsieur Mayoun se charge de le questionner. Tous les membres de la 3e équipe de sécurité extérieure sont-ils impliqués dans les attaques contre Money and Save? Demande-t-il. Oui, répond Kwang-ik, faisant comprendre que lui aussi est impliqué dans cette affaire. Et par-dessus tout, il est le responsable des attaques de la maison mère d'hier. Cette affirmation avait laissé sans voix l'auditoire. Il était clair que tous voulaient connaître le fin mot de l'histoire. Allez, fais-moi voir ce que tu as dans ta manche gamin. J'ai hâte de voir quelle carte tu vas sortir, pensait le président en observant la scène. Notre protagoniste affirmait que même si c'était sur la base de simples soupçons, il avait trouvé quelque chose de très pertinent dans le coffre de Money and Save, prouvant la légitimité de leur mission. Pour la responsable d'enquête, une suspicion seule ne justifie pas l'ampleur de leur attaque. Il le sait, c'est bien le cas en temps normal. Cependant, d'après l'article 12, alinéa 8 du règlement intérieur de Hwarim, il est stipulé que dans une situation d'urgence très particulière, il est permis de mener une mission même sur la base de soupçons dès lors que l'entreprise est en danger immédiat. La chef d'enquête et le président de Hwarim semblaient très satisfaits du jeune prodige. Il avait bien retenu ses leçons. Kwang-ik déroule le parchemin et fait part de sa découverte à tout le monde. Dessus, il était écrit le commandement d'un culte fanatique de supériorité, l'immortalisme, dirigé par un groupe d'immortels dégénérés. La veille, la chef d'équipe d'enquête à qui il avait envoyé la photo lui expliquait l'importance de ce parchemin. Les adeptes de l'immortalisme croient que seuls ceux ayant le sang immortel sont dignes d'exister. Et le parchemin est un moyen pour les hauts responsables immortels de prouver leur appartenance au culte. Les signataires du parchemin utilisent de l'eau bénite qui a cette particularité de ne réagir qu'au contact du sang d'un immortel. Ils seront donc à mesure d'avoir les noms des hauts responsables de ce culte. Le jury n'en revenait pas. Comment Money and Save pouvait avoir gardé quelque chose comme ça? Le directeur Mayoun était curieux de savoir si Kwang-ik avait vérifié les noms qui y figuraient et ce dernier répondait par l'affirmative. Le directeur Kim Dong-cheol demande de lui faire parvenir le parchemin. Il va le vérifier lui-même. Puisqu'il n'avait en sa possession aucun objet tranchant pour s'en servir et utiliser son sang, il demande gentiment à l'Assemblée de lui prêter un. Le directeur général Mayoun dit en se fouillant avoir une dague sur lui. Les actions qui allaient suivre allaient être rapides et totalement inattendues. Il sort sa dague, la plante d'un coup sec dans la gorge de Dong-cheol pris au dépourvu. Il la retire de sa gorge, faisant gicler du sang et la lance visant la tête du membre du jury, à l'opposé lequel utilise son bras pour se protéger. Mais le coup de genou bien placé de Mayoun permet à la dague de continuer son action, aggravant la situation. Au même instant, Mayoun pressent une attaque venir dans son angle mort, mais l'esquive. C'était un coup de pied raté de la responsable d'enquête. Il essaye de sortir quelque chose de sa veste, ce qui surprend la dame qui se demande ce qu'il est sur le point de faire. C'est une autre dague, elle se le demande. Eh ben, c'était un leurre. Elle reçoit un violent coup de pied au ventre, lequel la propulse dans les airs et Kwang-ik la rattrape de justesse. Mayoun s'élance à toute vitesse. Il tente le tout pour s'échapper. Apparemment, sa seule issue est de sauter par la fenêtre. Il y est presque. Kwang-ik s'apprête à faire un geste magique mais se fait devancer par quelqu'un. Dans son élan, Mayoun ressent derrière lui une intention extrêmement malfaisante. Il va y passer s'il ne l'évite pas. C'était le chef Lee utilisant la perturbation des sens. Son pied était suspendu dans les airs telle une attaque ultime de Rugal s'apprêtant à terrasser son adversaire. Le DG se retourne brusquement pour riposter mais... Il n'y a personne. La présence a disparu. Soudain, un coup de pied sec lui brise la jambe droite. Mayoun répond par une attaque, mais se fait également briser la jambe gauche avec un autre coup de pied et il s'écroule. Le chef Lee lui demande de se lever s'il souhaite continuer. Il est même prêt à lui enseigner quelques mouvements s'il veut.
La situation était de nouveau sous contrôle. Tout était fini. De son côté, Park Pilrow vient en aide au directeur Kim Dong-cheol, lequel était salement amoché. En jetant un œil sur le parchemin, il le voit. Le nom du directeur général Ma-yoon figure parmi les noms des signataires du parchemin. Oh mon Dieu, c'était lui l'imposteur. Monsieur l'imposteur était fou de rage. Il n'appréciait guère s'être fait avoir par un morveux. Il hurlait à Kwang Hik, lui disant qu'il ne l'oubliera jamais. À cela, le sourire aux lèvres, notre héros répond tout gentiment. Oubliez-moi s'il vous plaît. J'ai déjà quelqu'un et je ne serai en aucun cas intéressé par les hommes. Jamais. Ma-yoon s'était fait passer les bracelets. La responsable d'enquête était curieuse à propos de la vraie raison du retard de Kwang Hik. Se préparait-il à une éventuelle embuscade, lui demandait-elle. Mais notre protagoniste réaffirmait qu'il s'était vraiment réveillé en retard. Quoi qu'il en soit, il avait fait un boulot impeccable, disait-elle. Il recevait également les félicitations du président, lequel était très satisfait de sa performance du jour et lui faisait comprendre qu'ils se reverront. En partant, l'assistant du président demande humblement à la 3e équipe de sécurité extérieure leur coopération pour garder le silence sur l'affaire pendant 48 heures. L'équipe acquiesce. Ils sont enfin seuls. La 3e équipe de sécurité extérieure venait comme ça d'être lavée de tout soupçon, et cela grâce à leur nouvelle recrue qui avait fait ses devoirs. Les félicitations de ses coéquipiers fusaient à son endroit. Le chef Lee l'appelle, se rapproche avec fierté comme pour lui dire quelque chose de sérieux, mais pour les lui briser, il dit « Lave-toi un peu les cheveux morveux ». Kwang Hik était à bout. Jong-ha fait comprendre au chef Lee que notre jeune héros s'est surpassé cette fois et mérite vraiment des félicitations de sa part. Le chef Lee, tout gêné, acquiesce en s'en allant et félicite sincèrement Kwang Hik. À cela, notre héros répond en disant « T'es qui toi? Dis-moi qui se cache derrière le visage de mon chef !» Le chef Lee n'en pouvait plus. Un peu de gentillesse de sa part et le morveux se prend la tête. Apparemment, il n'a pas été bien corrigé ces derniers temps. Et voilà comment le quotidien à Hwarim a repris son cours. L'équipe a dû prendre 2 jours de congé. L'annonce de la démission du directeur général Ma-yoon pour raison de santé surprenait les uns et les autres, lesquels se demandaient si cela avait un lien avec la 3e équipe de sécurité extérieure. L'équipe avait de nouveau la paix, mais des pas violents se rapprochant de Kwang Hik se font entendre, et d'un coup, notre héros se fait cravater. Il demande à son challenger s'il a changé de coiffeur. Ce dernier hurle, disant que c'est la faute de Kwang Hik s'il est dans un état pareil. C'était Ki-nam très en colère, qui affirmait que notre protagoniste lui avait arraché la peau du crâne avec son coup de pied. Kwang Hik dit ne pas savoir de quoi il parle, mais le prince charmant insiste, hurlant qu'il va révéler à tous ce qui s'est passé. Les 2 challengers deviennent soudain très sérieux et une confrontation est sur le point d'éclater, mais est stoppée net par Dong-hoon qui calme Ki-nam et demande à ce dernier de le suivre pour une discussion en privé. « Ouf, j'ai encore failli lui casser la gueule », disait Kwang Hik pour envenimer la situation. Et ça marchait à la perfection sur Ki-nam. Le chef Lee lui dit qu'il va se faire détester par tous s'il continue sur cette lancée. Mais notre protagoniste s'en fiche royalement. En fin de journée, Jong-ha et Kwang Hik font chemin ensemble. Il explique à cette dernière qu'il est bien curieux de savoir ce que le panda a bien pu raconter à Ki-nam. Il lui a cherché des noises toute la journée, mais Ki-nam a fait de son mieux pour l'ignorer. C'était le moment pour notre héros de faire chemin à part et il lui dit au revoir. Elle l'arrête, l'invitant à venir manger chez elle. Eh ben ça pour une surprise, c'en est vraiment une. La bouilloire est au feu. Jong-ha est vraiment en train de lui préparer le repas. Le pauvre Kwang Hik est tout stressé. Il ne comprend pas la situation. Venant de Jong-ha, c'est possible qu'elle l'ait invité sans arrière-pensée. Elle vit seule et ils sont 2 adultes dans la même pièce. Il avait le cœur qui battait à la chamade. C'est la première fois pour lui de se retrouver dans une pareille situation. Enfin, l'autre fille à laquelle il pense ne compte pas. Jong-ha lui apporte le repas. Il se demande si elle va lui avouer ses sentiments. Eh ben, ils ont fini de manger sans rien de plus. C'est étrange. On aurait dit l'ambiance du boulot, pense-t-il. Jong-ha avoue vouloir lui dire quelque chose. Voilà, on y est, je le savais. Elle l'invite soudainement dans sa chambre. Quoi? L'expression qu'arborait Kwang Hik montrait clairement qu'il ne s'y attendait pas. Le choc était phénoménal. Il l'arrête dans son élan et lui dit timidement que même si c'est vrai qu'elle est très agréable à vivre, il préfère les filles plus. Il n'eut pas le temps de terminer sa phrase qu'elle lui dit d'arrêter ses conneries et de venir. Il acquiesce.
Elle actionne l'interrupteur de la chambre et notre protagoniste découvre une pièce, et d'inspecteur de police. Elle lui présente un tableau rempli de photos de membres de Prométhée qu'ils ont réussi à identifier à l'heure actuelle avec des fils rouges les liant les uns aux autres. Jong-ha le met en garde. À partir de maintenant, il devra faire très attention. L'un de ces derniers pourrait s'en prendre à lui à tout moment, en particulier les 3 personnes qu'il est en train de voir actuellement. Notre protagoniste comprend la situation. Sans émotion supplémentaire, elle lui demande de partir tout en déclarant qu'elle doit absolument détruire Prométhée. Kwang-ik affirme être de la partie pour contribuer à mener à bien cette tâche. En route pour chez lui, plusieurs questions lui trottent en tête. Voudrait-elle détruire Prométhée par vengeance ? Par rancune, il se le demande. Quoi qu'il en soit, il avait déjà pris sur lui de détruire cette organisation, même sans cette demande de Jong-ha. En entrant le code de sa porte, il se fige. Il l'a senti. Il y a quelqu'un dans son appartement. Les dires de Jong-ha refont surface. L'un de ces derniers pourrait s'en prendre à toi à tout moment, en particulier ces 3-ci. Évite-les à tout prix. Il se presse d'ouvrir la porte et, avec un air sérieux et méfiant, il observe. C'était une personne à laquelle il n'y aurait jamais pensé, même moi. Jang Ki-nam se trouvait devant lui, une tasse à la main. Les deux étaient très surpris par la situation et au même instant, ils se jettent l'un sur l'autre, prêts à entamer un combat sans précédent. Enfin, Ki-nam avait été instantanément mis KO. Il se trouve que les logements de Hwarim sont utilisés par 2 employés et le coloc de Kwang-ik devait intégrer l'appartement avec un peu de retard pour des raisons personnelles. Qui aurait pu imaginer qu'il s'agirait de Ki-nam ? Kwang-ik trouvait cela très embêtant. Embêtant, c'était le terme qu'employait le chef Lee au même instant en pleine confrontation avec une horde de monstres provenant d'un trou noir. On l'avait déplacé seulement parce qu'il était le plus proche dans les parages, et ça, il ne l'appréciait guère. Le chef de l'équipe de nettoyage s'excusait pour le dérangement, mais il s'agissait d'un trou noir superposé. La prise de risque inutile dans une telle situation n'est pas acceptable. Surtout qu'il est impossible de prédire quel genre de monstre pourrait en sortir. Il faisait comprendre au chef Lee que c'était comme ça le 2e trou déformé à Séoul et le 8e en Corée du Sud. C'est à se demander s'il ne s'agirait pas là de l'annonce de l'arrivée d'un nouveau nommé. Après la fermeture du trou noir, le chef Lee, en s'en allant, les fait comprendre qu'il ne travaille pas gratuitement. Il fera une réclamation à leur équipe à propos de cette affaire. Cependant, même s'il n'avait pas réagi aux propos qu'il venait d'entendre, l'inquiétude était à son paroxysme. S'il s'agit réellement de l'annonce de l'arrivée d'un nommé, combien de personnes perdront encore la vie ? Se demande-t-il. Ki-nam, très en colère, est sur le point d'assommer quelqu'un, mais son attaque est aisément parée et il est instantanément maîtrisé tel un bébé et envoyé au dodo. C'était Kwang-ik qui venait une fois de plus de le mettre KO. Il expliquait à Dong-hoon, qui demandait ce qu'il faisait, qu'apparemment c'était leur pouvoir de l'amitié entre Ki-nam et lui. Ils doivent se battre pour exprimer leur amour. Le responsable hiérarchique de Ki-nam n'appréciait pas que Kwang-ik embête continuellement le prince charmant. Mais pour notre héros, c'était tout le contraire. En réalité, il apprécie énormément Ki-nam, disait-il. Il n'y a pas meilleur sac de frappe que lui pour encaisser ses coups. Le grabuge passé, Kwang-ik vérifie ses mails et est très surpris par ce qu'il voit. Apparemment, ses exploits avaient attiré l'attention de plusieurs entreprises concurrentes, lesquelles lui proposaient de meilleures conditions de travail et de rémunération que ceux qu'il a chez Hwarim. Pour lui, tous ces messages semblaient être l'œuvre de scammers très bien organisés. Inquiet, il s'empresse de faire part de cela à Dong-hoon. Le panda avait lui aussi reçu plusieurs offres d'emploi d'autres entreprises, ce qui permettait à Kwang-ik de mieux cerner la situation. Le grabuge autour de la démission du directeur général Ma-yoon avait fortement fait écho auprès des personnes influentes et tous voulaient embaucher le prodige derrière cela. Cette situation, Kwang-ik l'appréciait au plus haut point. Puisque vous avez fourni tant d'efforts, la moindre des choses pour moi serait de vérifier ce que vous avez à me proposer, n'est-ce pas ? Disait-il avec joie. En parlant d'efforts, Dong-hoon faisait comprendre à Jong-ha et Kwang-ik qu'un trou noir était apparu à la station de métro de Dongdaemun et la police demande de l'aide. Les deux devraient s'y rendre immédiatement. Sur place, l'entrée est contrôlée par des agents armés. Au sous-sol, une équipe est déjà en train d'examiner les lieux. Le trou noir est bel et bien là, mais n'est pas encore ouvert. Jong-ha et Kwang-ik viennent de faire leur entrée.
quelqu'un les interpelle, disant qu'ils ne se sont pas vus depuis très longtemps. C'était un homme baraqué en armure exosquelette, lequel s'adressait à Jonga. Cette dernière l'ignore, l'intimant de s'occuper de ses propres affaires. Kwang Ik demande au vieux de rester concentré sur le travail et de ne pas se laisser distrait. Ce dernier se met instantanément à examiner notre protagoniste, faisant une description de son apparence et son caractère, lui demandant s'il ne serait pas à tout hasard le dénommé Yu Kwang Ik. Notre héros lui demande s'il lui plaît. Au même moment, le trou noir s'ouvre. Tous sont informés qu'il s'agit d'une classe C, type Line, monstre numéro 3, slime de type 1, corrosion. La bestiole se verse hors du trou en dégageant une fumée toxique. L'homme à l'exosquelette se présente, Juong Dong-chan, et il vient d'avoir 25 ans, donc il n'est pas un vieux. Kwang Ik s'excuse. Dong-chan lui fait comprendre qu'il est très heureux d'être venu pour cette mission. Cela lui a permis de faire la rencontre de la star Yu Kwang Ik. Il reviendra le voir après s'être occupé des slimes. L'équipe utilise des lance-flammes qui sont a priori l'arme ultime pour venir à bout de tels monstres. Les bestioles se font littéralement incinérer les unes après les autres. Devant le trou noir se trouve un maître du feu, lequel se charge d'incinérer tous les monstres qui tentent de sortir ou de s'échapper. Sa maîtrise et son accoutrement impressionnent notre protagoniste, qui se demande qui il est. Ayant senti le regard de Kwang Ik, il se présente. Modeleur de feu, Kim Malwon. Notre héros se présente à son tour en ajoutant être le gars sexy des forces spéciales des Immortels. Malwon n'y va pas par 4 chemins et demande à Kwang Ik de rejoindre Psionic. Il a principalement accepté cette mission dans l'optique de recruter Kwang Ik. Dong-chan remarque la situation et hurle à Malwon de faire la queue comme tout le monde. Il était le premier et attendait juste la fin de la mission pour faire sa demande. Malwon s'en fiche et une dispute éclate. « Rejoins l'Excuracy ! Non, viens chez Psionic !» hurlait-il. Ils étaient décidés à le recruter aujourd'hui même. Notre protagoniste trouvait la situation bizarre. 2 hommes poilus sont en train de se battre pour moi. C'est vraiment flippant, pensait-il. Il était surpris du fait que Jong-ha ne réagissait pas dans une telle situation. Effectivement, cette dernière ne leur prêtait guère attention. Son regard était posé sur le trou noir comme si, sans préavis, d'autres monstres surgissent, mettant en alerte Jong-ha et Kwang Ik. L'officier en service près du trou noir allait y passer. C'était trop tard pour le secourir, mais Kwang Ik réagit à l'instinct, bondissant à une vitesse supersonique. Son action surprenait les 2 hommes qui tentaient de le recruter. En un instant, il avait dégagé l'officier qui allait se faire dissoudre par l'acide des monstres. Et dire qu'ils pensaient tous avoir fini pour aujourd'hui. Des monstres bien plus flippants étaient en train de faire irruption. Des slimes de type 2, généralement connus sous le surnom Force. Ils étaient en train d'assister à la formation d'un trou noir superposé. Il fallait agir et vite. Dans cette situation, il faut instantanément présumer que tous les monstres de type 3 feront leurs apparitions. Dong-chan hurle à Malwon d'intervenir. Malwon n'aime pas qu'on l'appelle par son prénom. La bataille était de taille. Des boules de feu fusaient tout comme des coups de hache. De son côté, Kwang Ik se rassure de l'état de l'officier et lui demande de rapidement se mettre à l'abri quand soudain on lui hurle de se baisser. Il se faisait attaquer par une multitude de projectiles venant des slimes de type 3, avec pour surnom Projection. Ces derniers étaient rapidement mis hors d'état de nuire par des balles spéciales. Kwang Ik ne comprenait pas ce qui se passait et pourquoi fallait-il utiliser des balles aussi chères. Jong-ha lui explique la situation. Il s'agit d'un trou noir superposé. Ça veut dire qu'un trou noir s'est ouvert à l'intérieur d'un autre. C'est une situation anormale qui fait écho ces derniers temps. C'est pourquoi, par précaution, l'entreprise envoie plus d'effectifs qu'il n'en faut pour fermer les trous, puisqu'ils sont impossibles à prévoir. Elle le rassurait, lui demandant de s'occuper uniquement des monstres qui échappent au reste des équipes. Les bestioles visqueuses et dégoûtantes étaient en train de se faire correctement allumer par des tirs laser. C'était la performance des fusils laser à énergie de fusion de l'équipe d'Excuracy qu'ils appellent le XQ-3000. Leur armure d'exosquelette leur conférait un charisme particulier. Kwang Ik était jaloux. Il trouvait cet équipement très stylé et demandait à Jong-ha pourquoi eux aussi n'ont rien de pareil. Garde patience, tu seras surpris. Un renfort est sur le point d'arriver, disait-elle avec confiance, et on entendait quelqu'un jurer à des kilomètres à la ronde. Il hurlait. Faites chier! Qui tente de recruter mon chien
chiens adorés. Vous êtes faits comme des rats. Et il se présente. Je suis Lee Jung-bong des Forces Spéciales des Immortels. Tapez-moi si vous pouvez. Dans le feu de l'action, les deux qui venaient de tenter de recruter Kwang Ik lui demandaient d'oublier tout ce qu'ils ont pu dire jusqu'à présent. Ils n'avaient aucune idée qu'ils travaillaient avec le fou furieux Lee Jung-bong. Ça faisait déjà plus de 2 heures qu'ils étaient là à affronter les monstres depuis l'apparition du trou noir superposé. Mais malgré cela, leur nombre ne diminuait pas. Au contraire même, de nouvelles espèces de slime ne faisaient qu'apparaître. Ils étaient tous sur le point de craquer. Notre protagoniste était perdu. Qu'est-ce que son chef est venu faire ici? Il se le demande. Le chef Lee lui explique. À l'instant même où ce trou noir est apparu, une dizaine d'autres se sont formés dans toute la Corée. Et la moitié d'entre eux sont des trous superposés avec le plus grand, étant celui de la station où ils se trouvent actuellement. Kwang Ik venait de comprendre l'ampleur de ces dires. Un trou noir précède un événement majeur, et le plus courant est l'apparition d'un nouveau nommé. Soudain, un grand bruit se faisait entendre. Le trou noir est en train de se fissurer. Un équipier hurle en donnant leur position aux autres équipes. Il fallait se replier. Kwang Ik était entré en transe. Tous hurlaient son nom, mais il n'entendait rien. Cette sensation, il l'avait déjà une fois ressentie. C'était identique à la fois d'il y a 10 ans, quand le monstre se tenait devant lui. Un nouveau nommé venait de faire son apparition sur Terre. Après une énorme explosion qu'il avait salement amochée, tout ce qu'il pouvait voir en ouvrant les yeux étaient des êtres qu'il n'avait jamais vus auparavant, des monstres. Le gamin ne voulait pas mourir. Il hurlait, suppliant que quelqu'un lui vienne en aide. Ce n'étaient pas ces supplications qui allaient empêcher les monstres de faire leur travail. Massacrer à vue tout être vivant. Soudain, il se réveille brusquement. Il venait de recevoir une injection dans le cou. Jong-ha venait de lui sauver la vie. Le gamin de tout à l'heure était Kwang Ik dans ses souvenirs. En réalité, il avait perdu connaissance du fait de la brutalité de l'attaque du nouveau nommé. En arrière-plan, une bataille acharnée avait pris place avec des attaques qui fusaient dans tous les sens. Il était clair que les nommés étaient vraisemblablement une catégorie de monstres totalement différents de ceux qu'ils avaient déjà affrontés auparavant. Kwang Ik avait un vague souvenir de ce qui s'était passé. C'était trop rapide, mais il se souvenait avoir été frappé par un tentacule du nommé, et après ça plus rien. Jong-ha lui fait comprendre que les tentacules du nommé contiennent des substances hallucinogènes. Ce qu'elle venait de lui injecter était un cocktail pour augmenter son immunité contre les attaques de ce genre. Dans le temps imparti, les renforts de tous les camps étaient arrivés, et il était temps pour Jong-ha et lui de se replier. Cependant, notre protagoniste ne pouvait accepter quitter les lieux alors que tout le monde se faisait massacrer. Le nommé se sentait comme un poisson dans l'eau se déchaînant sans retenue. Il lançait du liquide corrosif sur tous ceux qu'il pouvait atteindre. La situation était plutôt catastrophique. Kwang Ik le savait déjà. Le soldat touché allait périr si rien n'était fait. Jong-ha le supplie de ne pas intervenir. Elle hurle, disant qu'il va mourir s'il y va. Mais cette situation qu'il observait, le soldat qui l'appelait à l'aide avec ses yeux qui exprimaient la peur de se faire abandonner, Kwang Ik se souvient avoir été dans une situation similaire. Il lui lâche la main et, sans vitesse initiale, il s'élance à la rescousse de celui qui l'appelait, même si Jong-ha continuait de lui hurler de ne pas y aller. Le monstre le prend pour cible et lance une attaque fouettée de tentacules. Mais il esquive tout en récupérant le rescapé et hurle à Dong-chan d'attraper le colis qui était dans les airs. La réception de Dong-chan était parfaite, mais les jambes du lanceur Kwang Ik s'étaient faites prendre par les tentacules du nommé. Heureusement, un coup de feu instantané détruit ces tentacules. C'était le chef Lee qui venait d'intervenir, demandant à tous de continuer de tirer jusqu'à la destruction complète de la barrière de protection du monstre. Dans sa super vitesse, dans le style de Flash, Kwang Ik emprunte un injecteur de sang à son chef tout en traçant son chemin. Le monstre était en colère. Apparemment, les êtres inférieurs ne le prenaient pas au sérieux. Dans sa belle forme monstrueusement hideuse d'étoile de mer, il envoyait des rayons laser dans tous les sens, détruisant au passage tout ce qui était à sa portée et arrachant dans le même temps le bras droit de Kwang Ik qui venait de sauver de justesse un collègue immortel. De l'autre côté, un soldat était sur le point de se faire écraser par les débris, mais Kwang Ik le protège avec son corps et lui demande d'injecter le sérum à l'autre immortel. Avec sa main gauche, il l'attrape et le soulève pendant que sa main droite se régénère. En un instant,
Il venait de positionner les 2 rescapés sur ses épaules et s'apprêtait à courir même s'il était en piteux état. En effet, Du sang lui sortait de la bouche! le soldat secouru n'arrivait pas à comprendre pourquoi il allait aussi loin et risquait sa vie de la sorte. La réponse était simple. C'est son travail d'éliminer les envahisseurs, de gagner de l'argent et de sauver des vies par tous les moyens, disait-il en courant. Arrivé en lieu sûr, il les dépose et dit « de rien ». Il savait déjà que le soldat voulait le remercier. Dans le même instant, Jong-ha l'appelle et lui injecte un accélérateur de régénération, tout en disant qu'il a intérêt à ne pas mourir ici. Ça tombe bien, il n'a aucune intention de crever dans un endroit pareil. C'est réussi! Les attaques avaient fini par payer. Ils avaient finalement réussi à fissurer la barrière de protection du nommé. Il fallait maintenant concentrer les tirs au niveau de la fissure. Le monstre leur jette un regard terrifiant. A priori, ces êtres inférieurs ne savent pas de quoi il est capable. D'un bond, il s'élance avec un sourire machiavélique en coin. Et heurtant tout le monde avec son atterrissage en catastrophe. Il se retourne et effectue un violent balayage collectif sur toutes les cibles à portée. Tandis que Dong-chan avait du mal à en revenir, le monstre, lui, il fait un sourire, la langue dehors, comme pour leur demander s'ils ont apprécié sa belle danse gracieuse. Le monstre était puissant, mais les humains n'allaient pas se laisser intimider. Dong-chan lui balance un coup de hache enflammé, mais la riposte est instantanée. Le monstre l'envoie s'éclater contre un poteau. Les autres ne lâchent rien et continuent les tirs à pleine puissance, mais la bête leur saute dessus, comme si c'était un jeu qu'elle appréciait, et les écrase violemment à l'impact avec le sourire aux lèvres. Il faut dire que notre hideuse étoile de mer appréciait vraiment ce jeu de chatouille. Dans tout ce grabuge, notre protagoniste continuait de secourir autant de personnes qu'il le pouvait. À peine il déposait les rescapés qu'il se lançait déjà dans une autre nouvelle mission de sauvetage, même sans être complètement régénéré. Le monstre de son côté s'amusait à bouffer les jambes d'un immortel qui s'était mis sur son chemin et trouvait cela délicieux. Kwang-hik faisait un sauvetage risqué de cet immortel tout en esquivant une attaque violente du monstre qu'il avait repéré. Ce n'était pas fini, un tentacule lui perforait l'abdomen. Mais ce tentacule se fait exploser par le chef Lee, lequel demande à sa recrue de dégager. À cet instant précis, notre protagoniste venait de réaliser quelque chose. Le chef Lee venait de multiplier par dizaines sa présence afin de perturber les attaques du monstre. La créature ne savait plus où donner la tête et attaquait violemment dans tous les sens. Le fou furieux chef Lee vise la fissure brisée de la barrière de la bestiole et envoie un puissant coup de feu. Il était épaulé par Malwon avec son pouvoir de feu et Dong-chan qui se précipitait sur la créature afin d'attaquer son point faible. Kwang-hik ne prêtait pas attention aux remerciements de l'immortel qu'il venait de secourir. Il était concentré, essayant de se souvenir de la technique de multiplication de présence de son chef qu'il venait de voir à l'instant. Puisqu'il pouvait encore courir, alors il allait l'essayer. Et il se lance à vive allure. Son plan était simple. Tandis que le monstre sera occupé à attaquer les fausses présences, ses coéquipiers pourront viser ses points faibles. Et lui, il se chargera du reste. Que vous ayez perdu connaissance, soyez à 2 doigts de crever, ou que vous n'ayez pu éviter la rage de la bête. Notre jeune héros volera à votre secours sans s'arrêter une seconde. Encore et encore et encore, sans jamais se lasser. Kwang-hik était déterminé. Le chef Lee l'arrête dans son élan et lui dit « Tu peux t'arrêter, gamin, c'est fini. » Le gamin demande s'ils ont gagné. Le chef réfléchit un peu et dit avec le sourire aux lèvres « Non, petit, on a perdu. » Sur ces paroles, Kwang-hik s'écroule de fatigue. Il faut dire que depuis que l'humanité a connaissance de l'existence des nommés, ils n'ont jamais réussi à éliminer de tels monstres. Et aujourd'hui aussi ne faisait pas exception. Cependant, il n'avait pas vraiment perdu. Le monstre était retourné dans le trou noir par lequel il avait apparu. Notre protagoniste était évanoui, adossé au mur et en pleine régénération. Le chef Lee aussi était en pleine régénération, assis à côté de lui. Les soldats à qui il avait sauvé la vie voulaient connaître son nom, mais se faisaient rembarrer par le chef Lee. Ces derniers avaient apparemment tous entendu parler de lui depuis l'incident avec le DG Mayu. Dong-chan lui jette un coup d'œil en s'en allant, mais se fait vectoriser par le chef Lee. Personne ne prend son poulain. Malwon et lui regrettaient vraiment de n'avoir pu recruter un tel prodige. Quoi qu'il en soit, l'histoire retiendra que le 11 juin, un nouveau nommé a fait son apparition à Séoul. Et ce jour-là, pour la première fois depuis que l'humanité les combat, il n'y a eu aucun mort. Après sa mission, notre protagoniste festoyait avec ses amis qui étaient très curieux des détails croustillants de sa dernière mission, notamment l'apparence de l'étoile de mer. Affreux! C'était la seule façon pour Kwang-hik de décrire cette créature et il comprenait tout le sens du surnom qui leur était donné.
Kwang Hik était surpris lorsque Johan lui faisait comprendre qu'en réalité, le nommé qu'ils avaient affronté n'était pas un nouveau. Apparemment, ce nommé-là avait tenté de sortir par la multitude de trous noirs superposés qu'il y avait dans le pays, mais les forces de l'ordre avaient à temps pu les refermer à la chaîne, évitant ainsi le combat. De fait, l'étoile de mer s'était dépêchée de tester toutes les sorties possibles, jusqu'au portail de la station Dong Dae Moon, où le gardien des portes n'était pas arrivé. Ils venaient comme ça d'avoir une information dont ils ignoraient l'existence du fait de leur récente arrivée chez Warim. Le gardien des portes. C'était le nom donné à celui qui pouvait ouvrir et fermer les trous noirs à volonté. Au moment de payer l'addition, la serveuse fait comprendre aux 3 jeunes que l'homme en train de partir avait déjà réglé la facture pour eux, ce qui surprenait Kwang Hik. Il se souvenait avoir déjà vu cette tête quelque part. Dans le feu de l'action, il laisse ses amis retourner au boulot et décide de prendre le type en filature. C'était bien l'agent de sécurité qu'il avait secouru lors de sa dernière mission avec le trou superposé. Mais c'était bizarre pour un simple agent de police de se retrouver dans un restaurant qui n'accepte que des races spéciales. Notre protagoniste le confronte et le type s'excuse de l'avoir invité de cette manière. 2 personnes tapies dans l'ombre faisaient leur apparition auprès de l'officier. L'une d'entre elles, la femme, était celle de la mission avec Bibi numéro 7. Elle ne pouvait supporter la tête de Kwang Hik, qui s'était foutu d'elle à cette période. L'autre était l'une des personnes des photos à éviter à tout prix que Jong-ha lui avait présentées. Kwang Hik s'était élancé. Il ne pouvait supporter de se tirer de là sans donner une baffe à ce traître d'officier, mais sa main était arrêtée net dans son élan. L'homme musclé était très réactif. Kwang Hik s'est instantanément dégagé, prenant du recul. L'homme surpris venait de constater qu'en réalité, il n'avait attrapé qu'une présence de notre héros. Il trouvait cela très intéressant. C'était très bref, mais Kwang Hik l'avait vu. Il avait vu sa mort. Il aurait été déchiqueté en 8 morceaux s'il était resté une seconde de plus. L'agent de sécurité soupirait de soulagement. Il venait d'échapper à une baffe. Il donnait son nom Steve Choi et disait travailler pour une agence de recrutement. Son rôle consiste à mettre en relation des talents tels que Kwang Hik et des recruteurs potentiels, expliquait-il. Et là, son client était Prométhée. En s'en allant, il faisait comprendre à la dame qu'ils devront payer la commission même si Kwang Hik refuse l'offre. Bien évidemment, notre protagoniste n'était aucunement intéressé par l'offre et se retourne pour partir, mais soudain, il se fige et transpire à grosses gouttes. Ses instincts lui hurlaient de ne pas faire un pas de plus sous peine de perdre la vie. C'était l'aura du prédateur, de l'homme baraqué, qui incitait Kwang Hik à écouter l'offre jusqu'à la fin avant de donner sa réponse. Malgré toutes les propositions énoncées pour l'appâter, Kwang Hik était catégorique. Son refus était absolu, même si la dame lui faisait comprendre qu'il pourrait regretter son choix. Au moins, il aurait pris la proposition au sérieux si la dame avait été son type de femme, disait-il. Cette réponse avait le don de mettre la dame en rogne, laquelle se faisait calmer par son collègue qui rappelait qu'il était temps pour eux de partir. En partant, elle faisait comprendre à Kwang Hik que cette proposition était la seule et unique qu'il aura. Notre protagoniste trouvait cela épuisant d'être une superstar. À tout bout de champ, on veut le recruter. Tôt le matin au bureau, Kwang Hik était surpris par l'accueil qu'il recevait. Il se faisait appeler le sauveur de Dong Dae Moon par ses collègues et son expression montrait qu'il appréciait vraiment cette attention. En parlant d'attention, il était impatient de raconter ce qui lui était arrivé la veille face à ses collègues qui étaient tout oui. Avec un air sinistre, il fait comprendre que Prométhée lui a fait une proposition. Tous s'éclatent de rire en entendant cela. Ils sont tous passés par là. Apparemment, il s'agit là d'une coutume courante de cette organisation de tenter de recruter des talents chez les races spéciales. Kwang Hik était déçu par cette révélation, mais pour le consoler, le chef Lee lui dit qu'ils ont une nouvelle mission. En partant, il fait savoir à Jong-ha qu'il était là. Le type de la photo parmi les 3 de Prométhée à éviter à tout prix. Cette dernière révélation surprenait grandement son équipe qui n'en revenait pas. Kwang Hik ne comprenait pas pourquoi cette réaction et Jong-ha, pour être sûr, demande lequel des 3 était là. Le gars baraqué, bien musclé, celui qu'on appelle le crocodile, répondait-il. La réponse à cette demande l'avait mis dans un état de rage profonde. C'est un réel coup de chance que Kwang Hik soit revenu en un seul morceau, disait le panda. Kwang Hik disait qu'apparemment Monsieur Musclor n'avait pas prévu l'écrabouiller. Le chef Lee leur explique la nouvelle mission. Bon, allons cogner le scientifique fou caché dans les montagnes, avec nos informations top secrètes. Chef, c'est plutôt un sauvetage. On s'en fout. Je tape les gens pour vivre. Et après, on va dire que c'est moi le fou.